Moi, votre prénom, votre nom, C'est ce que j'allais le dire. lieu et la date de C'est ce naissance. que j'allais dire. Voilà. Je peux? Oui. Je m'appelle Drucker Simon. Je suis né le 22 février 1924 à Paris 12e, au 9 rue Jules César. Euh, Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir dans un premier temps, c'est, on va essayer de remonter un Mon peu dans père, les origines de maman, votre voilà. famille, et même le plus loin que vous puissiez savoir, que font vos grands-parents dans la vie, où sont-ils nés, dans quel contexte se situe votre famille. Alors, mon père et ma mère sont nés en Autriche. À l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois. Ils sont nés à Lvov, qui est maintenant l'Ukraine, qui était l'Autriche-Hongrie, qui après était la Russie, maintenant l'Ukraine, et après la Pologne pour leur période. Ils sont venus en France en 1921 et ils étaient contents d'être en France. Hum, Moi, je suis venu au monde en 1924. Ensuite, mon petit frère est venu au monde, Isidore Drucker, le 19 août 1930. On habitait d'abord rue de la Verrerie, au 66. C'était un taudis, mais enfin, on nous l'avait loué. Et puis, en 1936, mes parents ont déménagé rue Notre-Dame de Nazareth, au 59, Paris 3e. Euh, Mon père faisait des casquettes rue des Blancs-Manteaux et des chapeaux. Puis après, il s'est mis à les vendre sur les marchés de 1934 à 1940. En 1940, il n'avait plus le droit de travailler, il n'avait plus le droit de rien faire. Entre-temps, mon père, quand la guerre a éclaté en 1939, s'est engagé volontaire dans l'armée française. Il a été démobilisé en fin 40, avec les félicitations de l'armée pour sa conduite dans l'armée. Et puis, un jour, en 1941, il y avait déjà les lois de Pétain pour les Juifs, les ordonnances de 1940. Un jour, on l'a convoqué, place des Vosges, pour examen de situation. C'était un petit billet vert et c'était marqué pour examen de situation. Mon père a dit j'ai rien à me reprocher. Il s'est présenté place des Vosges et là, les gendarmes l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans un camp qui s'appelait Pithiviers. Il est resté 1 an. Ma mère, mon petit frère et moi, on est allé le voir une fois, quelques jours avant sa déportation. Il a été déporté par le convoi numéro 4 le 25 juin 1942. Il est arrivé à Birkenau. Il a survécu 6 semaines. À Birkenau, il avait le numéro 41 1940. Et puis, il est tombé d'épuisement. On l'a amené à la chambre à gaz, on l'a gazé, on l'a brûlé. Et c'était fini. Alors, si vous permettez, ce que j'aimerais essayer de cerner avec vous, c'est ce que vous m'avez dit sur l'Autriche-Hongrie, votre famille. Est-ce que vous savez ce que faisaient vos parents, comment ils se sont rencontrés, vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans Alors la vie? écoutez, les grands-parents, je me rappelle juste une photo. Il y avait 9 enfants d'un côté et 8 de l'autre. Parce que le grand-père paternel, j'ai pas connu. J'ai pas connu non plus. J'ai vu une photo de la grand-mère qui avait eu 9 enfants. Mon père était le neuvième. Et comme son mari est mort, à l'époque, on mourait de... On n'allait pas chez le docteur et il y avait pas... on mourait à 45 ans, facilement. Elle s'est remariée avec un homme qui avait 8 enfants. Alors je me reprends une photo qu'ils étaient 17 enfants. C'est tout ce que je sais. J'ai jamais connu ma grand-mère, j'ai jamais connu mon grand-père. Ma mère est née le 7 avril 1896 dans un faubourg de Lvov qui était à l'époque l'Autriche-Hongrie. Et c'est une petite bourgade à 15 km de Lvov. Mon père est né à un faubourg de Lvov qui s'appelle Kulikov. Il est né le 5 janvier 1901. Ils se sont rencontrés comme à l'époque dans les villages, les gens se rencontraient. Et puis, euh, souvent, il y avait des pogroms. Et mon père avait pris un train, un bus plutôt, un tramway,
Et comme c'était l'été, les deux portières étaient ouvertes. Et les Polonais, souvent, s'amusaient à couper la barbe d'un juif. Vous savez, il y en a qui étaient très... Il y a des gens très religieux qui avaient une barbe. Mon père, il n'avait pas de barbe. Des tzitzot, et comme on en voit, les Lubavitch. Et ils coupaient la barbe. Alors, comme mon père était assez grand et assez fort, quand ils ont coupé la barbe de ce juif qui était âgé, il a pris les deux jeunes, il les a foutus en bas du tramway. Il a donc été obligé de se sauver de l'Autriche-Hongrie. Et ma mère est venue le rejoindre quelque temps après, par Baden-Baden. Et après, ils sont venus en France. Et comme ils n'avaient pas de papier, ils sont descendus du train à la gare de l'Est. Quand le train ralentissait, ils ont sauté. Il y a même des gens qui étaient dans le train pour dévaliser les gens qui arrivaient. Ils ont sauté du train avant. Et ils avaient une tante qui habitait rue de Jouy, pas très loin d'ici, dans le quartier, et qui leur a pris une chambre d'hôtel. Et puis après, bon, ben, ils étaient déjà mariés. Et puis, Donc en fait, si je vous suis, c'est quand même une situation dans cette région de l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est aussi une situation d'antisémitisme. oui, mais cette situation d'antisémitisme, l'empereur François-Joseph n'était pas antisémite. Et c'est d'ailleurs dommage que on a détruit l'Empire d'Autriche-Hongrie, parce que de toute façon, les peuples se seraient mis, comme maintenant, si vous voulez, en Europe. Mais ça favorisait beaucoup. Les Polonais étaient... Enfin, je ne veux pas dire tous, parce que j'ai eu un Polonais qui m'a sauvé la vie en me prévenant de quelque chose. Et dernièrement, on a été je mélange un peu pour expliquer l'Autriche-Hongrie. On a été en Pologne pour la célébration de l'extermination des ghettos de Łódź. Les Polonais jeunes, c'est bien. Mais les vieux, 40, 50 ans, 60 ans, sont toujours antisémites à cause de l'histoire de Jésus, comme si on était coupable de ce qui s'est passé, alors que ce n'est pas les Juifs qui l'ont crucifié. Mais même si c'était une chose vraie, nous, on a été en Allemagne il n'y a pas longtemps, on a été 2 fois, 93 survivants en Allemagne, et on a dit aux jeunes Allemands de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, et même de 50, dans les écoles, qu'ils ne sont pas fautifs de ce qu'avait fait le grand-père ou le père, parce que l'enfant n'est pas fautif de la faute du père. Bon, pour reprendre l'Autriche-Hongrie, à l'époque, les Autrichiens et les Allemands étaient bien pour les Juifs. Les Ukrainiens, au contraire, étaient très antisémites. Ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, c'était normal. Le Juif était fautif de tout. Et si vous voulez maintenant, il y a des gens qui tiennent des propos en disant qu'ils oublient que Jésus était juif, que la Vierge Marie était juive. Alors à ce moment-là, vous avez Einstein, Freud, Karl Marx, Marx Engels. Bon, et puis il y a des gens bien partout. Mais ma mère m'expliquait que à la fin d'un sermon, le curé en Pologne, même là, disait Aro na Dzidza en polonais, ça veut dire Aro sur le juif. Alors vous avez des gens qui allaient le 1er mai massacrer des juifs, faire des pogroms. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez une tante à Paris, enfin, c'est une sœur de votre père ou de votre C'était une mère? demi-sœur de mon père parce que il s'était aussi remarié quand elle avait perdu son mari. Bon, elle était là à Paris depuis 1901. Elle a réussi à ne pas être déportée avec ses enfants, avec son mari. Son mari est mort entre-temps après la libération d'un cancer. Alors, dites-moi juste une chose. Pourquoi, donc, c'est cette tante à Paris qui fait que votre père se décide pour Paris comme lieu Ben, de... c'est-à-dire mon père, il venait pour aller en Israël avec ma mère. Mais il avait un oncle qui habitait dans le 18e, rue... Comment s'appelle cette rue déjà? Je la connais bien, hein. Enfin, il lui a dit, tu sais, vaut mieux rester en France parce que la France, c'est, comme on dit en allemand, Gott in Frankreich, Dieu en France. Et c'est vrai que la vie en France était mieux, alors mon père est resté. Vous Alors, voyez que le destin a fait... il est resté pour être exterminé après. là-dessus, alors ça se passe en quelle année, tout ça? La venue de votre père en France, puis de votre... 1921. Avril 1921. C'est à l'est. Oh, Ouais, chérie, excuse-moi. oui, il n'a pas bloqué le son. Tout le monde se remet en place. Hein? Bande. Il faudrait l'éteindre. Voilà.
Donc, la famille s'installe au tout début des années 20 à Paris. 21. 21. Vous naissez en 1924, comme vous me l'avez dit. Quels sont vos souvenirs d'enfance? Est-ce que vous pouvez me décrire le petit garçon que vous êtes et Oui. l'environnement dans lequel vous Alors, grandissez? mes parents, après, ont trouvé un logement rue de la Verrerie. C'était un taudis, il fallait monter les marches pour aller dans un grenier. Il y avait d'ailleurs des rats qui venaient là-bas, mais comme ils ne pouvaient pas louer ils louaient à des gens pauvres. Mais je me rappelle de mon enfance, c'était très chaleureux. On n'avait pas d'argent. Mon petit frère dans le berceau petit. Moi, j'allais à l'école rue Grenier-sur-L'Eau. Rue Brisemiche, exactement. Et quand les gens me demandaient où tu vas à l'école, rue Brisemiche, tout le monde rigolait. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais enfin, vous voyez le... Et puis, j'ai une vision de l'école magnifique parce que les professeurs nous apprenaient bien, ils étaient gentils, on allait à l'école pour apprendre. Et dans cette école, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient venus des pays étrangers et tout, mais cette école était magnifique, les professeurs étaient bien, on apprenait très très bien. Et pour nous, l'école, c'était comme une féerie, parce que comme on habitait un taudis, et que souvent mon père n'avait pas de travail, il n'y avait pas le chômage, ou que les gens qui l'employaient le payaient au compte-gouttes pour pouvoir le reprendre quand il y avait la morte saison, pour le reprendre en pleine saison, pour le garder, il lui devait toujours de l'argent. Et je me rappelle même une fois, ma mère a dit, tu sais mon fils, on attendait mon père qui avait cherché du travail pour toucher un acompte, il faisait froid, c'était l'hiver, elle a dit, il n'y a que du pain sec à manger et des oignons crus avec un peu d'huile. Et j'ai mangé ça, on n'avait pas souvent à manger, mais on avait la chaleur humaine, et je conserve un souvenir inoubliable de mes parents, de mon frère, et l'environnement des gens. Parce que les gens étaient tous plus ou moins dans ce quartier, la rue de la Verrerie, rue Juge-Consul, rue des Lombards. Je peux même dire que même on côtoyait les prostituées, et les prostituées, c'était quelque chose de normal. D'ailleurs, je dirais jamais du mal d'une prostituée, parce que je vous raconterai après comment, pendant la guerre avec les étoiles, elles nous ont cachés devant la police qui voulait nous arrêter. Et même quand je me suis évadé à Berlin, des prostituées nous ont donné un peu de pain et un peu d'argent. Alors donc, ce sont des femmes qui avaient des enfants, qui avaient des gens comme tout le monde. Mais enfin, je conserve un souvenir inoubliable de ma famille, parce que même si on était pauvre, jusqu'en 1936, on peut dire qu'à partir de la période 36, où les gens commençaient à être mieux payés et tout, on a mangé une orange, on a mangé une banane, on a mangé un œuf de faim, on a mangé du jambon, on pouvait aller au manège, et en vérité, on n'a eu que 36, 37, 38, 39 et début 40 de bonnes années. Mais tout le reste, c'était des années de misère, mais les gens étaient ouverts, ils se rencontraient, ils se parlaient, et il y avait beaucoup de chaleur humaine de tout le monde. Chose qui maintenant n'existe presque plus. Alors, votre père fabrique et vend des chapeaux. Que C'est-à-dire, fait votre mère? il les fabriquait, il les vendait pas. Ma mère ne faisait rien, elle l'aidait plutôt à faire ça la nuit. Il faisait ça la nuit parce que le jour, on n'avait pas le droit de faire du bruit dans la maison. Alors il y avait les machines à coudre, mais à la main. Et puis, un jour, il a rencontré quelqu'un, c'était pendant la période de Pierre Laval, et Pierre Laval expulsait les gens qui étaient en France depuis longtemps. Mais s'ils avaient des enfants français, mon frère et moi, on est devenus français par déclaration au juge de paix. C'est-à-dire 8 jours après notre naissance, mon père a été au tribunal et on est devenus français tout de suite. Alors donc, il n'avait plus le droit de travailler parce que dans les ateliers, il fallait que ce soit d'abord des Français, pas d'étrangers et pas de Juifs en 1934. Mais s'il était utile à la fabrication, on pouvait en prendre un ou deux. Mais comme on expulsait les gens, s'ils avaient des enfants français, ils avaient le droit de faire du commerce. C'est la seule chose qu'on les autorisait. Donc mon père s'est mis marchand ambulant, il fabriquait des casquettes la nuit, il les vendait le jour. Et donc il travaillait dans la maison. Il travaillait à la maison, et le matin il allait au marché autour de Paris pour les vendre.
Est-ce que vous pouvez décrire aussi l'environnement dans l'immeuble? Est-ce que vous aviez des amis dans le coin? Dans Est-ce que vos l'immeuble, parents avaient des amis? oui, ils avaient beaucoup d'amis, des gens qui venaient de pays dans le coin où ils étaient, de Galicie, c'était la Galicie. Et puis d'autres, ils se parlaient, ils se retrouvaient d'ailleurs souvent à la République ou à Belleville dans un café qui s'appelait La Vielleuse, ou place de la République dans un café qui s'appelait Le Savoie, et ils discutaient. Et puis souvent les gens frappaient à 9 heures du soir pour venir prendre un thé et un gâteau. Je ne sais pas d'ailleurs comment faisait ma mère, parce que c'était petit, il y avait toujours... On avait trouvé un logement un peu plus bas dans le 66 rue de la Verrerie, et après au 59, alors là au 59, on avait l'eau chaude, on avait les toilettes à la maison, on avait les cabinets à la maison, parce qu'avant tout était sur le palier, et quand on arrivait pour aller aux toilettes, c'était écrit « occupé », et puis l'eau était sur le palier. Enfin, la période bien, c'était de 36 à 39. Et les gens se retrouvaient et parlaient de leur vie, de leurs soucis, de leur misère. Et souvent, en 39, j'ai entendu mon père, parce que Goebbels avait dit qu'il serait à Paris le 13 juin 40. Et mon père a dit, c'est vendu. S'il dit ça, c'est que c'est vendu. Et j'ai vu qu'il avait raison, parce que le 11 juin 1940, j'ai vu arriver à la porte Saint-Denis des Allemands dans un sidecar. Donc, on voit que cette guerre, quand la guerre a éclaté, mon père est parti à l'armée, il s'est engagé rue Saint-Dominique, et ma mère, mon petit frère et moi, on était à la maison. Mon petit frère allait encore à l'école, moi j'avais plus le droit d'aller à l'école. Mon petit frère allait à l'école, il avait 12 ans, il est allé à l'école rue Ferdinand Berthoud. Et ma mère m'avait dit, comme j'avais cherché à faire de la résistance, mais je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit on ne prend pas les juifs parce que si des fois on les arrête, ils vont parler, ils sont lâches, vous voyez, même un type de gauche. Je me suis dit, je me serais adressé à un type de droite, peut-être qu'il n'aurait pas dit ça. Et ma mère m'avait dit, tu vas aller... Il y avait Pétain, il y avait les jeunesses. Vous savez, je suis resté un mois, mais là-bas, je suis tombé sur un résistant qui m'a dit, je ne peux pas te prendre, mais retourne à Paris, parce que eux, c'était pour un piège, pour te prendre et te donner aux Allemands. Alors, je suis retourné à la maison. Alors, si vous voulez, j'ai encore justement à propos de la maison, si vous me permettez, on va venir à ça, parce que ça c'est vraiment extrêmement important. J'ai encore deux questions à propos de la maison et de l'environnement. C'est la première, avant qu'on en vienne à parler à parler de la période de la guerre, ça concerne, en fait, c'est pour ça que je vous posais la question des amis, etc., de la communauté dans laquelle vous vous trouvez. Bon. Est-ce qu'il y a une pratique religieuse, par exemple? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fête? Mon père ne fêtait que 4 fêtes. Yom Kippour, Hanouka, Pessah, et la 4e, c'est la sortie d'Égypte. Vous voyez, bon. Mais ils étaient assimilés moralement, ils restaient juifs, mais ils n'étaient pas des gens fanatiques à être à la synagogue tous les... Enfin, c'est pas parce qu'on va aller le vendredi à la synagogue et faire tout ce que font les vrais religieux. Donc ils étaient modernes, ils s'étaient assimilés à la vie parisienne, française. Mon père parlait très bien français, ma mère au début le parlait mal, mais après le parlait très très bien, même sans accent. Ni ma mère ni mon père n'avaient un accent, parce que comme ils étaient jeunes, donc ils étaient à la vie, ils avaient des amis catholiques, ils avaient des amis juifs. Rue Notre-Dame-de-Nazareth, je me rappelle que la concierge était antisémite, parce que c'est elle qui a fouillé dans les affaires de mes parents, enfin, quand on nous a pris le 16 juillet 42 et quand on a pris mon père avant. Vos parents étaient locataires? Ils étaient locataires, mais c'était un beau logement, ils étaient locataires, et ils étaient contents d'avoir cette location. Comme ils gagnaient un peu mieux leur vie, ils avaient donc pu prendre ce logement. Dans la rue Notre-Dame-de-Nazareth, il y avait de tout, il y avait des catholiques et des juifs.
tout le monde vivait en bonne intelligence. Alors, vous avez mentionné la langue française. Quelle langue parlent vos parents à la maison? Quelle langue Alors, parle-t-on? mes parents, pour ne pas comprendre souvent les soucis, les emmerdes qu'ils avaient, ils parlaient en yiddish, ils parlaient en polonais, ils parlaient en allemand et ils parlaient en russe. Mais nous, les gosses, on était à côté et les gosses assimilent très bien, donc on avait compris le yiddish, on avait compris une partie du polonais, une partie de l'allemand parce que ça dérive avec le yiddish et pas mal de russe. Ça fait qu'un jour, mon frère et moi, on a dit à nos parents, voilà tout ce que vous avez dit, ils n'en revenaient pas. Et d'avoir parlé le yiddish, ça m'a d'ailleurs aidé quand la Gestapo m'a arrêté, quand je me suis évadé d'un camp, que la Gestapo m'a arrêté parce que je comprenais tout ce qu'ils disaient. Alors, j'ai aussi une question encore un peu sur l'école. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus à l'école? Qu'est-ce que les matières qui vous attiraient le Ben, plus? les matières, c'était les compositions françaises, le calcul mental, l'histoire, la géographie, tout nous plaisait parce que c'était un changement de vie et ça nous donnait la liberté. Et quand on apportait nos notes à nos parents, ils étaient heureux parce que nous n'avions pas eu la chance d'étudier et que leurs enfants leur apportaient des beaux livrets. Ça leur faisait plaisir. Et on venait à l'école pour apprendre. Et les profs étaient... Il n'y a qu'une chose qui me chagrinait, l'algèbre, parce que je n'avais pas compris. Et il m'a expliqué 3 fois, mais je n'avais pas compris. Puis j'ai compris beaucoup plus tard. Mais sans ça, toutes les matières nous plaisaient. On était des bons élèves, d'ailleurs. On avait des prix d'excellence ou des prix d'honneur. Et même un jour... on a fait venir mon père, le directeur qui était gentil, de l'école rue Saint-Méry, rue Brismich. Vous savez, votre fils, il y a des gens qui disent qu'il a trop souvent le prix d'excellence et le prix d'honneur, alors cette année, je lui donnerai mention très bien. Mon père lui a dit, s'il mérite le prix et vous ne lui donnez pas le prix, eh ben, j'irai voir le recteur d'académie, parce que les gens étaient un peu jaloux que ce soit toujours les mêmes qui aient des bons prix. Et il y en avait même qui ont dit qu'on payait pour avoir, vous voyez, la méchanceté de... Bon, il m'a donné le prix que je méritais quand même, parce qu'il avait que mon père se laissait pas faire. Mais j'ai un souvenir inoubliable de l'école, j'ai un souvenir inoubliable de la rue où j'habitais, rue Notre-Dame de Nazareth, parce que tout le monde était des gens de même condition, il n'y avait pas de différence, à part la concierge, qui, elle, empruntait souvent de l'huile à ma mère et du vinaigre et du riz et des pâtes, ne lui rendait jamais, et pendant la guerre, il s'est avéré que c'était la reine des salopes. Est-ce qu'on parle de politique dans votre famille? Est-ce qu'il y a un engagement politique particulier? On parle d'un engagement politique, bah, il y avait le Front populaire, et je vois pas. Tout le monde disait, c'est-à-dire que quand il y a eu le Front populaire, il y a eu des écoles, il y a eu des logements, et les salaires ont été triplés. Je me rappelle de la grève du BHV, quand on était rue de la Verrerie, on leur apportait de la nourriture, leurs salaires ont été triplés. C'est-à-dire de 150 francs par mois, ils gagnaient 350. Donc il y a eu pour tout le monde, aussi bien pour les petits commerçants que pour les gros commerçants, que pour les grands magasins, que pour les gens, une explosion de joie. Les gens allaient 3 fois par semaine au cinéma. Le cinéma changeait de programme le mercredi. Il y avait un monde fou dans les rues jusqu'à 1h du matin. Les gens ont commencé à partir en vacances. Nous, on est partis en vacances en 1937. On est parti en Haute-Savoie. C'est la première fois qu'on a vu un lac. La mer, je l'ai vue qu'après la guerre. Mais les gens commençaient à vivre. Et les gens voulaient vivre heureux. Et tout le monde... toute religion ou tous les gens se côtoyaient et tout le monde était heureux. À part quelques-uns qui étaient, si vous voulez, fascistes ou hitlériens, mais on ne gardait pas les synagogues, parce qu'il n'y avait rien. On ne parle d'école juive, il y en avait très peu. Il y avait une école laïque et les professeurs, tout le monde était c'était très bien, les enfants. Jamais j'ai souffert à l'école du mot juif. Un jour, un copain m'a dit juif, je lui ai donné un coup de pied au derrière. Le directeur m'a dit pourquoi t'as fait ça? Je lui ai expliqué, mais il dit t'as bien fait, mais tu ne peux pas faire justice toi-même. Alors il a réuni tout le monde dans l'école. Le garçon m'a demandé pardon parce que son père était croix de feu. Alors il lui avait inculqué quelque chose alors que c'était un copain. Et puis c'est tout. Mais on m'a jamais insulté sur ma religion ou sur ce que j'étais.
Justement, alors là, on est dans les années 30. Vous mentionnez les croix de feu. Et oui, Vous avez une dizaine d'années en 34, par exemple. Est-ce que vous vous souvenez des événements à ce je me moment-là? souviens du 6 février 34. On habitait alors... Mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas fermé. Excusez-moi. On parlait du 6 février Alors 1934. Je voilà, voudrais qu'on finisse cette phase. 6 février 34. J'ai vu les gens courir, les gendarmes leur courir après. J'ai vu les croix de feu qui criaient Casimir de la Roque, avec Casimir de la Roque. Et comme on habitait près de l'hôtel de ville, il y a eu les combats pendant plusieurs jours. J'ai vu les gens, les gardes républicains courir après, matraquer, les autres qui leur couraient après, les ouvriers, et aussi les croix de feu. Mais je voudrais entre parenthèses dire que Casimir de la Roque, tout en étant croix de feu, était un type qui a été déporté et qui n'était pas antisémite. Il voulait simplement changer les choses, enfin, parce que comme Hitler prônait un nationalisme, il y a des gens ici qui étaient déjà anti-étrangers, antisémites, qui étaient contre les gens qui étaient venus d'Espagne, les républicains. Ils voulaient instaurer un régime qui dérive du national-socialisme. Je voulais aussi parler d'un camarade qui était mon meilleur ami, qui s'appelait Antoine Muselli. Son père était facteur, sa mère très croyante, et le père était communiste. Il avait d'ailleurs un revolver, et le fils m'a montré son revolver, et maintenant je réfléchis que s'il y avait une balle dedans, il a fait ça. Mais ce camarade était on était très liés. Les gens ne... J'ai entendu une seule fois un type qui a dit à un autre juif, eh, va donc, Salioupin, va donc à Jérusalem. Mais c'est la seule chose que j'ai entendue dans ce quartier. Et puis, il y avait des... Bon, les croix de feu, ça a duré quelques jours, et après, ça s'est terminé, qu'ils ont perdu la partie. Donc, est-ce que vous vous souvenez, par conséquent, de l'évolution politique, par exemple, de l'Allemagne de 1938, du contexte? Oui. Alors, je voudrais dire qu'en Allemagne, les premiers résistants, c'était les Allemands, parce que j'ai fait une prison quand je me suis évadé à Erfurt. Les Anglais sont venus bombarder la ville, et j'attendais, justement, on m'avait attrapé comme juif, je ne savais pas ce qu'on allait faire avec moi. Et dans cette prison, on nous a fait descendre au 3e sous-sol, c'était dans le Thuringe, dans la ville d'Erfurt. Et le gardien a dit, personne ne regarde. Mais comme j'avais 18 ans, j'ai regardé au fond, il y avait des papiers d'une grandeur d'ici à là et aussi large, où des gens de 13 ans à 90 ans étaient fusillés, erschossen. Ils avaient été fusillés. Parce que les vrais résistants en Allemagne, c'est ceux qui résistaient de 33 à 38 et pas ceux qui ont fait l'attentat en 43 parce qu'eux étaient d'accord avec Hitler. Mais quand ils ont vu que l'Allemagne allait perdre, ils ont voulu tuer Hitler, l'assassiner pour faire la paix avec les Américains. Pour garder l'Allemagne intacte. Ils demandaient même des colonies et qu'on leur redonne des droits qu'ils avaient avant. Vous voyez, mais les vrais résistants ont été fusillés et pendus de 33 à 38. L'Allemagne, il y avait deux choses qui se passaient. C'est pas spécialement politique, comme d'un côté la Russie et de l'autre côté l'Allemagne. Je peux dire que l'Allemagne a été aidée par les Anglais, les Français, les Américains, puisqu'il faut le dire, pour aider Hitler à garder le pouvoir. Parce qu'ils avaient peur, naturellement, de Staline. Staline, c'était pas bien, c'était rêvé par la suite, mais on ne peut pas comparer Staline avec les nazis. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Parce qu'il y a quand même... On embêtait tout le monde, on embêtait les juifs en Russie, on embêtait les croyants, mais il n'y avait pas de programme d'exterminer les juifs et les tziganes parce qu'ils étaient nés juifs ou tziganes. Alors que dans le programme de Wannsee, c'était exterminer les juifs et les tziganes. Il voulait même exterminer les Arméniens. Mais on lui a dit, tu ne peux pas le faire parce que les Arméniens sont catholiques. Et deuxièmement, ton grand général Guderian, le général des tanks, c'est un Arménien, né en Allemagne. Alors ils ont dit, bon... Et le pape Pie XII a intercédé en disant, ne touchez pas aux Arméniens, ils sont catholiques. Donc là, on s'achemine finalement, on est
On est dans le contexte de Munich, hein, c'est ce que vous Oui. évoquez. Staline, Et Hitler, Munich, Daladier et les autres. pendant 9 mois, on appelait ça la drôle de guerre. Hitler a attaqué la Pologne et la France et l'Angleterre n'ont pas attaqué l'Allemagne. Alors qu'ils étaient alliés de la Pologne, ils avaient signé un traité de pacte d'entente que si on agressait la Pologne ou la Tchécoslovaquie, on va les aider. Mais comme ils avaient vu Hitler et qu'Hitler leur avait dit vous en faites pas, je me débarrasserai de la Russie, il avait même enregistré, il l'a montré d'ailleurs après à Staline. C'est pour ça qu'il y a eu le pacte de non-agression. Mais enfin, c'est de la politique. Et je ne prends pas parti, mais je veux expliquer pourquoi pendant 9 mois, on appelait ça la drôle de guerre et on n'a pas attaqué l'Allemagne. On est resté statique. Donc Hitler a pu détruire la Pologne. Alors, tout ce que vous me dites là sur l'histoire, est-ce qu'à l'époque, vous en êtes conscient de tout ça? Est-ce que vous... Non. Parce que finalement, vous êtes né en 24, vous avez une quinzaine d'années en 39, hein? On n'est pas conscient. On n'est pas conscient à l'époque. On a confiance dans la France, qui est notre pays, notre patrie, et on pense que ce qu'elle fait est bien. Mais c'est après, quand je suis rentré de déportation, que je me suis aperçu de certaines choses et que j'ai eu des preuves. Mais jusqu'à un moment donné, non. La seule chose qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu les ordonnances de 40 qui n'étaient pas demandées par les Allemands et que c'était dicté par Pétain et Laval, et que Xavier Vallat et Darquet Pellepoix. Et on avait confiance dans la France. Mon père avait fait la guerre et félicité, décoré. On s'est dit, bon, quand la France demande quelque chose. Mais mon père a été arrêté, il était à Pithiviers. Il a été déporté le 25 juin 1942. Mais avant qu'il soit déporté, on a demandé aux Juifs d'aller à la préfecture de police. On a fait la queue derrière le quai de Gesvres pour s'inscrire comme juif. Chose qu'on n'aurait pas dû faire. Alors ça, c'est quelle année à peu près? Ça, c'est 1940, fin 40. Je voudrais... Non, fin 41. Alors avant de venir sur cette période-là, on va essayer de parler un peu de la drôle de guerre, justement. Septembre 39, donc c'est le début, hein, de la guerre mondiale. Comment votre père réagit-il à ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il décide de son engagement dans l'armée française? Il décide d'aller dans l'armée, d'être engagé volontaire dans l'armée française parce que il dit plus il y aura de monde à lutter contre les nazis, mieux ça sera. D'ailleurs, la plupart des Espagnols ou des Juifs se sont engagés dans l'armée française parce qu'il fallait beaucoup de monde pour se battre contre Hitler. Parce qu'on voyait qu'Hitler avait pris l'Autriche, on n'avait rien dit, elle avait pris la Tchécoslovaquie, où d'ailleurs la France et l'Angleterre devaient la défendre en cas d'agression, on ne l'a pas défendue. Il a dit, plus il y aura de monde pour se battre contre Hitler, c'est notre devoir d'aller faire la guerre contre Hitler. Et on ne pouvait pas prévoir que en 42, est-ce que je peux parler de 42? Alors, parlons encore de la drôle de guerre. Quand est-ce que votre père revient de la drôle de guerre? Mon père revient de la drôle de guerre en fin 40. Il a été démobilisé. Il était en zone libre à Caussade. Donc vous êtes à Paris pendant la drôle de guerre? Nous, on a été, comme on a eu peur des Allemands, ma mère, on est parti sur les routes avec mon petit frère. Mon père avait une voiture, une vieille voiture, une C4F, Citroën. Il y a un monsieur qui conduisait la voiture qui voulait partir. Il a conduit la voiture. Et on est arrivé jusqu'à Gien, dans le Loiret. Et là, on s'est fait mitrailler par les avions allemands qui descendaient et qui mitraillaient les civils sur la route. Alors, on s'est caché sur le bas-côté de la route. Et grâce à ça, on avait la vie sauve parce que sans ça, on a même perdu la voiture sur la route avec les affaires. On a marché à pied, ma mère, mon petit frère et moi. Ensuite, on est monté sur un gros camion et il y avait toujours les Allemands qui mitraillaient et les Italiens aussi. Mais la croix gammée, la croix des Allemands, on les voyait, et la croix des Italiens. Et je me rappelle même qu'on avait un petit chien. On avait oublié le chien sur le camion et mon petit frère est remonté pour le prendre, pour sauver son chien. À propos du chien, j'aurais quelque chose à raconter.
Et puis après, bon, ben, sur la route, les Allemands, les prisonniers de guerre français marchaient. Les Allemands leur disaient d'avancer. Il y avait des milliers de prisonniers de guerre français et les Allemands, ils étaient quelques-uns pour les garder. Ils leur disaient avancez, avancez. Quant aux civils, on a atterri après Gien, on s'est fait mitrailler. D'ailleurs, je me rappelle, je suis passé sur un pont et il y avait un cheval avec un civil. Et j'ai touché le civil, il était mort. Mais il était debout avec le cheval était mort. Je l'ai touché, il est tombé. Et il y a un autre soldat qui m'a dit ne touche pas, viens. On a traversé le pont et on a dormi par terre sur de la paille. Et après, on est arrivé à Bourges. Et c'est là qu'on a vu arriver les premiers Allemands. Et une demi-heure après, ils avaient fermé tout ce qui les Uniprix. Ils prenaient tout ce qu'il y avait dans la maison. Et pour amadouer les gens, ils ont donné du camembert et du beurre et des sandwichs au jambon aux gens. Et il y avait des affiches sur leur camion. Notre malheur, ce sont les juifs, les communistes, les socialistes. Et deux Allemands, à mon frère et moi, on n'avait pas encore l'étoile, ont voulu nous donner des sandwichs et on a refusé. Alors l'Allemand a dit, tu vois, j'ai compris ce qu'il a dit, tu vois, ils ont de l'honneur, ils ne veulent même pas prendre nos sandwichs. Et à Bourges, ils ont joué de la musique. Un orchestre est venu et ils ont joué Cavalerie légère. Il y a même un monsieur qui a dit c'est beau la musique allemande. Je lui dis c'est pas de la musique allemande, c'est de la musique française. Et puis après, quelques jours après, ils ont organisé des trains, des wagons pour nous rapatrier à Paris. Et c'est là qu'on est revenu à Paris en plusieurs jours et qu'on est revenu dans notre logement. La concierge qui jusqu'à présent faisait des salamalecs à ma mère était méchante avec nous. Enfin, on est rentré dans l'appartement et on a commencé à... Ma mère avait un peu de casquettes à vendre, elle les a vendues pour manger, puisqu'elle ne pouvait rien faire. Et il y avait aussi une dame, une mercière qui avait du tissu, et elle prenait le tissu, elle le revendait à un tailleur qui encore à l'époque pouvait travailler. D'ailleurs, un jour, ce tailleur s'est fait attraper avec le tissu et les policiers sont venus, ils ont arrêté ma mère, ils l'ont emmené 4 jours au quai de Gesvres pour l'interroger, pour qu'elle dénonce où elle a pris le tissu. Elle ne l'a pas dit. Puis on l'a relâché. Et puis bientôt, il y avait des bruits qui couraient qu'on allait prendre, c'était en 42 ça. Il y avait des bruits qui couraient qu'on allait prendre des femmes et les enfants. Juste alors avant ça, il y a l'épisode des lois anti-juives du mois de septembre Oui, 40. on ne pouvait plus aller à l'école. Vous vous en souvenez? Oui, on n'avait plus le droit d'aller à l'école, on n'avait plus le droit de s'asseoir dans un square, on n'avait pas le droit d'avoir des radios, on n'avait pas le droit de sortir après une certaine heure. On a été obligé de donner des points textiles pour chercher les étoiles de David. Les étoiles juives, c'était marqué juif. D'ailleurs, à ce propos, je me rappelle que mon frère et moi, on a été chercher des tickets d'alimentation dans l'école rue des Vertus. Et il y avait un artiste de cinéma qui s'appelait René Génin. Quand il nous a vus, il se dit passez avant les enfants. Il a dit c'est quand même pas malheureux de voir ce qu'on fait à des gens et à des enfants. Ça, je me rappellerai. Et on n'avait pas le droit au même ticket d'alimentation. On avait droit à moins de pain, à moins d'huile, à moins de ceci. Et je me rappelle quand j'ai eu... Mon père avait été déporté, et ça était fin juin, quand on a porté les étoiles. De la rue Notre-Dame de Nazareth, je me suis mis devant 2 Allemands, devant les magasins Félix Potin. C'était des Allemands, c'était marqué police militaire, Feldgendarmerie, avec une plaque. Et il y avait au moins 200 personnes qui regardaient comment l'Allemand me demandait les papiers. Et j'ai montré mes papiers, il a dit, quand on n'est pas juif, on ne met pas des... Parce qu'il n'a pas voulu nous arrêter, parce qu'il y avait 200 personnes qui, eux, me tapaient dans le dos en me félicitant. Donc les gens, il y avait quelque chose de la part du peuple qui disait, il y avait même des étudiants qui avaient mis aussi juif ou swing ou leur nom ou autre chose. Ils se sont fait arrêter. Oui, ils se sont fait arrêter. J'en ai vu. Il y en a qu'on a libérés, mais d'autres, quelques-uns qu'on a mis en prison. Et ça, c'était en juin 42.
Et puis, la période de juillet 42, je peux commencer à Alors, parler. votre guerre. Je peux vous raconter quelque chose entre-temps, D'accord. après qu'elle a été déportée. Ça me revient que quelques jours avant qu'on soit déporté, avant le 16 juillet 42, mon frère et moi, malgré notre étoile, on a été dans un cinéma en Normandie, aux Champs-Élysées. Et comme c'était permanent, on a vu L'assassin habite au 21 avec Pierre Freinet. On est resté 5-6 fois permanent. Et à un moment donné, les ouvreuses nous ont dit, écoutez les enfants, il est 8h15, rentrez chez vous. Parce que vous n'avez pas le droit d'être après 8h dans les rues à Paris. Donc on est rentré sur les Champs-Élysées avec notre étoile. On est arrivé jusqu'à la rue des Lombards, pour traverser la rue des Lombards, la rue Saint-Martin, pour aller rue Nordana, Nazareth. À ce moment-là, rue des Lombards, il y avait des prostituées. Elles ont attrapé mon petit frère et moi et nous ont cachés derrière une porte parce que les policiers français arrivaient et ils nous auraient arrêtés. Et là, elles nous ont cachés pendant un quart d'heure pendant que le policier disait des choses un peu aux prostituées, un peu, enfin, que je ne veux pas répéter. Et quand ils sont partis, ils ont ouvert grande cette porte et ils ont dit maintenant les enfants, rentrez. Donc je suis reconnaissant, on dit des femmes de mauvaise vie, mais elles avaient une meilleure mentalité que d'autres de bonne vie, soi-disant. Et on est rentré chez nous à la maison. Et le 15 juillet 42, comme il y avait des bruits qui couraient qu'on allait prendre les femmes et les enfants, j'ai été dans un bureau qui s'appelait l'UGIF, rue de la Bienfaisance, et j'ai demandé, on m'a reçu, et j'ai dit, est-ce que c'est vrai qu'on va arrêter les femmes et les enfants? Parce que ça nous semblait aberrant. Et malgré qu'on avait arrêté mon père qui avait fait l'armée décorée, on s'est dit peut-être qu'on ne nous arrêtera pas. Alors, le monsieur m'a dit, mais non, on n'arrêtera pas les femmes et les enfants. Et on lui a téléphoné et il a dit en allemand à l'autre, c'était aussi un juif. Ils ont fait des choses bien, mais il y a d'autres choses. C'était le seul organisme qui était habilité à dire des choses aux Allemands et à dire... Et les Allemands leur disaient, voilà ce qu'il faut faire pour les Juifs. Alors, il y en a beaucoup qui ont sauvé des tas de gens, mais il y a eu beaucoup de choses qui se passent pendant la guerre et qui sont... C'est la guerre. Il m'a dit, mais non, on n'arrêtera pas les femmes et les enfants. Mais comme j'avais entendu, je suis parti et j'ai dit à ma mère, on va arrêter les femmes et les enfants. Elle a dit, où que veux-tu qu'on aille? On n'a pas d'argent, on n'a rien, on n'a pas où dormir, et peut-être qu'on aura la chance de traverser cette période. Et je voudrais dire que le 16 juillet, il voulait arrêter les femmes et les enfants juifs le 14 juillet. Puis ils se sont aperçus que le 14 juillet, on ne peut pas faire ça puisqu'on célèbre la Révolution française, qu'on ne célébrait d'ailleurs pas le 14 juillet à l'époque. Ils ont décidé, le 15, on ne peut pas, c'est un mercredi, on va faire ça un jeudi. Un jeudi, on trouvera les enfants à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'école le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, donc si on fait ça le jeudi, donc... À 5 heures du matin, on entendait des cris et des hurlements. Mon frère et moi, on était encore dans notre lit. Ma mère est allée à la fenêtre qui donnait sur la rue Nazareth. Et j'entends encore les hurlements des femmes et des enfants. Il y a même des femmes qui se sont jetées de leur fenêtre avec leur bébé. Et d'autres, on les arrêtait. J'entends les hurlements tous les jours de ma vie, tous les matins. Et le 16 juillet, le 15 juillet, le 17 juillet, c'est invivable. Parce que je revois les scènes. Et ma mère regardait par la fenêtre. Et le 16 juillet, vers 6 heures du matin, 5h30, 6 heures, la concierge a ouvert la porte au policier qui est venu avec un gars de la milice qui avait un grand béret de la milice de Darnan. Elle a ouvert la porte et leur a dit, c'est au deuxième à droite, ça je me rappelle. Et ils sont montés, ils ont sonné. Ma mère a ouvert la porte. Le policier qui est venu nous arrêter, ma mère, mon frère et moi, nous disait bonjour tous les jours. On allait à l'école et on disait attention les enfants, vous ne faites pas écraser par les voitures. Je l'ai cherché après la guerre, je ne l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, je l'aurais flingué. Je lui ai donné un grand coup de couteau dans le ventre. Ça, je dis sincèrement. Et comme j'ai demandé où il était, on a dû le déplacer. Ma mère, on avait un chien. Ma mère lui a donné un peu de lait. Il a dit emmener quelques affaires. Rapidement, ma mère a mis dans une valise pour mon petit frère et moi. On a chacun un peu de vêtements. Et elle a donné du lait à mon petit chien qui était sur le paillasson. On m'a dit après, quand je suis revenu, que le petit chien est mort. 3 jours après, il ne voulait ni manger ni boire. Il s'est recroquevillé, il est mort
sur le paillasson 3 jours après. Vous voyez donc la fidélité d'un chien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, on nous a emmenés, ma mère, mon frère et moi, dans un garage rue de Bretagne. Au bout de 3-4 heures, alors sur notre passage, les gens étaient très attristés parce qu'ils disaient, de la rue Notre-Nazareth, on a traversé la rue de Bretagne et les gens ne comprenaient pas qu'on arrête des femmes et des enfants. Ah, vous êtes parti dans des bus Non, non, on est parti à pied, à pied. à rue de Bretagne, dans ce garage. D'ailleurs, il y a une plaque à ce garage. Il y a juste une femme qui a dit, ah ben c'est bien qu'on les arrête, ça nous fera des logements en plus et des cartes d'alimentation en plus, ça je me rappelle. Mais tous les autres étaient très tristes et très contrariés. Et ça, c'était dans l'immeuble? Non, dans l'immeuble, ils ont arrêté les juifs qu'il y avait, les 2 autres personnes avec des bébés. Mais nous, c'était dans la rue, on marchait à pied, rue Notre-Nazareth. Ils ont d'ailleurs pris un passage pour que les gens ne voient pas. On est passé par derrière rue des Vertus et on est arrivé à ce garage rue de Bretagne. Toute la rue de Bretagne, il y avait des gens qui regardaient, ils ne comprenaient pas qu'on arrête des femmes et des enfants et que des policiers français nous emmènent. De ce garage, des bus sont venus nous chercher. On nous a amenés au vélodrome d'hiver. Alors là, je ne vous dis pas, pendant 4 jours, pas beaucoup à manger, pas à boire, les toilettes bouchées, ça sentait l'urine. Il y a des mères qui se sont jetées aussi avec leurs bébés pour se suicider parce que les bébés pleuraient. Et la Croix-Rouge ne faisait pas grand-chose, ils étaient 2. Et au bout de 4 jours, on nous a emmenés dans d'autres bus pour nous amener à la gare de Bobigny et nous amener dans un train qui nous a amenés à Bôle-la-Rolande. Le train de Bôle-la-Rolande nous a amenés en faisant le tour de Paris derrière, par des voies derrière, pour qu'on ne voit pas qu'on prenne les femmes et les enfants. Et on nous a amenés à Bôle-la-Rolande. À Bôle-la-Rolande, on est resté 1 mois, gardé par les gendarmes français, qui n'étaient pas gentils. Et si vous aviez un peu d'argent, vous leur donniez de l'argent, ils envoyaient des lettres où ils vous amenaient un pain. Mais si vous n'aviez rien, ils ne vous donnaient rien. Il y a des gens qui avaient des bijoux et qui ont entendu qu'ils allaient être déportés, ils ont mis les bijoux dans les excréments et de l'argent. Il y en a un qui m'a dit, va chercher. J'ai dit, qu'est-ce que je vais chercher? Mais le gendarme allait chercher dans la merde ces choses-là pour les prendre pour lui. Un jour, on s'était révolté parce qu'on a entendu pendant le mois qu'on était là-bas qu'il allait y avoir des déportations. Alors ils ont fait venir des Allemands avec une mitrailleuse et les Allemands nous ont mis en joue en nous faisant comprendre parce qu'on voulait marcher et sortir du camp. On ne voulait pas se laisser faire pour être déportés. Et comme les Allemands sont venus avec une mitrailleuse, on a compris qu'ils allaient nous tirer dessus. Alors, un jour, on est venu prendre ma mère le 5 août 42, un matin de bonne heure. Les gendarmes les tiraient d'un côté, elle criait « mes enfants », et les gendarmes tiraient mon petit frère et moi de l'autre côté pour qu'on n'aille pas voir ma mère. Et c'est la dernière vision que j'ai de ma mère, des 2 gendarmes qui tiraient ma mère pour la faire monter dans le train, pour qu'elle aille à Drancy. Ma mère est arrivée 1 journée et demie après à Drancy, elle est restée 2 jours à Drancy, et elle a été déportée par le convoi numéro 15 dans un wagon plombé jusqu'à Birkenau. Elle est arrivée à Birkenau 4 jours après. Dès son arrivée, elle a été mise de côté, elle a été gazée quelques heures après et brûlée. Automatiquement, elle est morte à Birkenau. Mon petit frère a été déporté le 19 août 1930 par le convoi numéro 22. C'était le jour de son anniversaire. Il avait son nom avec l'étoile et il est venu me dire au revoir. Il m'a dit, tu sais, je pars, je ne sais pas où, enfin sûrement pour travailler. Il avait 12 ans. On verra papa et maman après la guerre et toi, on se retrouvera et on sera heureux. J'ai cette vision de mon frère de 12 ans qui m'encourage, moi, qu'on ait à peine 18. Dès qu'il est arrivé à Birkenau, pas à Auschwitz, Birkenau sur la rampe, il a été sélectionné pour être gazé et brûlé. Il a été déporté par Drancy le 21 juillet
de 21 août 42, vous voyez, je m'excuse, j'ai oublié qu'on était resté un mois. Et dès qu'il est arrivé 4 jours après, il était gazé et brûlé. Moi, j'ai été... Alors, si vous me permettez, on va faire une petite incise là. Avant qu'on parle de vous, c'est passionnant, hein. D'ailleurs, aussi les détails que vous donnez sur la manière dont la famille est éclatée aussi dans ces conditions. Revenir quelques minutes, une minute peut-être, sur ce que vous m'avez dit à propos du 12 juillet 1942. Vous me dites, on entend une rumeur. 12, 13, 15, 14, 15 juillet. D'où elle vient cette rumeur? Cette rumeur, elle vient que peut-être certains policiers, il y avait 16 000 policiers, il y avait 600 résistants. Il est possible qu'il y ait des policiers qui quand même vivaient avec ces gens et se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que arrêter des femmes et des enfants, il y en a des chefs qui devaient savoir, parce qu'on a réuni avec Bousquet et Leguet les policiers français, et on leur a dit, voilà, on va arrêter ces gens-là. On va arrêter tous ceux, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les bébés, les nourrissons qui avaient 7 jours, les vieillards qui avaient 95 ans, même dans les hôpitaux, on les emmène. Peut-être que ces gens-là, et quelques-uns résistants, ont dû propager des bruits en disant, on va arrêter les femmes et les enfants. Et la rumeur s'est amplifiée et on a dit, on va arrêter les femmes et les enfants. C'est comme ça qu'on l'a su. Mais dans notre éthique que la France ne pouvait pas faire une chose pareille, on l'a cru sans le croire. Il y a même des policiers qui sont venus à la maison et qui ont dit aux gens, partez parce qu'on revient dans 2 heures. Il y a des gens qui sont partis. Il y a même des policiers qui sont venus et qui ont emmené puis qui ont relâché après. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas pourris jusqu'à la moelle. C'est comme les lois pour prêter serment à Pétain. Tous les magistrats ont prêté serment, sauf un seul, qui a dit, moi, je ne prête pas serment. Tout ce qu'on lui a fait, c'est de le mettre à la retraite anticipée. Cette rumeur s'est amplifiée. Et comment on l'a su? Parce que les gens parlaient en disant, on va prendre... Mais les gens disaient, c'est pas possible qu'on ferait les femmes et les enfants. Parce que ça s'était jamais vu. Et ça s'est vu. Là aussi, j'avais envie de vous demander, justement, puisque ça évoque aussi la vision que vous avez de la situation, comment vous vivez, par exemple, l'arrestation de votre père? Est-ce que vous saviez ce qu'il devient? Et donc, par conséquent, est-ce que vous savez aussi quelle est dans votre tête, vous, d'enfant ou d'adolescent, dans votre tête, comment vous interprétez tout ce qui se passe? Pour vous, c'est quoi tout ça? Non, pour nous, c'est aberrant, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que quand on a eu le droit d'aller voir mon père à Pithiviers, un jour avant qu'il soit déporté. Mon petit frère, non, on l'a laissé chez une voisine, il était trop petit, mais ma mère et moi, on a vu notre père pendant 3 heures. D'ailleurs, il y a une photo au CDJC où on voit mon père. Là aussi, j'avais des photos. On voit mon père à Pithiviers, et même un jour à l'hôtel de ville, je le retrouvais en grand. On a été le voir, il a dit, voilà, on va partir, on part pour travailler. Et même dans le wagon, j'ai couru, le jour où on a déporté mon père, le 25 juin 1942, j'étais gare d'Austerlitz, et j'ai couru après le wagon, le train qui emportait mon père, en criant son nom, mais il ne m'a pas répondu. Mais la seule chose, il a jeté une lettre, comme ça, sans timbre, et une personne gentille a ramassé la lettre, et on a reçu la lettre de mon père où il disait, je pars pour travailler, je ne sais pas où, mais je vous embrasse et on se reverra après la guerre. Parce que lui-même ne pouvait pas savoir qu'il allait dans un camp d'extermination pour être gazé et brûlé s'il ne tenait pas le coup. Je suis rentré à la maison et c'était le 25 juin 1942 et le 16 juillet, on nous a amenés et un par un, on a été déportés en Allemagne. Donc, justement, alors venons-en là. Nous sommes à Bonne-la-Rolande. Vous êtes à Bonne-la-Rolande. Oui. Votre petit frère, votre mère et évidemment votre père ne sont plus avec vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on ne comprend pas. On pense qu'ils sont partis dans un camp, mais on ne peut pas imaginer que c'est pour être exterminés. Donc, je voulais dire que le 2 septembre 1942, ou plutôt
le 2 septembre 1942, on m'a fait monter dans un train qui m'a ramené à Paris. Un autobus est venu me chercher. D'ailleurs, dans les autobus, il y a un type qui s'est suicidé, je voulais le dire, parce qu'il a eu honte de ce qu'il a fait, puisque c'est les gens des autobus et les gens qui conduisaient les trains étaient des gens, des ouvriers. Enfin, je vous dirai autre chose après, quand on sera là dans le train. On m'a amené à Drancy. À Drancy, je suis resté une nuit et une demi-journée. C'était invivable. Gardé par les gendarmes français qui étaient gendarmes avant d'être des gens normaux. Si on avait de l'argent, on pouvait acheter du pain chez eux. Il fallait leur donner de l'argent. Enfin, le monde était pervers au dernier degré. Et puis, on a dormi, c'était des maisons qui n'étaient pas finies. À Drancy, on a dormi par terre, sur le ciment. Je veux juste me rappeler qu'un policier français, quand je suis descendu pour aller à Drancy, quand il m'a fait descendre, il avait un sandwich, il me l'a donné. Vous voyez, il a eu un geste d'humanité, ce policier, parce qu'il avait honte du travail qu'il faisait dans l'autobus. Mais il avait peur pour lui. Et quand les gens ont peur pour eux, il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur vie sauve. Alors je me rappelle de ce geste d'humanité. Et quand je suis monté dans le train, c'était des wagons plombés que les gendarmes français nous ont fait monter. On était 102 dans le wagon, dans un wagon où il y avait 8 chevaux et 40 hommes. On n'avait rien pour les toilettes et presque pas d'eau. Le train a démarré, conduit par des cheminots français qui étaient à côté de cheminots allemands. Et je voudrais dire que jamais on a fait sauter les trains de déportés, les rails, parce que si on avait fait sauter les rails, le train aurait déraillé, mais peut-être qu'on se serait éparpillé dans les campagnes. Je peux dire que les cheminots touchaient une prime, les autobus touchaient une prime, et qu'il y en a qui sont vivants encore peut-être, qui ont 98 ans, et qui touchent leur retraite indexée sur la prime. Les policiers français qui nous arrêtaient touchaient une prime. Enfin, il y a eu le comportement de gens bien, et puis le comportement de la plupart de gens. Si je peux vous dire que 2 mois avant que De Gaulle arrive à Paris, à Notre-Dame, les gens criaient Pétain, et 6 semaines après, ils criaient Vive De Gaulle. Le peuple est ainsi fait. Des résistants, il n'y en avait pas tellement. Après la guerre, il y a eu beaucoup de gens qui étaient résistants, mais qui jusqu'en 1943 étaient collaborateurs. Et après, quand ils ont senti que ça changeait, ils sont devenus autrement. Enfin. Si on se place dans le contexte de 1942, vous êtes à Drancy, comment vous apprenez que vous allez être du prochain convoi? Est-ce que vous l'apprenez? Est-ce qu'il y a des rumeurs? Non, c'est-à-dire que tous les matins, il y avait une liste. Aloys Brunner faisait tout ce qu'il pouvait pour détruire le plus possible. Et les gendarmes lisaient la liste. Un tel, vous vous mettez là. C'était pour monter dans un train. On m'a appelé, je suis descendu. Et on m'a mis dans un bus qui nous a amenés jusqu'au train qui partait pour l'Allemagne. Ça se passe à quelle date? Ben, moi, ça se passe septembre 1942. Vous savez le numéro du convoi? Oui, j'ai le numéro convoi numéro 27. Je suis parti par le convoi numéro 27. On était entassés dans les wagons. D'ailleurs, il y avait des gosses qu'on appelait qui ne pouvaient pas descendre, des gosses qui avaient 7 ans, 9 ans, qui étaient là, tout tremblotants et terrés. Les gendarmes les ont pris un peu par force et les ont mis pour les faire partir. Qu'est-ce que vous êtes mis dans le wagon par des policiers français, c'est ça? Ben, ils nous ont fait rentrer, on était serrés les uns contre les autres, et le train est parti, a mis 4 jours pour arriver. Il s'arrêtait de temps en temps. Et il y en a même qui ont cherché à s'évader en grattant le plancher, ils n'ont pas pu. Et je me rappelle, à un moment donné, on faisait nos besoins, les femmes faisaient le besoin, ils mettaient une couverture. Il y avait encore un semblant d'humanité, mais il ne restait pas grand-chose, parce que les gens étaient les uns contre les autres. Et à un moment donné, elle est arrivée dans une gare
qui s'appelait la gare de Katowice. Attendez, il ne faut pas que je mélange. Non, moi, c'est après. Je m'excuse, ça s'est mélangé dans ma tête. Au bout de 4 jours, le wagon où j'étais, il y avait déjà 3 morts. Des personnes âgées qui n'avaient pas supporté le voyage parce qu'on étouffait. On n'avait pas de quoi manger. Le train s'est arrêté. Et ça, c'est M. Klarsfeld qui m'a raconté, parce que je ne connaissais pas l'endroit. C'était dans les environs de, je crois, de Breslau. Le wagon s'est ouvert, et il y a un SS qui a dit à Kersen, j'étais devant, il a dit à un gars, quel âge as-tu? L'autre, il avait 15 ans, il a dit 25. L'autre, il avait 25, il a dit 18. À moi, il m'a demandé quel âge. Je lui ai dit 18. Il m'a dit, geh mal runter, descends. Et de ce train, ils ont enlevé à peu près 700 ou 800 personnes. Et ils nous ont amenés dans deux camions pour travailler dans un camp qui était en construction, qui s'appelait Kosel, K-O-S-E-L. Et on travaillait très très dur. On travaillait aussi bien dans une rivière à ramasser des pierres avec une pelle, c'était presque une chose impossible. Et on se faisait taper parce que quand on ramassait les pierres, on en ramassait une, on le ramassait la pelletée. Eux voulaient ça pour faire des routes. On travaillait des terrains de traversement. Enfin, on était 500 ou 600 de ce camp. On mangeait pas bien. Et on était gardés par des SA et des SS. SA, ils étaient en uniforme noir. Et un jour, au bout de 5-6 semaines, il y a un SS qui est venu et qui a dit qui veut aller à Auschwitz, il verra son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ce camp n'était pas électrifié, avec des barbelés, et on nous amenait le matin sur la route pour travailler. Alors moi j'ai levé la main, je voulais voir mon père, ma mère, mon petit frère. Je ne pouvais pas penser que... Alors il y a un monsieur qui était juif à côté, il m'a dit ne dis pas ça, parce que tu vas mourir. Lui il le savait. Comment, je ne sais pas. Alors moi j'ai levé la main. Et on m'a mis de côté pour aller à Auschwitz. Entre-temps, je voudrais raconter, quand on allait travailler, il y avait des betteraves sur la route dans un champ. Et le SS, son grand plaisir, c'était d'uriner dessus et de dire après aux déportés, si vous voulez manger des betteraves, là, il l'avait pissé. Alors, il y en a qui couraient pour y aller, moi, j'y allais pas. Et celui qui était tailleur à côté de moi n'y allait pas non plus. C'est lui qui m'a dit de ne pas aller... Enfin, c'est pour vous donner la vision des choses. Et au bout de... On nous a ramenés dans un wagon fermé. Et au bout de 4 jours, on est arrivé dans une ville qui s'appelait Katowice. Et on nous a mis on nous a fait sortir. On nous a mis dans des camions qui nous a amenés dans un camp qui était en construction, qui était à quelques kilomètres d'Auschwitz et à quelques kilomètres de Birkenau, qui s'appelait Szczebina. T-Z-E-B-I-N-I-A. Et ce camp, après, il y avait un crématoire. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un barbelé, pas deux. C'était pas électrifié. On avait encore nos vêtements civils avec une étoile de David peinte à la peinture. Oui, bien sûr, pas de problème. Je Je voudrais juste un moment que peut-être vous décriviez ce camp de Kosel, les conditions de vie, la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on vous dit, quelle est la discipline qu'on vous impose, etc. La discipline, bon, c'était pas encore comme le camp de concentration d'Auschwitz et Birkenau et les autres camps que j'ai faits. Mais c'était un camp en construction, et puis on faisait des travaux de terrassement, ou comme je vous dis, par exemple dans le sable, aller chercher des grosses pierres pour mélanger au ciment, pour faire une route, mais c'était un camp pour détruire un peu les gens et pour faire certaines choses, mais il n'y avait pas un grand rendement parce que les gens ne mangeaient pas, il y avait très peu de nourriture, et puis il y avait
tout était en allemand, on dit Laufschritt, en courant, vous savez, et ils ne parlaient pas, tout le monde, on hurlait, il n'y avait que des hurlements. Mais c'était pas encore comme Auschwitz, Birkenau, il n'y avait rien de comparable. Mais je suis tellement resté peu de temps là-bas, c'est comme dans un... Vous voyez, j'arrivais encore de France, c'est comme dans un rêve, c'est comme si vous êtes du paradis, libre, et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes enfermé. Comment justement vous êtes adapté à ça? Comment vous avez vu ce système? Pour m'adapter, je vais même vous dire mieux, comme j'ai toujours été un peu curieux, et puis quand on nous a amenés à ce camp, en venant du wagon, j'étais dans un... Il y avait un SS qui nous gardait, un SA plutôt. Mais enfin, c'est la même chose. Après, Et j'avais une crampe. Et on était dans un camion, mais découvert, avec une remorque. Et au lieu de 20, on était 70, on était serrés. Alors, je me suis desserré un peu, je me suis mis debout. À ce moment-là, l'autre, il dit, baisse-toi ou je te tire dessus. Moi, je dis, mais j'ai une crampe. Il dit, je m'en fous, je te donne 2 minutes. Alors, j'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi qui se desserrent. Personne ne s'est desserré, tout le monde avait peur. Et j'étais accroupi, heureusement, sans ça, ils m'auraient tiré dessus à ce moment-là. Pour vous dire déjà l'ambiance. Quand les gens, ils ne savaient plus ce qui leur arrivait. Mais ce camp-là, bon, je l'ai fait, mais on est arrivé après. On devait aller à Auschwitz, mais on ne nous a pas amenés à Auschwitz, on nous a amenés à Szczebinia, qui était à quelques kilomètres d'Auschwitz. Et ça, c'était un camp assez grand, en construction, mais pas électrifié. Et nos vêtements civils. Alors ça, c'était fin septembre, non, début octobre. 42. Alors, dans ce camp, on allait travailler très dur tous les matins, par commando de 500 ou 600. Alors là, c'était des travaux de terrassement, tirer des câbles, ils construisaient des baraques, et puis ils voulaient faire une usine. J'ai jamais su exactement, mais ils voulaient faire quelque chose d'important. Et je me rappelais toujours, je chargeais un wagonnet, et il y avait un Allemand qui était de Haute-Silésie, et la Haute-Silésie a appartenu à l'Allemagne après, parce qu'avant c'était aussi une partie de l'Autriche-Hongrie, et la plupart des gens de Haute-Silésie, quand Hitler est arrivé, ils ont tous tendu le bras, ils étaient contents. Et il se considérait, lui, c'était un Polonais de Haute-Silésie, mais qui se considérait plus allemand. D'ailleurs, il y avait des Allemands en Haute-Silésie qui étaient restés. Il m'a dit en allemand Brechstange holen, ça veut dire une grande barre de fer me l'a portée, mais moi j'ai pas compris. Alors il a couru, il a pris la barre et il l'a jetée sur moi. Si je n'avais pas couru plus vite, je l'attrapais, il me transperçait, je serais mort. Mais c'était un civil. Hein. Il y avait très peu de SS, ils gardaient pour nous amener et nous ramener au travail. Et j'ai fait connaissance dans ce camp, au bout de 15 jours, d'un monsieur qui était boucher à Belleville, qui s'appelait Fuchs, qui avait fait la guerre d'Espagne. Et il y avait un garçon qui avait 16 ans, qui s'appelait Jacques Danielevitch, qui a été déporté, qui malheureusement n'est pas revenu. Et un autre qui s'appelait, un juif de Roumanie, qui s'appelait Boubi. C'est tout ce que je connais de son nom, parce il l'appelait Boubi, parce qu'il avait les joues... Et puis moi, il a dit, écoutez les enfants, il faut qu'on s'évade de ce camp. On ne savait pas encore qu'il y avait les fours crématoires. Et les chambres à gaz. Il a dit, faut qu'on s'évade. Je vais voler une pince coupante sur le travail. Je volerai un peu de pétrole, on effacera le mot juif. Et on coupera les barbelés quand le SS la nuit faisait les 70 mètres pour aller d'un point à l'autre pour aller au Mirador. Il n'y avait pas encore l'électricité. On va s'évader. Et on avait réussi à cacher un peu d'argent de France. Parce qu'on avait encore nos vêtements civils et une petite valise. Des vêtements que nos parents, que ma mère m'avait donnés. Alors il a dit, tel jour on s'évadera.
les gens savaient, d'autres déportés, mais ne nous ont pas dénoncés. Et si je vous disais que pour s'évader la nuit, il a sifflé l'air de Laurel et Hardy. Vous voyez, des choses aberrantes. Vous voyez Alors, on s'est donné rendez-vous. On est arrivé près de l'endroit le plus obscur parce qu'il y avait des lumières blafardes. Et le SS faisait sa ronde. Il faisait 70 mètres aller, 70 mètres autour de ce côté-là. Il a coupé les pinces. Avec la pince coupante qu'il avait volée sur le chantier, il a coupé les barbelés, il est passé, un deuxième est passé, un troisième, moi je suis passé le dernier. Et je me rappelle, j'avais un costume vert, et le tailleur qui m'avait fait ça, qui a été déporté, m'a dit « C'est ton premier costume de jeune homme, quand tu vas le porter, on va te regarder. » Mais je l'ai déchiré, mais enfin. Et on est parti dans la nuit. Et dans la nuit, on a marché quelques kilomètres, on est arrivé pour prendre un train qui s'arrêtait à une station, je ne me rappelle plus laquelle, qui allait à Katowice. Et dans le train, il y avait des Polonais qui nous regardaient et qui avaient compris quelque chose. Ils souriaient d'une manière... Alors il a sorti un peu d'argent, il leur a donné. On avait changé l'argent français sur le chantier, c'est lui qui avait changé, en zloty. Bon, on est sorti de la gare, il a dit on sort un par un. Et dans la gare, il y avait la Bahnhofpolizei. Ils avaient la plaque dessus, ils étaient debout. Alors il est passé le premier, on lui a rien demandé. On a demandé les papiers avant aux gens, les papiers après. Le deuxième, le juif de Roumanie, Boubi, est passé, c'était pareil. Le troisième, le garçon de Paris, de 16 ans. Moi, je suis passé le dernier. Ils ont demandé les papiers avant et pas les papiers après. Et on est sorti dehors dans la rue, on s'est retrouvés. Et comme on avait les vêtements civils, on avait faim. Il a dit, on va aller dans un... Il avait vu, il y avait un café où il y avait des volontaires, travaillaient en Allemagne, des volontaires. Il y avait tous les pays de l'Est. Et il y avait aussi des volontaires de France. Et ils se réunissaient. Et on pouvait, pour pas cher, manger une salade de pommes de terre. Ça s'appelait Gemüsesalade et boire de l'eau. Et entre-temps, on avait vu en marchant des juifs de Katowice qui allaient travailler, gardés par des SS, qui avaient le mot juif dessus écrit, en allemand Jude, et qui avaient sur leurs pantalons des choses de caoutchouc qui faisaient du bruit quand ils marchaient pour qu'on sache que ce sont eux. J'en ai regardé un, il m'a regardé, il a dû comprendre quelque chose, et on est vite parti dans ce café. Mais quand on est sorti, on ne savait pas où aller. On a dit, je crois qu'on n'a rien à faire ici, on ne trouvera pas un moyen de... On cherchait un moyen pour retourner en France, pour s'échapper. Alors il a dit, on va prendre un train et on va aller jusqu'à Breslau. Alors tout ça, est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps? Ça se passe à quel moment? Ça se passe en octobre 43. Je me suis évadé le 10 octobre 43. Je ne le savais pas ce jour-là, mais j'ai retrouvé les papiers des anciens combattants où c'est marqué 10 octobre 43. Donc en fait, entre septembre, octobre 42 et octobre 43, non, vous êtes... ce que je dis, octobre 42. Ça se passe en octobre 42. Oui, pas 43. Donc en fait, quelques jours après l'arrivée dans ce nouveau camp qui est proche d'Auschwitz, c'est ça? Vous évadez au bout de quelques jours? Au bout de 10 jours. D'accord. Et il n'était pas électrifié. Hein. Bon. Alors on reprend le train, on arrive à Breslau. Et Breslau, celui qui avait fait la guerre d'Espagne parlait très bien l'italien. Il parlait l'espagnol, l'italien, il était juif hongrois. Mais il était bouché à Paris, rue de Belleville. Après la guerre, j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Il a dû mourir au camp d'extermination. Et alors, il y avait, je me rappelle, on marchait dans la rue, on ne savait pas quoi faire, c'était une ville gigantesque. Et il arrive dans un quartier un peu à interlope, et il y avait restaurant napolitain. Il est rentré dedans, et il m'a dit, ce sont des gens qui sont installés là, des Italiens, mais ce sont des gens un peu mafia napolitaine. Mais comme l'Italie et l'Allemagne étaient amis, bon, il leur a dit qu'on était des prisonniers de guerre français évadés, il n'a pas dit qu'on était juifs. Ils nous ont donné à manger et un peu d'argent.
voyez, comme quoi dans la vie des gens qui sont bandits, mais il a dit on va s'en aller, on va reprendre un train, on va aller à Leipzig, des petits bouts. On a pris le train, on est arrivé à Leipzig. À Leipzig, il a dit je vais aller à l'ambassade de Roumanie et l'ambassade de Hongrie. Je dirais pas que je suis juif, mais peut-être ils pourront faire quelque chose pour nous. Ça, c'est il, c'est Fuchs, c'est C'est le Fuchs, boucher de le Belgique. boucher, oui. Et Il alors, avait à l'époque juste 45 ans. une question là-dessus. Les langues que vous parlez tous, tous les uns les autres, vous connaissez le yiddish, le Oui. français. Les autres, Les autres, pareil. c'est Ils pareil. connaissaient le yiddish et le français. Et donc vous communiquez en quelle langue En français. avec Ah les oui, gens? tous en français. Et vous vous identifiez comme des volontaires français en général? Ben, c'est-à-dire, on disait rien. Vous disiez rien. On a juste dit à l'autre qu'on était des prisonniers évadés. Mais après, quand on m'a attrapé, j'ai dit que... Enfin, je vous raconterai Bon, la ouais. suite. Et à Leipzig, il a dit, il faut que tu ailles te couper. J'avais des poux. J'avais plein de poux. D'ailleurs, je voudrais vous raconter... Je peux revenir un peu en arrière? Oui. Quand on était à Chebiniak, on travaillait sur la voie ferrée, il y a un train qui revenait de Russie avec des soldats allemands à qui il manquait les bras, à qui il manquait les jambes. Et ces soldats nous ont jeté à nous, déportés, du chocolat, des bonbons, du pain. Le SS ne dit ne ramassez pas. Le jeune SS qui n'avait plus de jambes a dit Hitler, il risquait plus rien. Hitler Farug, c'est un salaud. Et il a engueulé les SS. Mais j'avais tellement de poux que ça me démangeait là. J'en ai encore d'ailleurs la trace. Et ça me démangeait là. C'est pour ça qu'à Leipzig, j'avais encore des poux. Alors, quelques-uns, j'avais beau les tuer, je ne sais pas d'où ils s'infiltraient, ils rentraient dans les pores de la peau. J'étais me faire couper les cheveux. Et le coiffeur, il a dit Franzose schmutzig, que les Français sont sales parce que j'avais des croûtes dans mes cheveux. Enfin bref, on a dormi à Leipzig dans un chantier en construction, dans des trous. Et à 6 heures du matin, les ouvriers sont arrivés, on s'est sauvés. Et on a repris un train pour aller à Berlin. Parce que lui, à Berlin, connaissait un communiste qui était rentré, qui avait fait la guerre d'Espagne avec lui, mais qui est rentré dans le parti nazi pour trahir. Et il avait son adresse dans la tête, parce qu'il s'était envoyé du courrier après la guerre, quand c'était la fin de la guerre d'Espagne. On est arrivé, c'était près de l'Ache-Pré, près du fleuve qui traverse Berlin. Il nous a fait mettre dans un café et on l'attendait. Malheureusement, quand il est venu, la femme de cet homme-là, elle a dit « Partez tout de suite, j'ai peur. Mon mari est en Espagne. » Donc, on n'a pas pu avoir des faux papiers, on n'a pas pu avoir des choses que l'autre nous aurait donné une filière. On avait appris aussi qu'il y avait une filière de gens qui pouvaient partir en Angleterre. Parce que malgré tout ce qui se passait, il y avait quand même des résistants et des réseaux. Et on est revenu et on a été à Berlin dormir comme on n'avait pas où dormir, en entendant savoir ce qu'on allait faire. On a été dormir dans un camp de volontaires, de requis et de volontaires belges et français. Et pour manger, alors les Wallons ont été gentils avec nous, mais j'étais dans les toilettes pour faire un gros besoin que je ne pouvais pas faire depuis plusieurs jours. Le Wallon est venu me dire vite descendez dans la rue parce que les Flamands vont vous dénoncer. Parce que les Flamands étaient collaborateurs avec les Allemands et les Wallons non. Vous voyez, c'était des Belges, mais deux tendances différentes. Et malheureusement, le gosse de 16 ans, on l'a attrapé. Il y a juste le Fuchs de 45 ans, le Hongrois, qui a pu se sauver dans la rue, le petit Roumain et moi. Et on se retrouvait tous les trois. On ne savait plus quoi faire. On a dit on va prendre un autre train, se rapprocher de la France. On a pris Erfurt, dans le Thuringe. Et à Erfurt, dans le Thuringe, on est descendu dehors, on est sorti, on est allé dans les champs. Il y avait de la neige. Il a dit on ne peut pas rester là. Il faut reprendre un train qui va dans l'Erfurt Centre. Parce que ça, c'était une station avant Erfurt, le petit Erfurt, enfin une station avant. Et là, c'est quelle époque alors? Alors là, c'est en octobre, fin octobre 42.
Oui, j'ai une question sur la période de votre arrestation, ensuite vous... Enfin, non, la période de votre évasion, cette période-là, hein. De quoi vous vivez, comment vous organisez, où vous dormez, etc. Alors, on dort ou dans des chantiers. Oui, puis je voulais dire à Berlin. À Berlin, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on a pris un tramway le soir pour aller dormir au Stadium, c'est-à-dire à un stade. Mais il y avait de moins en moins de personnes. Et comme celui qui était plus vieux, Fuchs, il avait demandé où était le Stadium, le receveur lui a dit: mais qu'est-ce que vous voulez faire la nuit au Stadium? Alors il a eu peur, il dit: on va descendre la station avant le Stadium. On est descendu et c'était juste un quartier interlope. On ne savait pas, il y avait des filles de joie. Et d'elles-mêmes, quand elles nous ont vus, elles nous ont donné à chacun un peu d'argent, je ne sais pas combien, pas grand-chose, et des tickets de pain. Elles avaient vu que nous, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est pour ça que je disais que je peux respecter ces femmes-là aussi bien que les autres. Parce qu'elles avaient quelque chose d'humanité. Et pour nous, à ce moment-là, c'était quelque chose d'énorme. Et on a donc été dormir dans l'endroit où il y a les Flamands et les Wallons. C'est là qu'ils ont... Bon, on est resté un deuxième jour à Berlin. Et je me rappelle, à Berlin, il y avait... Comme on avait des vêtements civils, ça passait un peu inaperçu. On pouvait rentrer dans un endroit pour boire quelque chose de chaud et manger un sandwich très léger avec les tickets qu'elle nous avait donnés. On est resté 4 jours en tout à Berlin. Et lui, il cherchait. Il a même été à l'ambassade de Roumanie, à l'ambassade de Hongrie pour essayer d'avoir des papiers en leur racontant des histoires, pour avoir un papier de chez eux pour pouvoir... dire qu'il avait perdu ses papiers en racontant des histoires. Mais ils ont dit: on ne peut rien faire pour vous. Et je me rappelle, on est rentré dans un endroit où il y avait un restaurant. C'était pas un restaurant, c'était un fast-food. Et on était trois, on n'était plus que trois. Et il y avait un Allemand avec sa femme. Il m'a regardé, il m'a donné une orange. Je voulais pas la prendre. Il m'a dit: prends-la parce que ça va être louche. L'Allemand m'a regardé, j'étais le plus jeune, il a eu pitié, il m'a donné une orange. En moi, un Allemand qui me donne une orange, je ne voulais pas. Il m'a dit: prends-la. Après, on l'a partagée. Mais je voulais dire quelque chose à Berlin. Comme la dernière nuit, on n'avait pas où dormir, il a dit: on va aller s'asseoir au buffet de la gare. Et en allant au buffet de la gare, il y a un policier qui nous a regardés. Il a senti qu'il allait nous demander quelque chose, alors il s'est avancé sur lui. Il était au milieu il faisait la circulation. Il lui a dit: nous sommes des Hongrois et je cherche la gare. Alors l'Allemand qui voulait nous demander les papiers, il dit: ah, vous êtes des Hongrois, la gare c'est là-bas. Vous voyez, il a trouvé la parade. Et on est allé au buffet de la gare, on s'est installé, on a demandé un thé. On pensait y passer la nuit pour pouvoir prendre un train le lendemain pour aller à Francfort am Main. Toujours par petits... Et en passant par Erfurt aussi. Et la Gestapo demandait les papiers. Alors on était trois, et lui avait vécu des choses vraiment fortes. Il a dit: je vais parler en hongrois quand il va venir nous demander les papiers. Alors il était en civil, la Gestapo, avec le petit truc Gestapo. Et il a dit: vous ferez semblant de chercher vos papiers. Alors il est arrivé, il a dit: papier bitte. Alors lui, il faisait semblant de chercher les papiers, mon copain roumain aussi et moi aussi. Il a dit: nous sommes des Hongrois, nous attendons le train pour prendre le quai, pour prendre le train pour aller à Budapest. Alors le type de la Gestapo: vous êtes des Hongrois, vous êtes nos alliés, les papiers, c'est pas la peine. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas grand-chose dans la vie pour être... Et le matin, on a pris un train avec un ticket de quai pour aller à Erfurt. Et c'est là que... On est descendu du train, il a dit: on va sortir de la ville pour essayer de se retrouver, mais si on se fait attraper, chacun raconte une histoire et chacun son destin. Alors, il est passé, on l'a arrêté, le deuxième est passé, on l'a arrêté, et moi, le dernier, on m'a arrêté. La police de la gare à Erfurt, dans le Thuringe. Les deux autres, je ne les ai pas vus. Moi, on m'a amené dans la police de la gare, on m'a mis dans une cage, enfin c'était grillagé. Il y avait des barreaux. Et les deux policiers disaient:
Is das ein Jude? Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il n'est pas juif? Alors il disait non, il n'est pas juif. Si, il est juif. Je pensais qu'ils allaient baisser mon pantalon. Ils ne l'ont pas fait. Et le soir, on est venu me chercher. On m'a amené à la prison d'Erfurt. À la prison d'Erfurt, on était 8 dans une cellule qui était grande, si vous voulez, 2 fois comme là-bas derrière. Très petite. Et dans cette cellule, il y avait 2 Français qui étaient volontaires, qui étaient des voleurs professionnels, mais que la police française avait attrapés. On dit, ou vous allez en prison, ou vous allez travailler en Allemagne. Et en Allemagne, ils continuaient à voler. Donc, ils s'étaient fait arrêter, ils attendaient d'être jugés. Il m'a dit, si tu es libéré, si tu as de la chance, pour voler du pain en Allemagne, c'est pas dur. Tu rentres dans une boulangerie, tu dis Heil Hitler. Moi, je voulais pas dire Heil Hitler. Comme quoi, en prison, on peut apprendre des choses. Il m'a dit, tu dis... Moi, j'ai dit, enfin, je raconterai après. On m'a amené à la Gestapo. Et à la Gestapo, on m'a interrogé. Et il y avait un type qui était l'interprète. Je me rappelle, la Gestapo, c'était Prinz Albrecht Straße. C'était un immeuble grandiose, avec du marbre par terre. Il y avait un grand bureau. Et à côté, il y avait un interprète qui avait été prisonnier de la guerre de 14, qui parlait un peu français, mais qui détestait les Français. Alors lui, il lui disait en allemand, et moi, je comprenais le yiddish, donc je comprenais l'allemand. Ça m'a permis d'inventer une histoire. Et il m'a dit, pourquoi il est là? Alors j'ai dit, voilà, j'élève une protestation véhémente, j'avais 2 valises, j'avais un contrat pour travailler en Allemagne comme ouvrier français volontaire, je me suis engagé aux usines Siemens au Quai d'Orsay, et je devais travailler à Berlin, et je me retrouve à Erfurt, on m'a volé mes valises, c'est une honte. Il m'a regardé, il m'a pris mon nom, j'avais gardé mon vrai nom. On ne peut pas être parfait. Et je voulais dire que quand j'ai fait le premier camp à Kozel, oui, c'est ce qui m'a fait peur, on avait pris la photo de chaque déporté qui arrivait. C'était la nuit, on prenait des photos de chaque déporté. Ça me revient. Je suis resté en prison quelques jours, 14 ou 15 jours. Au bout de 14 ou 15 jours, on m'a amené à la Gestapo. On m'a donné un passeport d'ouvrier français volontaire, un passeport rouge, et on m'a donné un travail dans une fabrique de limonade. Entre-temps, on m'avait donné un travail dans une fabrique de bois. Alors les Allemands s'amusaient à jeter le bois, et moi je ne pouvais pas l'attraper. J'étais culotté, j'étais au service du travail. Ils aimaient bien les Français. Il m'a fallu dans cette fabrique de limonade, qui lui aimait bien les Français, et c'était en octobre, novembre, décembre, c'était en janvier 43. Il m'a dit, je te ferai avoir une permission exceptionnelle pour aller en France. Mais comme beaucoup de Français qui avaient été requis, quand ils allaient en France, ne revenaient pas, ils allaient dans le maquis, la Gestapo a décidé qu'il faut parce que lui voulait me donner une permission unique. Il fallait un train de 1500 volontaires au requis pour qu'ils retournaient en France en permission. Il m'a dit, je ne peux plus, il faut attendre. Et la Gestapo, un jour, m'est venu me chercher au travail. Et il a dit, voilà, c'est un juif évadé du camp de concentration de Stiebinia. Il m'a amené à la Gestapo dans le tram pour m'amener à la Gestapo. Et il me disait, tu vois les fleurs, tu ne le verras pas. Tu vois les roses, tu ne le verras plus. Tu vois les arbres, tu ne le verras plus. Et les gens dans le tramway avaient peur. Parce qu'il y avait déjà eu Stalingrad. Et ils avaient perdu. Von Paulus, enfin les soldats allemands s'étaient rendus. Et les Allemands n'avaient pas le droit de porter le deuil. Il fallait qu'ils portent juste un brassard. Et il y avait des haut-parleurs dans la rue en disant, oui, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, quoi, comme le même dicton que Paul Reynaud. Tout ça, ça se passe à Erfurt. Ça se passe à Erfurt, oui. Alors on m'a amené à la Gestapo, il m'a battu. Au début, on sent les coups, mais après, je ne sentais pas les coups, parce que vous savez, on peut vous battre, on peut vous donner des coups de cravache même, que j'ai mis la main. Il m'a dit, quoi, tu donnes Widerstand, tu te révoltes. C'était encore plus fort. Mais l'esprit
on peut pas vous abattre l'esprit, parce que dans ma tête, je lui disais, je t'emmerde. Puis après, on m'a amené de nouveau à la prison d'Erfurt, et on m'a mis dans une cellule où il y avait 45 ou 50 personnes. Et dans cette cellule, il y avait des Ukrainiens et des Russes, des Ukrainiens surtout. Il y avait un chef, il dit, toi tu me fais mon lit, toi tu me fais ça dans une prison. Et tout d'un coup, au bout du 10e jour, j'ai vu un garçon, et je lui ai dit, t'es juif toi? Il m'a dit, oui, mais il ne faut pas le dire, parce que les Ukrainiens sont terribles. Et moi, j'étais encore naïf. Et tout d'un coup, j'ai vu que les Ukrainiens se dirigeaient sur moi. J'ai compris qu'ils voulaient me violenter, sodomiser. Alors j'ai frappé à la porte, il y a un gardien qui a ouvert la porte, il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, il m'a dit, je m'en fous, ce qui se passe à l'intérieur ne me regarde pas. Et comme il venait en plus sur moi, j'ai frappé, il y a un autre qui a ouvert, il a eu pitié, il m'a mis dans une cellule tout seul. J'en suis d'ailleurs très reconnaissant. Je voulais dire autre chose, je peux revenir un peu en arrière, à Berlin. On a été dans une église, et celui qui avait, Fuchs, qui avait 45 ans, on est venus tous les deux, le petit Romain et moi, et il a dit, nous sommes évadés de prisonniers de guerre. Mais le curé était acquis aux thèses nationales socialistes. Il a dit, vous auriez dû attendre la fin de la guerre, vous aurez rapatrié. Alors il y avait une bonne sœur qui priait, elle s'est mise à genoux, elle l'a supplié de ne pas nous dénoncer. Je la remercie encore. Il a dit, bon, qu'ils se sauvent tout de suite, sinon s'ils restent là, je les dénonce. C'est pour vous dire qu'il y a des tas de choses dans la vie comme ça. Et au bout de 3-4 jours, on m'a ramené à la Gestapo. On m'a mis dans une cellule où tout était blanc, où le plafond était très bas. Et je me disais, je vais mourir. Alors je pensais à mon père, à ma mère, à mon frère, mais je ne pouvais pas encore imaginer ce qu'on leur avait fait. Je pensais qu'ils étaient vivants quelque part. Et après, on m'a amené devant la Gestapo. C'était un matin de bonne heure. Alors une grande salle, il y en avait un qui lisait un journal allemand qui s'appelle le Völkischer Beobachter, l'autre il lisait le Sturmer, qui était un journal terrible, antisémite, pro-nazi et tout ce qu'on veut, et le troisième, je ne sais plus quel journal. Et il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce Schwein? Il dit, on le ramène à Stchebinia, on lui met un écriteau, hurrah, hurrah, je suis à nouveau là, tout le monde défile pendant plusieurs jours, et après on va le pendre. L'autre il dit, oh, Scheißegal, on peut le fusiller. Ça veut dire, Scheißegal en allemand, ça veut dire je m'en fous. Le troisième, sans lever la tête du journal, il dit, il n'y a qu'à le laisser aller à Auschwitz, il crèvera de toute façon. Et c'est comme ça qu'on m'a mis un jour dans un train de prisonniers où il y avait des barreaux, où une personne, on était deux dans un espace qui était grand comme ça, et le train a mis plusieurs jours pour arriver à Auschwitz. D'ailleurs, j'ai la photo où c'est marqué Arbeit macht frei, et le train est arrivé peut-être 200 mètres plus loin. Alors, on nous a fait mettre en rang pour 5, et le SS, qui avait peut-être 20 ans, il a dit, marche pas si vite, parce que je marchais vite, parce que si tu savais où tu vas, tu marcherais pas aussi vite. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des femmes qui travaillaient avec des femmes SS qui avaient des chiens. Alors moi, je regardais s'il y avait ma mère. Oui, j'étais pas encore... Et on m'a mis un numéro, 115 614. Si j'avais été tatoué la première fois, j'aurais 42 000 ou 41 000. Et on m'a mis dans le bloc 11, qui à l'époque était un blanc, près du mur des fusillés. Et à l'époque, dans ce bloc, c'est où on restait, où on allait travailler. Et au bout de 8 jours, on m'a amené à Birkenau. Alors là-bas, Birkenau, c'était le... Je suis resté 15 jours à Birkenau. Là-bas, comme change de salut, on mangeait de l'herbe par terre. On allait dans les cabinets, on avait la diarrhée. On dormait à 5 ou 6 en haut. Alors en haut, on recevait moins de coups, mais on fallait descendre la nuit, on ne pouvait pas. Enfin, c'était l'enfer. L'enfer de Dante à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Et
il nous faisait les vexations les plus terribles. Les capots, quand on allait au cabinet, enfin, c'était des trous et c'était glacial. Il fallait sortir avec le derrière pour refaire la queue. Les SS et les capots ne rentraient pas dedans parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Enfin, il y a un capot qui venait du ghetto, qui était juif et qui était gentil, qui a dit: vous savez, votre planche de salut, c'est de sortir pour aller travailler dans un camp en Allemagne. Sinon, ici, vous allez mourir d'épuisement et on vous gazera, on vous brûlera. Et j'ai eu du pot. Ils ont fait une liste et ils m'ont fait amener dans un camp qui s'appelait Buna Monowitz. C'était la plus grande fabrique de caoutchouc synthétique. Alors avant d'arriver à Buna, si vous êtes d'accord, on va peut-être quand même décrire quelques aspects de Auschwitz tel que vous le découvrez. Finalement, si j'ai bien compris, quand vous arrivez à Auschwitz, vous êtes deux, hein, vous êtes ces deux prisonniers. Non, je suis tout seul. Ah, les deux prisonniers, oui. C'était un juif allemand, Oui. que son père avait été colonel de Ulan et lui, il avait été dans l'armée allemande et décoré de la guerre de 14. Et on l'a arrêté que 43 parce que ils avaient encore besoin de certains juifs qui travaillaient chez eux pour l'armée, qui travaillaient, je sais pas, pour l'armée allemande ou quelque chose. D'ailleurs, ils avaient gardé une partie de juifs qui étaient dans l'armée allemande et qui étaient des officiers supérieurs au début, avant Hitler. Il y en avait un même qui était capitaine de corvette, je me rappelle. Oui, et puis avant, je voulais vous raconter autre chose. Je peux? Quand je travaillais comme ouvrier français volontaire, au bout d'un mois, j'attendais la permission qu'il m'avait promis qu'il ne venait pas. Je me suis sauvé dans un train avec un ticket de quai pour aller à Francfort am Main. Et je suis sorti de la gare et j'ai marché dans les rues. Et la nuit arrivait. Et pour dormir, je n'avais pas où dormir. Alors, j'ai vu une sanisette, enfin, des cabinets publics. Devant, c'était bien, mais derrière, ils faisaient des travaux, de la peinture. Je me suis mis derrière, je me suis caché pour m'allonger. La nuit venait, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et le train que j'avais pris, c'était de Erfurt à Francfort avec un ticket de quai. Je suis descendu, sorti de la gare. Je me suis couché par terre, mais il y a un type qui était sous qui est arrivé. Au lieu de pisser devant, il est venu me pisser pendant un quart d'heure sur moi derrière. Alors je suis sorti, et il y avait un camion. Je me suis mis dans le camion pour dormir. Mais le camion a démarré. J'ai juste eu le temps de sauter. Et j'ai marché dans la nuit. Et il y a eu une alerte. Je suis arrivé à la gare. Et les Allemands m'ont demandé les papiers. La police de la gare, j'ai montré mon passeport que j'avais à l'époque. Et ils m'ont dit, bon, ne reste pas dans la gare, va te coucher. Et il y avait une alerte que les Anglais arrivaient pour bombarder la ville. Donc je suis descendu aux abris avec les Allemands. Et là, il y avait un lit pour dormir, j'ai dormi. Et le matin, à 6 heures, il m'a réveillé, je dormais encore. Il m'a dit, l'Allemand, ils ont de la chance, les jeunes, ils dormiraient n'importe où. Alors, attendez, ça, c'est à Erfurt. C'est avant qu'on m'arrête en février. D'accord. 43, c'était fin janvier. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on approche un peu maintenant le moment où vous arrivez à Auschwitz. Vous êtes convoyé là-bas par un SS, par un gendarme allemand. Alors, quand on était tous ceux du train, on était 100 ou 150, on arrive à Auschwitz. Donc 150 personnes au moins détenues, c'était des juifs, c'était des gens qui avaient été arrêtés? C'était des juifs qui s'étaient fait arrêter ou qu'on arrêtait, et moi qu'on avait découvert que j'étais juif. Mais pour le chose de Francfort, bon, ben, ça fait rien, on peut pas. Non, je pense à l'arrivée à Auschwitz, là aussi. Vous êtes débarqué du train par qui? Et qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes débarqué du train? Alors, il nous met dans cette baraque, et dans cette baraque, le lendemain, on nous met c'était la baraque bloc 11, c'était là où on allait travailler, où on retournait au four crématoire. C'est là qu'on m'a ramené à Auschwitz, alors que normalement, j'aurais dû aller à Birkenau. C'est là que j'aurais dû aller à Birkenau tout de suite. Ça veut dire que là, on est en février 43, c'est ça? Voilà. Et les 150 qui étaient dans le train, vous êtes tous amenés au bloc 11? Tous? Non, pas tous. On est répartis dans des blocs.
Moi, j'ai pas revu les autres. Moi, j'étais réparti dans le bloc 11. Et c'était un bloc de la mort, mais je ne le savais pas. Et on vous avait demandé si vous vouliez travailler. Ah non, on n'a rien demandé du Rien. tout. On nous laisse là. C'est où ils viennent nous chercher au bout de... quand ça les arrange pour nous gazer, ou ils nous envoient travailler en Allemagne. Ça veut Je dire l'ai su que qu'après, je ne le savais pas sur le moment. Parce que le matin, on nous faisait sortir dehors, on nous donnait un bout de pain, un bout de margarine et très peu de confiture, et je me rappelle, je le mangeais doucement. Et comme les autres départés regardaient ma portion, qu'ils avaient tout avalé d'un coup, j'ai compris qu'il fallait que j'avale tout d'un coup, parce que sinon, je sais pas, les gens qui ont faim, vous savez, c'est pas des gens normaux. donc ce que j'essayais de cerner, c'est ça, c'est à l'arrivée du train. C'est pas à proprement parler ce qu'on appelle une sélection à ce moment-là, Non, mais par contre, c'est ensuite qu'on va vous demander si vous voulez travailler on ou nous autre demande chose. rien. On vous demande pas. On ne demande jamais D'accord. rien. On n'a pas de désirata et des bons vouloirs. C'est les SS qui décident. On m'avait donc amené à Birkenau, et Birkenau, on nous a appelés pour Bouna Monowitz. Mais ça, je ne savais pas où j'allais, parce que je pouvais très bien aller au fort crématoire. Et là, tous, on vous a appelé pour Buna Monowitz. Pas c'est les 150, certains. Moi, on m'a amené, mais je voyais les autres, je ne les voyais plus. Et on vous a désigné au hasard? Non, ils avaient les noms, les listes, on m'a appelé, mets-toi là, et on nous a amenés en camion à Bouna Monowitz. Bouna Monowitz, on nous a répartis dans des blocs. Moi, ceux qui étaient avec moi du train, je ne les ai jamais revus. J'étais avec d'autres déportés de tous les pays. Et à cette époque, il y avait des déportés qui arrivaient de Salonique, des juifs grecs. Mais moi, j'étais dans le camp et j'allais travailler tous les matins au son de la musique. Pendant 2 mois, j'ai été décharger des wagons russes, faire des travaux de terrassement, ou piocher la terre, ou faire des travaux qui rimaient à rien, ou tirer des câbles qui posaient pour l'électricité ou pour les PTT, pour les téléphones. Mais quand on sortait au son de cette musique, c'était des musiques, ma femme m'a appris après que c'était des musiques militaires, des musiques de cirque. D'ailleurs, quand je les entends, je ne peux pas les entendre. Hein. C'était enfin bref, un air joué par des tziganes et par des juifs qui étaient des violonistes, les tziganes, des violonistes hors pair. Il y en avait même qui étaient premier prix de Rome, des gens qui avaient travaillé dans les opéras. Et les tziganes, c'était des tziganes qui jouaient naturellement bien. Au bout de 2 mois, j'ai dit, moi, si je continue comme ça, je suis foutu. Alors je me suis caché, quand les gens, les déportés allaient travailler, je me suis caché dans les cabinets du camp. Et premier jour, je me suis caché dans le cabinet. Deuxième jour, j'avais de la fièvre. Je me suis caché dans un bloc entre 2 matelas. Troisième jour, je me suis caché à nouveau dans les cabinets. Mais les capots, en majorité polonais, d'autres qui étaient méchants, d'autres qui étaient normaux. Il y avait des capots juifs aussi. En principe, ils étaient gentils, mais il y en avait aussi qui n'étaient pas normaux. Et puis, les SS, ils m'ont trouvé. Ils m'ont donné des coups de caoutchouc sur la tête. Ça s'appelle le knippel. Il y avait à l'intérieur du métal et puis des barbelés. Ils nous tapaient dessus. On nous a amenés sur la place de l'Appel. On était une vingtaine. Alors il y avait le chef de camp, qui était Lager Tester, qui était chef de camp, qui était très grand, qui était en vert. Lui, c'était un bandit. Il y avait le sous-chef de camp, le Lager Capot, qui était un déporté politique. Là, ce sont donc des détenus. Hein, voilà. D'accord. Hein. Et il y avait aussi le chef des SS, du commandant de camp, qui était là, je me rappelle, c'était un grand rouquin. Et il interrogeait les 20 qu'il y avait dessus, une vingtaine. Alors il y en avait un qui était juif hongrois. Il lui dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, j'étais caissier dans une banque. Et en plus, il avait un tic qui faisait ça. Je ne sais pas si c'était à cause d'avoir des tremblements ou d'avoir... Alors il a rigolé, il dit, ah, la Hongrie, Budapest, la Xardas, ici, il n'y a pas de Xardas. Il arrive un Italien, un juif toujours, il dit, d'où tu es? Il dit, Turin. Ah, ici, il n'y a pas de spaghetti. Il arrive à un troisième, enfin il arrive à moi, il me dit, d'où tu es? Je dis, Paris. Il connaissait Paris. Il m'a dit, Paris, Folie Bergère, ici, nix travailler, toujours l'amour, il m'a dit, nix travailler, nix manger. Alors moi j'ai répondu, je sais pas parce que j'étais jeune,
Je voulais bien travailler, ce qui était faux. Je veux bien travailler, mais je veux manger. Il m'a regardé, il m'a dit qu'on l'amène à la cuisine, qu'on lui donne 1 litre de soupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'on le fasse travailler dans le camp, qu'il n'aille plus travailler dehors. Alors on m'a donné 1 litre de soupe, et le lendemain on m'a mis à travailler dans le camp, comme il y a des baraques en construction, à scier du bois. Racontez-moi un peu cet épisode. Les 20 personnes, Ben, chacun, ils avaient fait quoi? Ils s'étaient cachés dans le camp, dans les cabinets ou ailleurs pour ne pas aller travailler. Parce qu'au son de la musique, à un moment donné, on sortait, comme ils nous avaient compté avant, le compte y était, et je voulais dire, quand on revenait le soir, on revenait se mettre dans les rangs, quand ils avançaient. Alors quand ils nous comptaient, il y avait toujours le compte. Et ils nous comptaient, ils nous appelaient les morceaux, des shtuks. Ils disaient pas qu'on était des gens vivants, des êtres vivants, mais ils nous appelaient des morceaux. Des fois, ça durait 1 heure, 1/2 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Alors c'est ça qui me manquait, c'était ce point important. En fait, et ça va Dans le être froid, dans l'occasion la pour neige. nous de décrire la vie du camp. À quelle heure on se lève? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se lève le matin de très bonne heure. Des fois, on se levait la nuit pour qu'ils nous comptent. Très très vite, il fallait qu'on s'habille, qu'ils nous comptent. D'ailleurs, il y avait un seau pour uriner. Le dernier devait le sortir. Donc, quand on entendait les gouttes tomber, on s'arrangeait pour pas être le dernier. Mais des fois, ça arrivait, il fallait donc sortir le seau, aller le vider aux toilettes dans la neige. Et puis les Allemands étaient pervers. Ils nous réveillaient la nuit pour nous compter, par plaisir. Et ça pouvait durer une partie de la nuit. Donc comment ça se passait ça? Ben, On vous mettait où? Ben, dehors, sur la place de la Pelle, et on était debout. Il fallait être au garde à vous, ou alors les jambes écartées. Et ils comptaient 5, 10, 15. Puis eux, ils allaient se réchauffer. Nous, on était gardés par d'autres SS. Et puis ça vous pouvait durer le temps qu'ils voulaient. Il y a des gens qui tombaient par terre. Il y a des gens qui... Enfin, je sais pas. Je me demande comment je suis là. Tous les jours de ma vie. Et puis... Je retourne maintenant. Alors dans la baraque où vous êtes, encore quelques points là-dessus. Dans la baraque où vous êtes combien? Dans la baraque où on est, Et je sais qui plus y combien. a-t-il? Eh ben, dans la baraque où on est, il y a que en majorité des juifs et quelques polonais catholiques. Vous êtes tous de quelle nationalité en gros? Ah ben, nous, on était de France, les autres étaient de Belgique, les autres étaient de Grèce, d'Italie, mais des juifs. Et les autres étaient venaient des pays de l'Est. Mais en majorité, les baraques, c'était des juifs. Et les capots, c'était des types qui avaient été dans les prisons, dans les citadelles, qui avaient commis un crime ou qui étaient des voleurs, des bandits, des escrocs, et qu'on avait mis chef de bloc. Moi, mon chef de bloc, c'était un qui était... Il y avait aussi des homosexuels, mais qui, eux, n'avaient pas de grade. Quelques-uns étaient capots ou sous-chef de travail. Vorarbeiter, ça s'appelait, premier ouvrier. Contremaître. Ils avaient Et alors, on m'a mis à scier le bois. Alors votre chef de bloc, vous étiez en train de dire Le quelque chef chose? de bloc était... Il tapait pas tellement. Il n'était pas méchant. Il gueulait. Enfin, il gueulait par rapport aux autres en allemand, mais il ne tapait pas. Il avait un bâton, mais il ne tapait pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu spécialement taper. Et il avait le triangle vert, il était déporté politique. Vert. Il était vert. Pas politique. Droit commun. Berufsverbrecher, ça veut dire profession criminelle. Voyou, bandit, voleur ou assassin. Et il était de quelle nationalité? Allemande. Et comment, à l'intérieur des blocs ou dans le camp, en fonction de quelles affinités les groupes se forment? J'imagine qu'il y a des groupes qui se forment. Il y a pas... Moi, je dormais à côté... j'avais encore la ceinture, réussi à cacher la ceinture de ma mère. Et je dormais en bas, il y avait 3 degrés. Et à côté de moi, il y avait un garçon. Au-dessus, il y avait 2 Polonais, non juifs. Et à côté de moi, il y avait un garçon de France. Alors, j'avais caché mon pain, un petit bout de pain. Vous savez, je ne mangeais pas tout histoire d'avoir un petit bout de pain. Alors, quand je me suis réveillé le matin, on m'avait volé mon pain. J'ai bien compris qu'il avait faim, qu'il avait pris mon pain. Mais j'ai dit, qu'on ait pris mon pain, je m'en fous, mais la ceinture de ma mère, je voudrais bien... Comment j'ai fait pour la garder, j'en sais rien. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et
là où on nous avait donné des vêtements rayés. Je dis, je voudrais bien avoir la ceinture de ma mère. Alors, quand j'étais faire pipi dehors, je suis revenu, j'avais la ceinture de ma mère. C'est lui qui m'avait remis la ceinture. Mais Que j'ai reperdu d'ailleurs après. lorsque Il vous y êtes... avait 2 Polonais en dessus de moi qui, la nuit d'avant, la nuit plus tard, la nuit d'après, ont voulu voler mon pain. Mais je ne sais pas pourquoi, je les ai entendus en polonais. Ils disaient chleb wszystko zabrali. Alors ça veut dire en polonais, puisque mes parents polonais, on avait appris, on comprenait. Comme quoi les langues, ça sert. Ils avaient dit à ce sel juif, on va lui voler le pain la nuit. Et quand ils ont voulu voler mon pain, ils ne trouvaient pas de pain puisque je l'avais mangé. Donc, là-dessus Alors on encore, allait travailler. on essaye de décrire un petit peu l'organisation du camp et ensuite on va parler de ce que vous y avez fait. J'ai une question, on a combien de temps là? 10 minutes. Oui, j'ai une question sur la vision que vous avez du camp. Est-ce que vous avez une idée de la géographie de ce camp, de ce qu'on y Oui, fait? ce camp, il est placé près de la ville, il est placé près d'Auschwitz, près de Katowice. Ça, vous le saviez quand Oui, vous ça êtes on arrivé. savait. Oui. Je me rappelle d'un garçon qu'on a pendu dans ce camp. Ils nous ont fait mettre debout. Il avait le numéro 178 240, un petit gosse de 16 ans. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Peut-être il avait cherché à s'évader. Ou alors il avait volé quelque chose sur le travail. Ils appelaient ça du sabotage. Et on l'a pendu. Il n'a pas dit un mot. Et nous, on était pétrifiés. Et puis, je continue, je travaillais dans le camp pour vous donner un exemple de quelque Justement, chose. je voudrais, si vous me permettez, poser quelques points de repère par rapport à l'organisation du camp et par rapport à votre perception de ce qui s'y fait. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là? Est-ce que vous savez, c'est une question cruciale évidemment, que dans certaines parties du camp d'Auschwitz, on extermine? Comment vous l'apprenez si vous Je l'ai l'apprenez? appris que quelques semaines après que j'étais dans ce camp, où je suis resté, je crois, 11 mois, ou 12, 13 mois, je ne savais pas. Je l'ai appris un jour, comme ça, je voulais justement vous raconter. Moi. Voilà. Bon, on m'a mis à travailler le scier du bois. Au bout du 3e jour, le sous-chef de camp qui était politique, qui était avec un triangle rouge, est venu avec un déporté allemand en vert, qui était déporté de droit commun, enfin qu'ils avaient sorti des citadelles, ils avaient mis au camp de concentration. Il a dit, toi le juif, pour scier du bois, tu scies mon bois, et moi je vais me coucher dans des baraques en construction. Alors moi j'ai dit, je scie son bois, je ne peux pas faire autrement. Alors j'allais plus vite, mais j'étais content parce que là, je pouvais avoir ma soupe, plus quelque chose des pommes de terre à la cuisine. Et en passant près de la cuisine, où c'était des déportés qui travaillaient à cette cuisine, le chef de la cuisine était un Allemand, bandit, mais il ne s'en occupait pas tellement. Et l'autre qui s'occupait de la cuisine était un juif qui, depuis 1933 dans le camp, qui avait fait tous les camps, un juif allemand. Il me donnait quelques pommes de terre ou un peu de soupe. Donc ça me permettait même de donner un peu de soupe à un copain que j'avais là-bas, que j'ai rencontré, qui était de France et qui était dans le même bloc que moi. Et je voulais dire que le capot, Lager Capot est venu, le chef de camp, il m'a dit où il est. Je ne sais pas. Là, il m'a donné des gifles, il a été le trouver, et l'autre, il m'a dit, comme punition, tu retourneras travailler dehors. Alors, et l'autre est venu, il m'a giflé en disant, sale juif, tu m'as dénoncé, alors que je n'avais rien dit. J'ai travaillé encore 4 semaines dehors à décharger des wagons russes qui sont le double des wagons français, avec un écartement des voies le double. Et il y avait un SS qui s'appelait Timoshenko, qui s'amusait des fois à nous faire porter 2 sacs de ciment de 50 kilos, c'est même pas croyable, sur une planche qui était large comme ça et qui faisait ça. Et nous avait des chaussures en bois. Et lui, il faisait jouer la planche. Et il y a des gens qui tombaient. On a fait ça pendant 3-4 minutes, des sacs de 100 kilos. Vers 50 kilos et 50 kilos. C'est une vision que je me rappelle. Et puis après, on travaillait au terrassement, à tirer des câbles aussi, à charger des wagonnets avec du sable. Et puis, un jour, en rentrant du travail, le Lager Capot, en rouge, sous-chef de camp, m'a appelé.
comme tu n'avais pas dénoncé l'autre, vous voyez, des fois qu'ils ont des codes d'honneur, l'autre m'a serré la main en disant, t'es un honnête homme, tu m'as pas dénoncé, tu peux pas moucharder. Et lui m'a dit, t'as été assez puni, parce qu'en vérité, c'est pas de ta faute, tu vas retourner travailler dans le camp. Eh bien, pour la peine, tu nettoieras une partie des cabinets du camp. Donc, je retourne travailler au camp, à nettoyer les cabinets. C'est là que j'ai rencontré un copain. Et puis, il y avait un garçon, on avait un capot polonais qui n'aimait pas les juifs, mais qui était très poli. J'ai rencontré un garçon qui était polonais catholique, qui était dans le camp, et qui parlait yiddish parce que dans le village où il habitait, il jouait avec les juifs et il mangeait chez les parents. Alors donc lui avait gardé un bon souvenir. Et je discutais avec lui en yiddish ou en allemand. Et entre-temps, le capot polonais m'avait donné un juif qui avait un brassard sourd, qui était officier de l'armée française. Alors il m'a dit, il va travailler avec toi. Et je lui ai dit, tu fais la moitié là, parce qu'il faut qu'on les nettoie. Si on ne nettoie pas, on va se faire battre et puis on va nous punir. Il n'avait rien fait. On s'est disputé. Et comme j'étais en colère, je lui ai même donné une tarte. Et je voulais lui donner ma soupe. Après, il n'a jamais voulu. Et le pauvre, après, je l'ai vu partir au fort crématoire. Il m'a dit, un officier français ne nettoie pas les cabinets. Et le capot polonais m'a dit, si ça se renouvelle, je te punirai. Il ne cherchait qu'une occasion pour mettre un Polonais à ma place. Et un jour, il y a un juif grec, il a fait la même chose. On s'est bagarrés tous les deux parce qu'il n'avait pas nettoyé les cabinets. Et on s'est battus. Je lui ai donné une tarte, il m'a donné une tarte. Je lui ai donné ma soupe, il a dit, t'as raison, t'avais raison. Mais le capot polonais est venu, vous n'avez pas nettoyé les cabinets, je te punirai. Et c'est ce Polonais catholique qui est venu me dire, il t'a inscrit pour aller dans une mine de charbon à Jawiszowice, qui est à quelques kilomètres de là-bas, tu ne sortiras pas vivant. Alors moi, dans le camp, j'avais fait connaissance d'un juif autrichien, qui était dans le camp depuis 1933, qui avait été à Buchenwald et à Dachau. C'était lui qui inscrivait les gens. Alors, au moment où il y avait l'appel pour partir dans ce camp de mine de charbon, j'ai vite couru, je ne sais pas si c'est ma jeunesse, et je lui ai dit, mon capot m'a inscrit pour aller dans une mine de charbon. Il m'a dit, comment tu t'appelles, Drucker? Il m'a rayé. Autrement dit, le Polonais catholique m'a sauvé la vie. Et lui, il m'a rayé. Et après, je me suis mis dans le rang. Alors, on nomme les noms pour aller dans la mine de charbon, et moi, on ne m'a pas nommé. Alors, le capot polonais m'a regardé, il n'a pas compris, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi, mais tu n'es qu'un cochon. Et ça, c'était déjà avant le 18 janvier 1945. Alors, je nettoyais les cabinets. J'ai même rencontré un copain qui a nettoyé les cabinets avec moi, qui s'appelle Sturze. On a fait connaissance. J'ai reconnu un copain avec qui j'allais à l'école. Et entre-temps, comme les gens, il y a des nouveaux qui arrivaient, on les mettait dans des toiles de tente, des grandes tentes. Et là, j'ai vu quelque chose que si on ne voit pas ça, on n'a rien vu. J'ai vu un père voler le pain de ses deux fils parce qu'il avait faim. Au lieu que ce soit le père qui donne aux enfants, autant on voit des choses héroïques, autant on voit des choses aberrantes. Un père qui vole le pain de ses enfants parce qu'il a faim. Et puis un jour, les SS nous ont fait mettre ceux qui travaillaient dans le camp. On était 150 ou 200. Il y en a qui étaient menuisiers, d'autres électriciens, d'autres qui travaillaient aux cuisines, d'autres qui, comme moi, nettoyaient le camp. On nous a fait mettre en rang et le Lagerreinigung, c'est-à-dire le service des commandos qui fusille les gens, est venu et ils nous ont fait mettre debout. Comme ça, j'étais debout devant. Et j'étais debout devant. Et dans ma tête, je me disais, ils vont nous fusiller, ils vont nous tuer, parce que les SS avaient les jambes écartées et ils étaient là avec leurs fusils mitrailleurs. Et j'évitais de regarder le SS, parce que je le regarde dans les yeux, il peut piquer une crise. Et
comme j'allais mourir, j'ai revu une scène de Pessah. Pas qu'on soit tellement religieux, mais toute l'année on mange du pain, et là on mangeait du pain azim. Et j'ai revu mon père, ma mère, mon petit frère et moi, et comme j'étais l'aîné, mon père était allongé sur le lit parce que les Juifs dans le désert n'étaient pas assis bien, il fallait refaire le geste. Et je posais les questions à mon père, mon papa, pourquoi toute l'année on mange du pain, et là pourquoi on mange du pain azim. Pendant Et cette scène de... cette scène, comme quoi, m'a libéré. Je regardais en l'air, j'étais plus dans le camp, j'étais 66 rue de la Verrerie, et je revoyais la scène où à la maison, où il y avait des bougies, et on mangeait du pain azim. Et quand vous disiez dans cette scène à votre père, pourquoi on Oui, mange du pain pourquoi azim? toute l'année? Et alors, pourquoi toute l'année on mange du pain, alors on mange du pain azim? Mon père m'expliquait. Et ça m'a évité de regarder le SS. Et au bout de 2 heures, il y a eu un contre-ordre, il ne nous tue pas. Tout le monde rentre de ses baraquements dans sa baraque. Et je voulais dire, et les SS sont partis, parce que des fois, c'était pour fusiller, pour faire bon comme ça, ou pour nous amener à Birkenau, pour nous gazer, nous brûler. D'ailleurs, j'ai vu partir celui qui était officier français, je l'ai vu partir dans un autocar, un camion pour aller à Birkenau pour être gazé parce qu'il le trouvait inutile pour eux. Et un jour, il fallait nettoyer aussi, à part les cabinets, nettoyer dans les barbelés à l'intérieur où c'était électrifié. Et alors, il y avait moi et 2 Juifs qui étaient arrivés de Hongrie. Alors moi, j'avais déjà nettoyé tout seul, mais comme il y avait beaucoup, j'ai été avec les 2 Juifs hongrois, qui avaient dans les 30-35 ans. Et devant chaque mirador, il fallait s'arrêter. Et comme en allemand, j'avais appris, parce qu'en allemand, c'était marqué, ici, on ne parle que l'allemand. Une autre langue est interdite. J'avais appris l'allemand à coup de... Il fallait que j'apprenne l'allemand, parce que les Juifs grecs, par exemple, de Salonique, qui ne parlaient pas l'allemand, moi, je leur traduisais comme je pouvais en français, mais le temps que je traduise, il y en a qui étaient matraqués à mort. Ils comprenaient le français, et je leur disais en français ce qu'ils avaient dit en allemand, mais il fallait faire vite. Quand ils étaient à côté de moi, je leur disais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Demandait. Alors je lui disais. Après, ils ont appris l'allemand par force. Mais moi, je dis au SS, 3 prisonniers, 3 déportés, en train de nettoyer le tuyau. Ils disaient, continuez. Mais j'arrive à un moment donné, la nuit commençait à tomber, on n'avait pas tout à fait fini, et si on finissait pas, on aurait été puni. J'arrive au Mirador et j'appelle le SS pour lui dire, Wachtmeister, monsieur le garde, 3 déportés qui nettoient le boyau, ça s'appelait le schlor. Et le gars, il dit rien. Je dis, bon, il n'est pas là, tant pis, on avance. Au moment où on avance, il dit, ah, vous vouliez vous évader? Alors, je lui dis non. Et les 2 déportés avec moi j'étais debout, se mettent à genoux et commencent à prier Shema Israël. Ils ont dit, on va mourir, ils prient Dieu. Je leur ai dit, dites pas ça, relevez-vous, parce que ça va l'exciter, il va nous fusiller, il va nous tirer dedans. Et il me dit, moi, des Juifs m'ont dit, qu'est-ce que tu fais si je te tue maintenant? En moi, je sais pas ce qui m'a sorti, je sais pas. Et ben je lui dis, j'aurais pas eu de chance, en allemand. Il me regarde, il me dit, file dans le vent, sale Juif. Alors on est parti. Et à l'autre, on lui a dit, puis après on a fini, on est rentré. C'est pour vous dire, il ne fallait pas grand-chose. En 1 seconde, c'était vivre ou mourir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que toute ma vie, j'ai toujours été direct, ça m'est sorti tout seul, même à l'école. Et plus tard, pareil. D'ailleurs, le chef de camp, il me dit, pourquoi tu ne veux pas travailler? Je dis, je veux travailler, ça m'est sorti. Je voulais dire aussi que quand on a dit le numéro, à Auschwitz, quand on nous a mis le numéro, ça me revient, hein, ça fait rien si j'en... À Auschwitz, il y a un garçon qui a fait « aïe ». Alors je lui ai dit « vous vous faites mal ». Il m'a dit « mais c'est pas possible ». Il m'a filé 2 tartes, celui qui faisait les numéros. C'était un déporté, mais il m'a dit 2 tartes, occupe-toi de ce qui te regarde. Moi je lui ai dit « tu fais mal, tu lui fais mal ». Vous voyez, donc, je réalisais pas encore. Après il m'a mis mon numéro, ça fait pas mal. Mais pour dire, on est là. Et puis, il y avait un déporté qui s'était évadé, qui était chef de bloc, mais qui était très très gentil.
il s'était évadé avec le chef de la cuisine qui était un Polonais catholique. Et il avait, comme le catholique avait poignardé son copain, l'avait enterré pour lui piquer son argent et ses papiers. Ils l'ont rattrapé, ils l'ont pendu, parce qu'il avait tué ce copain. Vous voyez, comme quoi, des fois, il est... Mais je voulais dire aussi, il y avait un garçon qui était depuis le camp, depuis 1933, et que le chef de camp criminel, Envers, avait pris chez lui pour lui faire son lit, lui faire à manger, tout ça. Il avait un frère qu'il avait réussi, grâce à l'autre, à mettre dans le service des douches. Il nettoyait les douches du camp. Un autre travaillait je ne sais où, je crois dans les bureaux du camp. Et un troisième qui travaillait aussi dans le camp. Et tous les trois voulaient s'évader. Et ils avaient été dénoncés. Alors, on nous a amenés sur la place de l'Appel et ils les ont pendus. Mais, il y avait on les a amenés sur la place d'Appel, les mains liées, et on était là 10 000 à regarder comment on allait les pendre. Et à côté de moi, il y avait un garçon qui était juif allemand, qui avait 50 ans, et quand pendant les SS nous comptaient, pendant qu'eux, ils étaient là en attente d'être pendus, il me chantait des chansons en allemand et en hébreu, en disant « Je voudrais bien, si je sors libre, et les SS nous comptaient, mais quand ils étaient passés, tout doucement, je voudrais bien aller en Galilée et voir le mur qu'on appelle le mur de la lamentation et qu'on appelle maintenant le mur occidental. » Et je voulais dire, quand j'y vais, je pense à mon père, ma mère, mon petit frère, son père, et à tous les autres, et je pense à lui. Et entre-temps, je reviens, le chef des SS était là, les SS arrêtent de nous compter, et il y avait le chef du service du travail qui était un SS. Il y en a un qui dit, il regarde, parce qu'avant il leur parlait, puisqu'il travaillait, mais comme c'était des juifs allemands, il leur parlait correctement. Alors, il y en a un qui dit « Courage, camarades, nous sommes les derniers. » Parce qu'on entendait déjà la canonnade des Russes et les Américains qui avancent. Parce que les Russes, avant, ils avaient avancé trop vite. Maintenant, ils avançaient. Quand ils avançaient, ils attendaient que les autres avancent pour qu'on ne puisse pas les prendre à revers, l'armée russe. Et le deuxième dit « La vie, c'est la liberté. » Alors le SS lui dit « Ferme ta gueule » en allemand, « Halt die Schnauze ». Alors l'autre, le jeune répond « Ferme-toi ta gueule, bientôt tu seras dans le rang comme nous ». Et on les a pendus. Et ça nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. Ils nous avaient encouragés et les Allemands sentaient que c'était la fin. Et quand on entendait que c'était la fin, on était en début janvier 1945 et les camps ont été évacués le 18 janvier 1945. On va y venir si vous voulez. Oui, mais je voudrais vous raconter autre chose encore. Mais justement, moi j'aimerais vous poser encore quelques questions avant qu'on s'achemine vers janvier 1945, hein, si vous en êtes d'accord. J'aimerais que on reparle de ce qu'on avait déjà un peu évoqué. Vous m'avez dit, à un moment, j'ai appris qu'il y avait la chambre à gaz. Vous ne m'avez pas raconté quand, et par qui, et comment, et ce que vous avez pensé lorsque vous avez appris ça. Quand j'ai vu le camion, on était dans le coin, comme on travaillait dans le camp, on se planquait des fois comme on pouvait. On recevait moins de coups ou presque pas, on recevait à manger, on était un peu déjà privilégiés. Si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'après, j'ai fait des camps et des prisons. Oui, ça me revient que j'ai fait la prison de Saarbrück et qu'on m'a ramené à la prison d'Erfurt quand je me suis évadé la première fois. Enfin, ça c'est... Et où j'en étais là que je disais... Alors, la question c'était ça, hein, c'est à quel moment vous apprenez voilà, qu'il y a alors, des chambres à gaz. quand on était cachés dans un coin et on regardait comme on emmenait des déportés, celui qui était sourd et d'autres qu'on les emmenait, il y en a un qui a dit c'est pour les gazer et les brûler. On avait entendu qu'il y avait des... On savait qu'à Birkenau, il y avait des camps. Mais à la limite, je n'avais pas appris encore vraiment, je n'avais pas réalisé. Et là, j'ai compris qu'on gazait les gens
on les mettait dans des, soi-disant pour des douches, et après, on les gazait et on les brûlait. Et ça, c'est à J'avais à quel... Birkenau déjà entendu, j'avais vu les sélections des femmes et des enfants. C'est pour ça que je ne peux pas voir des femmes et des enfants dans la rue. Ça me rappelle les enfants que je voyais descendre. Et à Birkenau, ils avaient de la musique. Ça me revient, je peux le dire. Oui. Ils avaient une belle musique de Strauss ou d'ailleurs pour faire croire aux gens en leur disant... Et ils avaient aussi des camions baptisés Croix-Rouge pour faire croire. Alors, ils disaient aux gens quand ils arrivaient, baissez-vous, mettez vos affaires par terre bien rangées parce que vous avez faim et vous avez soif. Vous allez prendre une douche et après vous allez manger. Parce que les gens se seraient révoltés. Il y a une femme qui, un jour, je l'ai su comme ça, s'est jetée sur la SS puisqu'elle allait mourir, a sorti son revolver et l'a tuée. Après, on l'a gazée et brûlée. Mais les SS étaient pervers avec cette musique. Et on disait, il faut garder vos enfants, les bébés, tout ça. Les vieillards, ils mettaient d'un côté. C'est ce qu'ils ont fait avec ma mère, avec mon petit frère. Et la sélection a été que moi, il y avait un SS qui faisait... Alors moi, j'ai eu la chance, j'étais sélectionné pour vivre, pour aller travailler. Alors que les autres, Racontez-moi ça. à Birkenau. C'est à quel moment Quand est-ce je qu'il y a suis eu des arrivé à Birkenau, sélections et racontez-moi les différentes sélections, comment Les ça se différentes passait? sélections, ben les gens, ils mettaient les femmes et les enfants tout de suite d'un côté, les bébés, les vieillards, en descendant du train. Mais après, devant les déportés, il fallait passer devant la SS qui faisait comme ça ou comme ça. Alors comme ça, c'était pour mourir, comme ça, c'était pour vivre, ou je sais plus, je me rappelle plus si le pouce désignait. Et on passait devant et c'était comme ça qu'on restait vivant. Et ça, à quel moment vous l'avez fait? Ben moi, je l'ai fait en arrivant en 43 à Birkenau. Et après, on m'a ramené à Auschwitz, et d'Auschwitz, on m'a amené à Chebina, à Buna Monowitz. Et à Bouna, est-ce qu'il y a eu des sélections? Oui, il y avait des sélections. On passait tout le temps. Il fallait se déshabiller. Alors si par exemple dans un bloc, le bloc 56, 55, 53, 54, 52, il y avait un qui avait un typhus ou doute de typhus, tout le bloc était gazé. Même s'il n'avait rien. 56, si c'était au bloc 52, les blocs à côté, les blocs devant, les blocs derrière, on les amenait pour gazer. Et il y avait tout le temps des sélections. Il fallait passer devant le docteur et voir si on était propre, si on avait des poux. Si on n'avait pas Si par exemple on sortait aux sélections le matin ou on sortait pour aller travailler, si on avait quelqu'un qui marchait mal, ou si on avait un truc rouge sur la tête, un coup qu'on avait reçu, ou même dans les sélections, s'ils voyaient qu'il y avait un bouton, quelque chose, ils pouvaient marquer pour aller au four crématoire. On était mis de côté, c'était pour aller au four crématoire. Quel impact ça avait sur vos relations avec les détenus? Parce que j'imagine que Ben, quand il y avait les quelqu'un qui relations- était malade, vous deviez avoir peur pour tout le monde. Et les relations, c'était la première année, j'ai rencontré un garçon, pour vous donner un exemple, qui était infirmier, qui avait fait des études d'infirmerie et qui travaillait à l'hôpital. Et je lui ai dit, on va s'en sortir. Il m'a dit non. Il m'a dit, mais si, mais si, mais si, la deuxième année. Enfin, la deuxième fois que je l'ai revu dans les quelques mois que j'ai passés en grande partie à Buna Monowitz. Et la troisième fois, j'ai dit, on sortira pas vivant. C'est lui qui m'a dit, on s'en sortira. Parce que à Auschwitz, à Birkenau et à Buna Monowitz, on voyait les avions allemands passer, les Anglais, pas les avions allemands, les Anglais. Et les Américains passaient, ils auraient pu bombarder. On voulait qu'ils bombardent les fours crématoires. On voulait qu'ils nous bombardent. Seul truc qu'ils ont fait à Monowitz, c'est bombarder les baraques au lieu de bombarder l'usine. Mais ils ne voulaient pas bombarder, ils allaient plus loin. J'ai demandé après la guerre à un officier supérieur anglais pourquoi on avait fait ça. Il m'a dit, tu devrais comprendre, parce qu'après la guerre, si les Juifs sont vivants, ils demanderont à aller en Palestine. Alors, on en tue, c'est pas important, c'est pas notre problème. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et là-bas, on savait qu'on allait mourir, mais on avait 3-4 copains qu'on était copains, qu'on pouvait s'entraider. Et puis il y avait le moral, parce que je me disais, tous les soirs j'embrassais ma main en pensant pour mon père, ma mère, mon petit frère, je pensais qu'ils étaient vivants. Et puis je disais, ils ne peuvent pas gagner. Même si je meurs, ils ne gagneront pas.
Et on entendait les bruits des canonnades. Alors même les gardiens qui nous gardaient, ils disaient hein, bientôt, c'était des hommes de 70 ans, Volkssturm, ça s'appelait, parce qu'ils n'avaient pas de gardiens jeunes, ils les envoyaient sur le front. Et c'est les Russes. L'Allemagne ne gagnera plus. Alors nous, on avait peur de répondre. On disait non, non, vous êtes trop fort. Il dit mais t'es fou. On est perdu. Alors ça nous donnait du courage. Parce qu'on voyait très bien que les Américains, les Anglais bombardaient et qu'on entendait la canonnade des Russes. Je voulais même dire, quand j'étais arrêté à Erfurt, je reviens, et que j'étais pas encore au camp, j'ai été culotté, j'ai demandé qu'est-ce qu'on a fait aux gardiens qui nous gardaient, qui avaient 70 ans, que j'étais en prison, qui nous emmenaient pour aller travailler dehors, ou porter des armoires très lourdes, ou travailler la terre. Qu'est-ce qu'on a fait aux Juifs? Parce que je suis passé devant une boulangerie, c'était marqué interdit aux Juifs et aux chiens et aux Polonais. J'ai demandé à cet homme-là, il m'a dit ne me demande pas, j'ai honte. C'est pour vous dire qu'il y a de tout dans un peuple. Enfin bref, on était presque avant le 18 janvier 1945, on entendait des bruits qu'on allait nous évacuer sur d'autres camps. Et on disait que, je me disais, je vais me cacher dans le camp quand ils vont évacuer. Je vais me cacher dans l'infirmerie avec les malades, avec ceux qui ont des pansements, ou les malades, ou les infirmiers. Mais j'ai entendu aussi un autre bruit, des rumeurs, qui vont arriver, le service Reinigung, ceux qui voulaient nous tuer la première fois, ils vont nous tuer. Ils vont tuer tous les malades parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de traces. Et j'ai dit, je pars sur la route. Le 1845 au matin, il y avait de la neige, on est parti évacuer sur le camp. Et dans le camp, malheureusement, il y avait des gens, des commandos, des gens qui allaient mourir, qui étaient morts. Ils avaient ramené des chaussures, des vêtements de ceux qu'ils avaient gazés et brûlés. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils ramènent ça en janvier 1945, ces choses-là. C'est là que j'avais pas de ceinture, j'avais une ficelle. J'ai réussi à prendre la ceinture que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et ils nous ont donné une paire de chaussures, elle était neuve. Il y a un Polonais qui m'a dit, sale juif, donne-moi tes chaussures. Alors je voulais pas, il m'a giflé, il m'a pris mes chaussures et il m'a donné les siennes. Ces chaussures à lui étaient des chaussures qu'il avait déjà portées. Et lui, il a pris les chaussures neuves. Et indirectement, ça m'a sauvé la vie, parce que quand on marchait dans la neige, les chaussures neuves, fallait les faire. Il a voulu que je les reprenne, je lui ai dit non. Et je ne me suis pas laissé faire, et j'ai gardé ses chaussures, et lui, il ne pouvait plus marcher. Il y a des choses que j'oublie peut-être. Oui, mais c'est ça que je parle. On a marché, la marche de la mort, on a commencé à marcher, à marcher, à marcher. Et puis à un moment donné, on a porté quelqu'un qui m'a dit, le pauvre est décédé, un jour il est venu, il me dit, tu m'as sauvé la vie. Je dis, comment? Tu m'as aidé à marcher dans la neige. On était chaque déporté, on le tenait par le bras, et on marchait dans la neige. Alors, il m'a dit, tu m'as sauvé. C'est vrai que quand on porte quelqu'un dans la neige, et il y avait aussi un médecin qu'on a porté sur un brancard, puis après on se les relayait à plusieurs, parce qu'on était jeunes et on avait quand même une force. Alors, et dans la neige, je me rappelle, le train s'est arrêté dans une gare, on voulait de l'eau. Il y avait une gare à côté. Le train, vous voulez dire la colonne? La colonne. Mais il y avait un train à côté, et il y avait de l'eau chaude, de la locomotive. Alors il y a des gens qui reculaient, moi j'ai avancé, et le SS m'a dit, si tu recules pas, je te tue. Et je l'avais pas vu, je commençais à marcher, puis j'ai reculé. Sans ça, il m'aurait tué. Et on a marché, on a marché, on a marché. On est arrivé les 50 km à Gleiwitz. Alors, juste un mot là-dessus. On a marché 3 au jours. moment où vous partez, où vous quittez le camp le 18 janvier 1945, vous êtes dans quel état physique, vous, personnellement? Est-ce que vous avez été malade? Combien de nourriture vous avez reçu pendant la période au camp? Et est-ce que vous avez de la nourriture au moment de partir? Tout ça, c'est extrêmement important. Un morceau de pain, on nous donnait la ration du matin, un morceau de pain, un petit bout de margarine. Et je voulais même dire qu'un jour, dans le camp, on nous a donné un gros morceau de saucisson comme ça. Et les SS riaient.
Et j'ai compris après que ça pouvait être la chair humaine. Parce que jamais on n'avait un morceau de saucisson comme ça. Donc avec le saucisson, ils avaient fait de la chair humaine. Et nous l'ont donné à manger. Donc votre état physique, vos Mon rations état physique, quotidiennes dans le camp. il n'était pas trop mauvais, parce que comme je travaillais dans le camp, j'avais quand même un lit de soupe et quelques pommes de terre, et des fois un bout de pain. Donc mon état physique était à peu près potable pour pouvoir marcher dans la neige. Vous avez une idée de votre poids à peu Ah près? ben, j'étais pas gros, j'étais pas gras, mais j'avais un peu plus de force que d'autres. Et on a marché dans la neige, comme ça, en s'arrêtant, marcher dans la neige. Et Ça dure combien de temps? Et combien de temps on marche chaque jour? plusieurs kilomètres, je sais qu'on a fait 50 kilomètres dans la neige. Et vous êtes arrêté, vous avez fait des On pauses? s'est arrêté, on pouvait même dans une ferme ou dans un village. Et je sais même qu'on pourrait s'évader, mais on n'était tellement pas dans notre tête normaux que on avançait sans se rendre compte. Et alors, On est arrivé à Gleiwitz vous 2. êtes combien dans la Ah, des colonne? milliers, des milliers. Il y avait même un boxeur qui s'appelle Young Perez, qui était champion du monde de poids coq, qui était juif, qui marchait avec nous. Et un jour, il a voulu. Ceux qui se mettaient sur le bas-côté de la route, quand la SS le voyait, il les tuait. Et d'autres qui mouraient dans la neige. Et lui, le SS l'a tué. On a ramené son corps en 46-47, qu'on a été chercher dans la neige. C'est un garçon très gentil d'ailleurs qui travaillait dans le camp, qui avait fait quelques exhibitions de boxe devant les SS avec un autre boxeur. Et Donc vous étiez gardé par qui? par des SS. De quelle nationalité? Ils étaient Allemandes. allemands. Et il y avait des Ukrainiens aussi. Alors ceux-là, et les Lettons, les SS ukrainiens et lettons étaient pires que les SS allemands. C'est vous dire. Donc vous arrivez où alors? Dites-moi. Alors on marche et on arrive, moi j'arrive à Gleiwitz 2, un camp où on a passé la nuit. Et on est là dans la paille et on attend, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et le matin, on nous appelle, on était en majorité de Moulin-Monowitz, pour monter dans des wagons qui n'étaient pas fermés, ouverts. Là-dedans, on était 60, 70, 50. Et le train démarre. Les SS ne savaient pas où nous emmener, parce que déjà des camps avaient été libérés. Ils voulaient effacer toute trace de ce qu'ils avaient fait, les fours crématoires qu'ils avaient fait sauter. Et puis ils voulaient détruire, amener les déportés encore dans des camps qui étaient à peu près encore. Et eux-mêmes ne savaient pas. Ils voulaient surtout effacer la trace de ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient nous supprimer et supprimer les fours crématoires et les camps. Et le train, dans la neige, je me rappelle, on a bu et mangé de la neige. Et j'avais eu un petit peu de pain, il restait des miettes, je les ai donnés à un copain qui était à côté de moi, qui doit avoir 98 ans s'il est vivant. Je l'ai revu il y a quelques années, il avait 92 ou 93. Et j'ai attrapé la dysenterie. Et le SS qui nous gardait de l'autre côté ne l'a pas vu. Il avait un sac de ciment qu'il avait volé, et ça c'était considéré comme sabotage, pour se tenir chaud. Alors, il me redonnait des miettes de pain pour que je mange, et j'ai réussi à ne plus faire la diarrhée. Et lui, il la jetait par-dessus le wagon. Il y a des choses qui semblent aberrantes, mais c'est vrai. Et le train s'est arrêté dans une gare. On est descendu et on nous a amenés au camp de Dora, où les SS nous interrogeaient, et à Nordhausen, au camp de Nordhausen aussi. On est resté quelques 8-10 jours, ou à travailler ou à rien faire, ils ne savaient pas quoi faire, ou à aller travailler dans un sous-sol où c'était une montagne de granit et de silex, où on une machine creusait, et nous, on chargeait avec une pelle dans un wagonnet la poussière.
Et les Anglais bombardaient, mitraillaient, mais ça ne servait à rien parce que dans les montagnes de granit et de silex, les bombes ne descendaient pas à l'époque aussi bas. Et puis, un jour, on nous a amenés dans un autre camp qui était pas loin de cet endroit-là. Dans un camp qui s'appelait Solstedt, qui était une mine de sel. Je suis descendu 2 jours, et le deuxième jour, j'ai réussi à me... On a demandé qui était juif et qui n'était pas juif. J'ai dit que j'étais pas juif, mais j'avais le truc juif. Et le chef de camp qui avait fait la Légion 31, il m'a dit, t'es pas juif? J'ai dit, ah non alors. Il m'a dit, si je te retrouve que t'es juif, je t'étrangle dans mes propres mains. Et j'étais avec des Polonais. C'était un Allemand? Pardon? Le- Non, c'était un Allemand, oui, qui avait fait la Légion étrangère en France. Mais les Polonais ont dû sentir que j'étais juif, ils m'ont rendu la vie impossible. Je suis retourné avec les Juifs. Le chef de camp l'a vu, on était 400 ou 500, mais il n'a rien dit. Parce que les Américains approchaient et les Russes approchaient. Après, j'ai fait un autre camp qui s'appelait Elrich, qui était aussi un camp de travailler dans les sous-sols ou de travailler de terrassement, des petits camps. Après, j'ai fait un troisième camp qui s'appelait Elrich, Solstedt et... Ah, c'est bizarre, je ne me rappelle plus du tout. Osterode. Osterode, là aussi. Et puis, pour survivre, on nous amenait à travailler, à faire des travaux de terrassement. Alors, il y a des jours, quand on nous mettait en rang, les SS enlevaient leur badge de SS. Parce que les avions américains et anglais passaient, et nous, on voyait bien, mais on dit, on va peut-être mourir, mais eux vont ne pas gagner. Et ça nous donnait une force. Et j'avais toujours l'espoir que mon petit frère, vous savez, on ne veut pas toujours admettre, ma mère, mon père. Et ça, c'était en fin mars 45. Et j'avais faim. La nuit, on sortait pour aller faire pipi. Il fallait demander au SS, Meister, je vais uriner. Et il disait, vas-y. Et j'avais remarqué qu'il y avait un arbre qui était jaune. Alors, je piquais les feuilles de l'arbre jaune qui étaient tombées. Dans les cabinets, je les mettais petits. Et comme il y avait sur le travail des gens civils ou volontaires requis pour travailler en Allemagne, je leur disais, c'est du tabac qui s'appelait Majorca, du tabac yougoslave. Eux, ils croyaient que c'était du tabac, et je leur donnais, ils me donnaient un bout de pain. Et ils le fumaient. Mais c'était les feuilles jaunies. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus secouer l'arbre, et il y avait presque plus de feuilles jaunies. Mais ça m'a permis de survivre aussi. Ça veut dire que vous faisiez en quelque sorte de l'échange, du troc C'est-à-dire, contre ce les feuilles tabac. jaunes, ils croyaient que c'était du tabac. S'ils l'avaient su, ils m'auraient donné des coups de poing, mais ils me donnaient un morceau de pain. Et moi, je lui donnais les feuilles jaunies. Alors, je fais juste un bref retour sur Buna Monowitz à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'à Buna Monowitz, il y a eu des activités de troc, d'échange, un marché comme Il y ça? avait des gens qui donnaient leur pain pour autre chose, mais il y avait très peu. Il y avait ceux qui nettoyaient les caissons de nourriture vide parce que c'était de la soupe. D'ailleurs, je voudrais vous raconter, il y a Himmler qui est venu dans ce camp. Himmler est venu devant, derrière, entouré avec plein. Et nous, on nous a parqués dans les baraques. Personne ne pouvait sortir. La Croix-Rouge suisse est venue. Et il y avait les SS qui étaient là, et la Croix-Rouge suisse. Et la Croix-Rouge suisse était pro-allemande, et savait très bien. Et nous, on était 5 jeunes, et j'étais devant un caisson. Et la Croix-Rouge suisse, avec la louche, dit, ils avaient mis du lard, du speck, vous savez, du lard, une soupe copieuse et belle. Ben, vous n'êtes pas trop mal ici. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? On n'a pas répondu, mais les SS regardaient. Et ils ont fait un rapport que, vu les conventions de Genève, nous, on n'avait pas à les déporter, mais vu qu'on était bien nourris. Après, ils ont donné cette soupe aux cochons. Ils élevaient des cochons, les SS. Et ils nous ont donné la soupe Bouna, qui était une soupe, on pouvait lire le journal à travers. Et Alors, toujours à propos j'ai vu Himmler. Oui. Et Himmler venait voir le camp.
Et on l'a vu, je me rappelle, il était grand, il était entouré de tas de SS, il avait peur. Et nous, on a vu ça à travers la fenêtre du bloc. Mais c'est pour vous dire, à Bouna, on survivait. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir rester à travailler à l'intérieur. J'ai travaillé pendant des mois dehors, mais pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dedans. Mais tous les autres camps, si j'avais pas eu cette force, grâce à ce camp, je n'aurais pas résisté avant, ni après. Alors, il y a une autre question importante que je voulais poser à propos de Bouna et qui a trait à la situation de 1945. J'ai oublié quelque chose. Dites-moi, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que quand on m'a arrêté à la Gestapo et qu'on me ramenait dans ce train, il n'était pas direct ce train. J'ai fait donc la prison de Leipzig, la prison de Chemnitz, la prison de Halle et une autre prison dont je ne me rappelle même plus le nom, parce qu'ils nous ramenaient tout doucement. C'est ça que je voulais dire. C'était très utile en effet. Là, la question que je voulais vous poser, qui a trait à la situation de 1945, c'est dans le camp, entre vous, entre détenus, quel type d'informations vous avez sur ce qui se passe dans le monde? Ben, je vais vous dire, le 6 juin 1944, il y a un journal qui est venu à travers le Verbelais qui s'appelait Völkischer Beobachter, l'observateur du peuple. Je regardais à droite à gauche, je l'ai ramassé, comme je nettoyais le cabinet. Et dessus, il y avait Göring qui disait « Nous vaincrons les Américains quand nous voudrons, où nous voudrons, comme nous voudrons. » Et ça nous a donné une force parce qu'on a vu qu'ils étaient perdus. Et comme il y avait des rumeurs, on voyait qu'ils étaient excités, et que souvent, quand ASS faisait une bêtise ou n'avait pas fait son travail, le chef de camp lui disait « Demain, vous irez en Russie. » Ils savaient que s'ils allaient en Russie, on les mettait en première ligne, ils allaient mourir. Parce que heureusement que Hitler a voulu faire mieux que Napoléon, qu'il admirait, qu'il a voulu aller en Russie, il s'est embourbé parce que les Russes sont très patriotes. Un bout de pain, ils partagent en 15. S'ils sont 15, ils partagent en 15. Et ils faisaient la politique de la terre brûlée. Automatiquement, les Allemands ne pouvaient pas gagner. Mais ce qui nous encourageait, c'était de savoir qu'ils sentaient qu'ils allaient perdre. Et nous, on sentait que même si on ne survit pas, on a la force de savoir qu'ils allaient crever. Parce que quand on voyait les avions américains scintiller dans le soleil, ou anglais, même s'ils ne nous bombardaient pas, on en voyait du matin, de 6 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, parce qu'ils allaient et revenaient. Et ça nous encourageait. Et puis je vais vous dire, on avait froid, on avait faim, on avait soif, mais quand les gens disent maintenant qu'ils ont froid, qu'ils ont faim, qu'ils ont chaud, ou qu'ils ont froid, moi ça me fait... Enfin, on ne peut pas se battre après moi, parce que je ne vis pas comme les autres. Je vis grâce à ma femme, que j'ai rencontrée, qui est une femme extraordinaire, qui a été internée, qui a été cachée par une paysanne, qu'on a fait juste d'ailleurs, parce qu'heureusement qu'il y avait des gens bien. Mais j'ai vu la nature humaine au dernier degré. Les gens, quand il s'agit de survivre, sont prêts à toutes sortes de choses. Le père qui vole le pain de ses enfants, les gens qui se bousculent, les gens qui se battent pour un morceau de pain, et puis d'autres qui sont des héros. D'autres qui sont des gens restent humains. Mais on ne peut pas critiquer personne. Il y a 50 ans, j'aurais pu critiquer, j'aurais été très sévère. Mais 50 ans après, comme a dit Elie Wiesel, seul un déporté peut juger, s'il a vécu des grandes choses, de l'ambiance du camp. Parce que Primo Levi, par exemple, a dit des choses extraordinaires, a écrit des livres, mais lui, il ne voyait pas les choses de la même manière. Parce qu'il n'y a qu'à voir les gens comme ils prennent un métro ou qui descendent de l'autobus, ils veulent descendre monter avant que les autres soient descendus. Et qu'à voir le comportement des gens quand ils conduisent des voitures, ou même dans la vie normale. Quand vous êtes dans un camp, vous avez froid, vous avez soif, votre comportement, même si vous attendez en rang un par un pour la soupe, votre comportement, si vous avez froid ou faim, ne peut pas être celui d'un être normal. Et pourtant, on a cherché à garder le plus souvent la dignité.
Et on se racontait des histoires. On se racontait des histoires de nos parents. On se parlait d'un bouquin. On se parlait de l'école. Puis je vais vous dire, quand on est jeune, il y a des choses, on ne réagit pas de la même manière. J'ai rencontré un copain d'école. Son frère était en Angleterre en train de faire la guerre. Il était avec De Gaulle et lui était dans le camp copain d'école. Alors j'ai parlé avec lui. C'était un copain juif? Oui, on allait tous les deux à la même école. Il est mort maintenant. Et puis un autre camarade qui me chantait des chansons que Tino Rossi avait chantées parce que lui, elle a été déporté en 1944. Il est arrivé en 1945 à Boudanovic, il me chantait des chansons de Tino Rossi. Vous voyez, c'est des choses bêtes, mais ça rattache à la vie. Et puis, c'était au jour le jour. Hein. On ne pouvait pas trop... C'était au jour le jour, chaque jour qu'on survivait. Alors moi, tous les camps que j'ai fait avant et après, c'était pour mourir. Pour ça, je vous ai montré tout à l'heure le tour de taille que j'avais. Pour ça, je voulais la montrer dans le... Mais... Ils ne pouvaient pas gagner pour nous, ils ne pouvaient pas gagner. Alors, dites-moi, là, nous sommes, vous m'avez raconté, donc là, on était dans un camp, dans l'un des derniers camps où vous êtes, Oui. c'est Osterode, Il c'est faut que je ça? vous raconte, après, Oui, on nous dites-moi ramasse ce qui se passe. et on nous met dans un wagon fermé entièrement, À Osterode, ça se passe. oui, au chemin de fer à amener à pied. Et ils nous trimballent. On était là-dedans avec le SS. On était énormément serrés l'un contre l'autre. Et j'ai pas eu de chance, j'étais devant le SS parce que je voulais toujours être près de la porte. Il y avait... Je suis tombé sur le SS parce que on m'a bousculé. Et le SS m'a dit, toi, je t'ai à l'œil, tu sortiras pas vivant. Et à chaque fois que je voulais me cacher, les autres déportés ne voulaient pas être en arrière, alors j'étais devant. Mais on nous trimballe. On arrive à Vienne. Comment, je ne sais pas. Et j'ai vu le SS a entrouvert la porte parce qu'il voulait de l'air. Le train s'est arrêté. Ils nous trimballaient partout, ils ne savaient pas quoi faire avec nous. Ils voulaient nous exterminer ou nous mettre dans un camp. Et j'ai vu Vienne de loin. Je me suis dit, si je sors vivant, j'irai avec ma femme et mes gosses. J'étais avec ma femme. Je voyais l'opéra. Et le train est reparti, il est passé par Prague. À Prague, le train s'est arrêté. Et les résistants tchèques nous ont mis des papiers en disant, courage, camarades. Buchenwald a été libéré en avril 1945, ou en début avril. Bientôt, vous serez sortis de l'auberge. Et le train est reparti. Et on est arrivé, comme il est trimballait, il est passé par on entendait Mauthausen. Alors pour vous dire le destin, le train s'arrête, et je me suis dit, si je vais à Mauthausen, je ne savais pas exactement ce qu'il y avait, je me suis dit, c'est foutu. Ils ont ouvert le wagon avant moi, et le wagon à côté de moi, le SS a dit, non, il n'y a plus de place, c'est plus la peine, on est de trop, on n'est pas assez pour les garder. Et mon wagon, ils ne l'ont pas ouvert, je n'ai pas été à Mauthausen. Vous voyez le destin, quand vous avez un destin, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, le destin est tracé à la naissance. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est marqué. Et le train est reparti. Et il s'est arrêté. Alors, il s'est arrêté dans une gare qui s'appelait Sveta-Svetati. Il s'était aussi arrêté à Karlovy-Vary. C'est une station de cure. Mais le train s'est arrêté là, Sveta-Svetati. Les Juifs n'avaient pas le droit de descendre pour se dégourdir les jambes. Mais comme ça sentait mauvais dans le train, à force, les non-Juifs avaient le droit de descendre. Le SS a demandé que les Juifs descendent aussi. Alors on était sur le quai de la gare, on marchait un peu, gardé par le SS, parce qu'il était avec nous. Ça sentait mauvais, l'urine et tout. Et il y a un résistant français qui était des Vosges, qui n'était pas juif, qui m'a dit, on s'évade. J'ai dit oui, puis après j'ai dit on ne peut pas, parce qu'il faudra sauter 3-4 quais, parce que lui croyait qu'en arrivant à la sortie sur la gare, dans sa tête, c'était pas gardé. Alors j'ai dit on ne peut pas, faut pas le faire, on va se faire tuer. Oh non, moi je le fais. Je dis moi je le fais pas. J'ai essayé de l'empêcher, mais il m'a dit non, moi je le fais.
Il a sauté 3 quais, et le 4e, le SS l'a tué. Et on nous a fait remonter dans notre wagon. Et on est arrivé dans un train, j'ai su après que c'était la Slovaquie, près d'un Pilsen, là on fait les bières, et un autre village qui s'appelle Mačice. Il y avait Sušice, Strakonice, tout ça, c'est toujours des noms comme ça, et c'était la Slovaquie. Et le train s'est arrêté parce que les avions américains et anglais passaient pour bombarder. C'était les avions et les soldats de l'armée Patton. Et il y avait un train de l'armée Vlasov qui était là. L'armée Vlasov, c'était des Russes blancs ukrainiens qui étaient pour les nazis. Il y avait un train de soldats allemands. Et nous, notre train, il était là, de déportés. Alors le SS a eu peur quand il mitraillait et qu'il bombardait. Il a ouvert la porte et il s'est caché dans les fourrés. Tout le monde reste dedans. Et quand j'ai vu cette porte ouverte et ce SS qui a peur quand on mitraille, j'ai sauté du train, du wagon, avec 400 déportés, et j'ai commencé à courir. Le SS s'est relevé, quand les avions s'arrêtaient un peu, il disait « Zurich », il tirait. Mais je vais vous dire une bêtise, j'avais vu des films américains, j'en avais tellement vu, où les gens couraient comme ça. J'ai couru pareil, il ne m'a pas eu, il n'a pas pu m'avoir, et il y avait une rivière, je suis rentré dans l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'ici, je ne savais pas nager, je marchais dans la rivière, et quand je suis sorti, j'ai rencontré une femme tchèque, elle a eu peur et s'est mise à hurler. Et comme j'avais un vêtement... X temps, je sais pas, 1 heure peut-être, et j'entendais des coups de feu de tous les côtés. Mais le paysage était magnifique, des arbres magnifiques, une verdure, un cours d'eau. J'ai dit tant pis, j'enlève mes chaussures et je vais me tremper mes pieds dans l'eau. Et je me suis mis mes pieds dans l'eau pendant un moment, la rivière, l'eau coulait et ça m'a fait du bien. Puis j'ai bu de l'eau, puis je me suis mis sur le visage. Est-ce que je peux raconter quelque chose que je viens de me rappeler
Je viens de me rappeler, mais ça m'est sorti. Bon, enfin bref, ça reviendra après. J'ai marché encore un peu et je suis tombé sur une autre dame qui avait une paysanne qui avait des fagots de bois sur le dos. Et elle a bien compris et elle m'a dit en allemand, tu t'es sauvé du train. Parce que moi, je croyais que j'avais fait des kilomètres et des kilomètres, total. J'avais tourné en rond. Et elle me dit, va là-bas sur cette route et il y a des gens qui pourront peut-être t'aider. Ce que je voulais dire, je reviens bien en arrière, quand je me suis sauvé la première fois, quand on s'est sauvé, des barbelés à Stchebinia, quand on a coupé les barbelés, avant d'aller vers la gare, on est allé dans une maison la nuit qui était inhabitée. Et le matin de bonne heure, on a vu notre camp de loin. Ils comptaient, ils étaient fous de rage parce que 4 personnes s'étaient évadées, 4 déportés. On croyait qu'on avait fait des kilomètres, total, on était peut-être à 1 kilomètre du camp. Mais comme la maison était en hauteur, on l'a vu. Enfin, ça me revient, ça nous est revenu. Il y a même le Polonais qui est venu, qui a ouvert la porte, et le Hongrois avait un couteau, il a dit, si tu dis quelque chose, je te tue. Alors, parce qu'il nous aurait dénoncé. Enfin bref, là maintenant on revient à la fin. Je marche sur une route et je vois quelqu'un qui arrive avec un cheval, alors je me cache derrière un arbre. Et quand il arrive près de moi, il me dit, t'as pas besoin de te cacher, je t'ai vu. C'était un paysan. Et eux, ils savaient ce qui s'était passé avec le train qui avait été mitraillé, bombardé, et que, je sais pas ce qu'il y avait à la suite, mais il dit, fais attention parce que si on rattrape, on tue le déporté, mais on tue tous ceux qui l'ont aidé. Donc c'était déjà beau ce qu'il faisait. Il m'a donné un peu de café, c'était pas du café, mais enfin, et un bout de pain, et du gros sel. Et il m'a dit, tu marches encore un peu. Alors je marche, et je rencontre un monsieur, grand et fort et beau, jeune, et je lui demande, est-ce qu'on peut m'aider? J'étais tombé sur le seul collaborateur du village. Mais comme c'était la fin, il n'a rien dit. Il ne m'a pas répondu. Et je suis parti me cacher dans les champs. Et dans les champs, il y avait un monsieur avec une faux. Il est arrivé près de moi, il m'a dit, tu bouges pas. Quand la nuit va tomber, tu vas aller dans la maison à côté. Et là, on verra ce qu'on peut faire. Et quand la nuit est tombée, enfin, j'étais dans la maison, il m'a apporté des pommes de terre. Les pommes de terre en Tchécoslovaquie sont grandes comme ça. Grandes comme ça. Je vais vous dire, il y en avait plein, une Marmite? enfin une marmite, mais c'était comme pour se laver, vous savez. Bassine. Une bassine. Je ne sais pas s'il y en avait 50 ou 60. Je les mangeais et j'allais au cabinet. Et lui, il criait Jésus-Maria. Il disait Jésus Maria, parce qu'il dit, j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Et je mangeais tellement j'avais faim. C'est pour ça que j'aime beaucoup les pommes de terre et j'aime bien ce modèle-là, pour revenir. Enfin bref, il y a un jeune qui est venu, il y avait 28 maisons dans le village. Près de la maison où je me suis caché, le village était à 500-600 mètres. Il parlait un peu français, un peu anglais et allemand. Et comme ça, il a pu m'expliquer en me disant, ce soir, tu vas aller de ce côté-là, tu iras dans la montagne, un peu plus haut, tu te cacheras dans un fourré, et le lendemain, on viendra te chercher pour aller dans une maison, et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Mais j'étais déjà libre quand même, et j'avais mangé. Alors j'ai fait ce qu'il m'a dit, et puis, comme j'étais fatigué, j'avais pris un bâton, vous savez, d'un arbre, enfin une branche assez forte, puis j'étais comme ça. Et puis, toute la nuit, j'étais comme ça, dans la montagne et dans le fourré, puis je m'endormais. Puis le matin, qu'est-ce que je vois? Une paire de bottes allemandes. Alors je me préparais à taper. Total, c'était le maire du village qui avait une paire de bottes allemandes, parce qu'il devait faire du troc ou autre chose, il avait des chaussures. Et il m'a dit, tout à l'heure, tu viendras dans la maison qui est en bas, c'est la numéro 27.
Ça avait 2 maisons, 27-28, la fin du village. Alors, j'ai voulu attendre la nuit pour le faire, mais il y a eu un orage. Alors j'ai commencé à descendre avant parce que la nuit tombait, puis je me suis cassé la gueule. J'ai roulé jusqu'à la maison. Je me suis fait mal, mais j'avais rien. Et il y avait quand même au moins 200 à 300 mètres de pente. Une pente, mais vous savez, on sent plus les coups quand c'est comme ça. J'avais qu'une idée qu'on ne me voit pas. Et je suis rentré dans la maison. Il y avait le maire du village, et de l'autre côté, il y avait le voisin du 28. Le maire habitait au 27 et le voisin au 28. Et on m'a donné du pain blanc. J'ai cassé le pain en morceaux. C'était comme un pain fleuri, vous savez, parce que dans les pays de l'Est, ils font du pain comme vous pouvez voir dans les boulangeries rue des Rosiers des fois. Ils font le pain, ils font à l'époque, hein, maintenant. Mais même maintenant, on a été pour le ghetto, ils font encore du pain à l'ancien modèle. Ça durera pas, mais c'est comme ça. Alors, je l'ai cassé, je l'ai mangé. Et eux aussi, ils disaient, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, le maire, il s'est arrangé avec celui qui habitait à côté. On va le mettre une nuit chez toi, et après, on creusera un trou dans le pré. Et quand les jeunes amènent les vaches, parce que les Allemands étaient encore là, alors les Russes devaient arriver d'un côté, les Américains de l'autre, mais on est en avril 45, et on ne sait pas quand. On est mi-avril 45, ils doivent arriver, mais quand? Parce que les Russes avançaient pour ne pas se faire surprendre tous en rond, et l'armée Patton avançait, mais elle ne voulait pas non plus avoir des revers. Et puis, ils m'ont mis dans le pré pendant 4 jours, mais je gelais. Et c'était les filles qui amenaient les vaches et m'amenaient à manger. Il m'a dit, ça fait rien, tu viendras dormir chez moi dans le grenier. Il m'a mis dans le grenier. Et c'est un gars qui avait travaillé dans un cirque et qui était à la retraite, qui était à la campagne. Il parlait quelques mots de français, il avait été en France. Et comme sa femme était jeune, il m'a dit, ne fais pas ce que font les Français hein, quand tu vas être établi. Ne cours pas après ma femme. Alors j'étais vexé parce qu'il a vu que je rougissais et que j'étais vexé, j'étais jeune. Il m'a dit non, je dis ça pour rire, mais je connais les Français. C'est des cavaleurs. Mais enfin, moi j'étais pas. Hein. Mais il a dit ça pour rire, mais c'est pour plaisanter, pour dire que même dans un moment grave, on trouve à plaisanter. Il m'a mis dans le grenier, il m'a porté à manger. Mais les Allemands passaient tous les jours pour dire ils veulent des œufs, ils veulent ceci, ils veulent cela. Alors, il a dit les poules ne pondent pas parce qu'elles ont du bruit, elles ont peur. Et comme il a eu peur, il y avait un vieux château abandonné, on m'a mis dans le château abandonné, en hauteur. Et il m'apportait à manger tous les jours, on tapait à une petite fenêtre, on m'apportait à manger. Et puis au bout de plusieurs jours, les Allemands allaient s'installer au château. Donc ils sont venus en vitesse me chercher, par des chemins détournés, et ils m'ont mis à nouveau là-haut. Et un jour, un Allemand a dit, puisque tu veux rien me donner, je vais monter au grenier voir ce que tu as. Et lui, j'ai vu, à travers les fentes des planches, qu'il allait... Alors après, il a dit, oh, je ne monte pas. On ne l'a jamais revu, les Allemands sont partis. Mais des fois, ils revenaient quand même. Alors il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient libres, et ils en massacraient parce qu'ils dansaient de joie. Et le 1er mai 45, il a neigé terriblement, il faisait une neige terrible. Et par la fenêtre, il y a une jeune fille qui m'a, je l'ai regardée par le grenier, elle m'a fait, bientôt, les Russes et les Américains arrivent, courage. Et j'ai même vu une femme qui était enceinte, je me rappelle, qui a accouché, qui retournait travailler après avoir accouché, dans la neige. Ça... Et alors, le 6 mai 45, on a entendu que les Américains et les Russes doivent arriver. Les Allemands étaient partis. Il y avait même des Allemands qui s'étaient déguisés en civils, et les paysans, pour aller de l'autre côté, ils voulaient aller chez les Américains. Parce que les Américains étaient quand même autrement. Les Russes, ils les tuaient tout de suite. Ils ne faisaient pas de cadeaux. On ne leur a pas fait de cadeaux, ils ne faisaient pas de cadeaux. Les Américains, eux, c'était un peu américain. Et je me rappelle,
il m'avait donné un costume prince de Galles. Le jeune homme qui m'avait expliqué de me cacher dans la maison à tel endroit, il m'a donné un costume prince de Galles qui était trop grand pour moi. Il dit, demain les Américains vont arriver. Comme tu parles un peu anglais, tu leur diras bienvenue. Résultat, alors on était là. Les Allemands s'étaient sauvés. Il y avait les Russes qui devaient arriver, les Américains. Et il avait un frère, lui, qui était en vélo et qui montait la côte et qui la descendait pour voir s'ils arrivent. Alors les paysans avaient sorti du gros pain avec du sel et du vin de Bohême qu'ils avaient caché toute la guerre pour aller le retrouver. Et moi, j'étais avec mon costume. Et tout d'un coup, il arrive, il dit, ils arrivent. Mais j'ai pas eu besoin de parler anglais parce que il y avait des jeunes dont les parents étaient tchèques, qui avaient émigré aux États-Unis avant-guerre, et eux parlaient tchèque. Alors, ils sont arrivés, c'était la liesse. Et moi, ils me disaient, t'es libre? Je pensais à mon père, à ma mère, à mon frère. Et on m'a fait monter dans un camion où il y avait des officiers américains. Il y avait des protestants, des catholiques, des baptistes, et puis il y avait 2 juifs. Et c'est drôle, ils m'ont dit, t'es juif toi? Oui. On sent des fois des choses. Alors, le capitaine, il voyait que je n'étais pas en état, il m'a fait monter à côté du chauffeur, à côté de lui, on était 3 devant. Et on est arrivé dans un village, alors là, les paysans, c'était de la liesse. Une libération depuis des années, les femmes embrassaient les hommes sur la bouche devant leur mari, mais le mari était content. Puis moi, je suis parti dans la montagne et je criais, je ne veux pas vivre, j'ai plus mon père, ma mère, mon frère. Et l'écho se revoyait. Et puis voilà, je suis retourné... Oui, et je voulais dire que sur la route, j'ai été libéré par les Américains, mais par les Russes en même temps. La moitié de la route était aux Russes et de l'autre côté aux Américains. Et j'étais, comme mes parents venaient de l'Est, tout ça, j'étais vers les Américains, mais j'étais vers les Russes. Alors le capitaine de tank me dit, il me parle, il me dit d'où tu es, tout ça. Et je lui dis que je suis juif, il dit moi aussi. Mais ne reste pas avec moi. Je dis pourquoi? Parce que tu as des Ukrainiens, ils n'aiment pas les juifs. Ils sont capables de te faire des vacheries pour te... Mais je dis, et toi? Il dit, moi je suis l'officier, s'il fait quelque chose, je le tue. Va chez les Américains. Alors j'ai été chez les Américains, où d'ailleurs j'avais parlé, j'étais reçu comme un prince. Et on m'a mis... D'abord on m'a mis sous une toile de tente. On m'a donné à manger. Et c'était le 7 mai 1945, la veille du 8 mai. Et là, j'ai appris que Roosevelt est mort. Alors, je pleurais. Après, j'ai appris que c'était le roi des salauds, qu'il ne voulait pas sauver les enfants juifs et tout ça, et qu'il n'était pas pour... Il y avait des gens qui lui avaient dit que les camps, qui s'étaient évadés du camp, qui étaient venus en Amérique, par l'Angleterre. Il n'avait rien fait. Sa femme était bien, mais pas lui et sa sœur. Enfin, ça, c'est déjà de la politique, haute politique. Et puis... Les officiers nous donnaient à manger. Je passais le premier, ils me disaient « Hello Sammy, hello Simon ». Et chaque fois, Et ils écoutaient mes histoires. Ils m'ont dit « Si tu veux, on t'emmène, on va au Japon ». Ils étaient 235. Je dis « Je veux pas aller au Japon, je vais retourner en France si des fois j'ai ma famille ». Il m'a dit « Bon, sans ça, tu seras tout de suite américain et tu vas au Japon, puis la guerre sera finie rapidement ». Et puis ils étaient tellement contents qu'ils ne gardaient que Ils avaient une boîte de nourriture, où il y avait du chocolat et des préservatifs. Alors ils gardaient tout, puis jetaient le reste, ils tiraient des coups de revolver. Vous savez, un type à l'armée, il avait fait la guerre. Et bien pour les punir, l'officier leur a dit de ramasser tout ce qu'ils avaient dans l'herbe haute. Alors moi je ramassais le pain blanc, où ils avaient tiré dessus, et je le ramenais aux paysans. Et puis les paysans m'ont donné des photos, m'ont donné des souvenirs. Ils avaient risqué leur vie, parce que si on les avait attrapés, on les tuait tout de suite. Parce que si un Polonais, il y en a eu qui ont aidé les Juifs, ont tué son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses poules, ses lapins, on brûlait la maison, on brûlait son champ. Parce qu'ici, les gens risquaient la déportation ou d'aller en prison, mais
on les fusillait pas. Donc les justes de là-bas, les justes ici ont fait des choses magnifiques, mais là-bas c'était terrible. Alors, dans quelles conditions vous êtes revenu à Paris Oui, en fait alors je voulais vous dire, je suis revenu, je devais revenir en avion, on avait priorité. Mais je suis tombé sur un type qui a voulu faire revenir les soldats en priorité, les prisonniers de guerre, et pas les déportés. J'ai pas eu de chance avec lui. Alors j'ai mis 8 jours pour revenir. Je suis revenu d'abord dans un camion avec d'autres déportés et d'autres prisonniers de guerre et d'autres civils qui revenaient tout doucement, par Regensburg, par Ratisbonne. Et c'est là que j'ai vu des Russes qui avaient collaboré. Les Russes les tuaient tout de suite. Les Américains, eux, étaient gentils. Ils ne voyaient pas les choses de la même manière. D'ailleurs, ils n'avaient pas souffert de la même manière. Ils ont découvert les camps quand ils étaient au charnier. Et puis, on m'a ramené après dans un train, un wagon de marchandises, mais on était 4, au lieu de 102 par wagon. Et on nous a ramenés à Paris, tout doucement, tout doucement. Il y a un bus qui est venu nous chercher à la gare de l'Est. Les mêmes bus qui nous avaient amenés, le même autobus nous a amenés à l'hôtel de Tessia. On m'a donné un colis. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient touché 1000 francs. Moi, j'ai rien touché du tout. D'autres 80 francs. À l'époque, c'était beaucoup de l'argent pour... Et le même bus m'a ramené gare de l'Est. Et je suis descendu à pied. Et je disais, peut-être je suis rentré à la maison. Et je me suis dit, peut-être que j'ai sonné à la porte. J'avais de l'anxiété. Et c'est un monsieur qui m'a ouvert la porte. Et l'appartement était occupé par des personnes étrangères. Ils avaient signé un papier comme quoi ils quitteraient l'appartement de mes parents où l'un des membres de la famille reviendrait. Mais ils ne le faisaient pas. Alors, il y a eu un jugement quelque temps après. Le président de tribunal il jugeait des affaires comme ça très rapidement. J'avais vu que l'avocat avait ce papier. J'ai arraché le papier de l'avocat. Il m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Et je l'ai donné au président. Le président, quand il a lu ça, il dit, mais c'est une honte. Vous aviez promis de partir. Il ne partait pas. Alors, il dit, vous partez sous 8 jours. Mais il n'est pas parti. Un jour, je suis monté avec un copain. Il a ouvert la porte. J'ai commencé à acheter les choses dans l'escalier. Alors il est parti, puis après j'ai appris qu'il avait un appartement, une villa de 10 pièces au Rincy. Mais il pensait que... Il m'a même pas dit de dormir une nuit. Alors j'avais pas où dormir au début. Je dormais sur un banc boulevard Sébastopol. Puis après il y avait un monsieur qui était catholique, qui était marié avec une juive, qui nous a fait monter dans son logement et j'ai dormi 8 à 10 jours. Puis après je sais plus. J'allais au Halles. Alors, à ce moment-là, vous arrivez au Lutetia. Comment vous apprenez la situation des vôtres de vos proches? Quand j'ai franchi la porte de la maison, j'ai compris que... Et je savais qu'il y avait le four crématoire, j'ai compris qu'ils étaient morts au four crématoire. Et au Lutetia, est-ce que vous avez été pris en charge autrement que ce que vous avez dit? Non, C'est-à-dire, est-ce rien qu'on du vous tout. a donné des... Rien du tout. On sait pas... je sais pas, il y en a qui ont touché de l'argent. Moi, on m'a donné simplement... Pardon. Je vous en prie. On m'a donné un colis, je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans. Et c'est tout. Et ça a pris combien de temps pour le procès, pour Le l'appartement? procès, ça a duré un petit moment parce que j'ai été hébergé de droite à gauche et je vous dis, comme j'avais pas où dormir, j'allais au Halles et pendant 15 jours, je me mettais au comptoir et il y a un camionneur qui me regarde, il me dit, t'as faim toi? Il m'a donné son sandwich. Il m'a dit, j'allais boire l'eau des cabinets et comme ça au Halles, il y avait beaucoup de monde. Il m'a dit, si tu veux, moi, tu décharges des camions tous les jours avec moi, puis je te donnerai à manger. Et tu pourras dormir dans le camion. Alors je faisais ça. Et après, pour récupérer l'appartement de mes parents, ça a duré encore 2 mois. Alors j'ai récupéré l'appartement, mais je marchais quand même des nuits entières dans la rue parce que c'était invivable. Et comme mes parents avaient été commerçants, j'avais le droit de toucher des répartitions. Mais on me donnait 6 chemises au lieu de... Parce qu'ils se disaient, un déporté,
on va lui donner 6 chemises, ou 3 chemises, ou 4 paires de chaussettes, ou 4 casquettes pour les revendre. Je les revendais, et ça me faisait manger. Mais est-ce que à ce moment-là, vous avez eu des contacts avec alors vos proches, non, Alors, vous m'avez dit, mais des amis, les gens que mes parents même m'avaient aidé, quand je passais dans la rue Notre-Dame-de-Nazareth, les premiers temps, ils écoutaient ce que je leur racontais, mon père, ma mère, les frères, les sœurs, les camps de concentration. Mais nous, on est revenus, eux, ils sont libérés en août 44, nous, on revient en mai 45. Après, ils changeaient de trottoir. Ils me tapaient sur l'épaule en disant, tu vas te débrouiller. Mais ils ne voulaient plus entendre les jérémiades. Il y en a même qui m'ont dit, t'as oublié. Et il y en a même qui m'ont dit, mais comment ça se fait que t'es revenu? C'est pas normal que tu sois revenu de l'enfer. Pourquoi mon père est pas revenu? Pourquoi mon frère est pas revenu? Ou ma mère? Allez expliquer que même moi, je ne sais pas comment je suis revenu. C'était mon destin. Il y en a même un, je lui ai dit, dans la radeau de la Méduse, il y en a qui sont restés vivants. Bon, on n'a pas mangé la chair des gens, mais on est restés vivants. Les déportés qui sont revenus, on était déportés à 86 000, on est revenu à 2500. C'était notre destin de revenir. À partir de quand vous avez pu intégrer un logement et lequel? Lequel? Ben, le logement de mes parents. 45, fin 45. Et puis, moi, je voulais être opérateur de cinéma avant la guerre. Mais les Allemands sont arrivés et nous ont mis à la porte. Alors, j'ai pas été opérateur de cinéma. Et puis, comme j'avais dit que je voulais être opérateur de cinéma, il y a un garçon qui m'a dit, je connais un metteur en scène, rendez-vous aux Champs-Élysées tel jour. Mais j'en avais marre de lutter. J'en avais marre, je me suis dit, je vais encore manger de la vache enragée. Et j'avais plus la force. Alors je me suis dit, ben, je voulais travailler. Alors, chercher du travail. J'ai cherché du travail, il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, rien. J'ai pas eu le temps d'aller à l'école, on m'a pas laissé aller à l'école, on nous a chassés de l'école. J'ai allé à l'école rue Grenier-sur-Lot. À partir de 13 ans, c'était fini, plus d'école. Alors j'ai dit, ben, je vais faire les marchés. Alors je faisais les marchés avec un ballot. Et puis, c'est très difficile de survivre après le camp parce qu'on fait des cauchemars. Ça m'arrive d'en faire encore maintenant. Et maintenant c'est pire parce que je mets ma femme et mon petit-fils et ma fille dedans comme s'ils étaient dans le camp et je veux les sauver. Et puis, comme c'était difficile pour gagner sa vie, parce que j'avais pas d'argent, et les gens ne vous faisaient pas confiance. J'ai juste rencontré 2 ou 3 personnes très gentilles qui m'ont hébergé chez eux, qui m'ont donné à manger, mais la plupart des gens, je savais même pas qu'il y avait des sociétés où on pouvait manger gratuitement une soupe. Voyez? Alors j'ai fait les marchés, mais je gagnais pas tellement ma vie. Et puis, en même temps, un jour, j'ai vu qu'en 48, il y avait la guerre en Israël. Je me suis dit, puisque j'ai pas envie de vivre, ben je vais mourir. Il fallait me battre et je mourrais pour quelque chose. Alors je me suis engagé à Avenue de la Grande Armée, au 86, et j'ai pris un bateau. Je croyais qu'il allait couler. Il a mis 4 jours pour arriver, et encore il n'a pas mis beaucoup. Au large de la crête, on croyait que le bateau allait se noyer. Et puis on est arrivé au large à Haïfa. Et on m'a mis dans l'armée. On m'a donné un fusil Sten qui me partait tout seul. Et puis, bon, on m'a mis dans un endroit où il y avait les Arabes en face. On m'a dit, on m'a enlevé le Sten, on m'a donné après un fusil allemand, un Mauser, mais dessus il y avait la croix gammée. J'essayais de l'enlever, mais je ne pouvais pas. Je me suis dit, c'est une vengeance. Mais je ne voulais pas voir la croix gammée. Et on tirait, et on tirait plusieurs coups pour faire croire qu'on était beaucoup, parce que les Arabes étaient en face, c'était en face de la Jordanie. Puis après, on m'a amené dans le désert du Negev, et
Je me rappelle, l'officier, il y avait oui, on nous a mis devant... on nous avait fait mettre au garde à vous. Il y avait Ben Gourion qui est arrivé, parce que comme on était nouveau, on était peut-être 2000 ou 1500. Et comme il était petit, on l'a fait monter sur une caisse. Il nous a parlé. Et on a... Devant le drapeau, je voulais plus mourir. Alors comme je pleurais devant le drapeau, l'officier m'a dit, pourquoi tu pleures? Je dis, parce qu'il y a 3 ans, j'étais en enfer, et là, je suis homme libre devant le drapeau. Il m'a dit, bah, tu t'occuperas du drapeau. Alors, on nous a mis dans un commando dans le Negev. Et dans le Negev, on surveillait parce qu'il fallait aller à Beersheva. Mais là, c'était le début du Negev. Et il y avait des endroits qui étaient minés. Et mon officier, mon lieutenant, qui s'appelait Tzvi, il a sauté, il était dans la 3e voiture. Moi, j'étais dans la... C'est-à-dire, j'étais dans la 3e, il était la première, deuxième. Il a sauté sur une mine. Comme quoi, le destin faisait que j'aurais pu, moi, sauter sur la mine. Et puis, bon, il y a eu l'armistice. Et après, on nous a mis encore dans d'autres commandos. J'ai eu plus de chance que d'autres parce que j'ai pas été dans des endroits plus dangereux, qui étaient dangereux parce que on pouvait se faire égorger et tuer par des Arabes ou tuer, tomber dans des guet-apens. Mais bon, j'ai été dans l'armée. J'ai été démobilisé. On voulait pas me démobiliser, on voulait me garder, on voulait faire de moi un officier. Mais j'ai dit je voulais pas. Pourquoi? Parce que c'était encore, si vous voulez, dans la contrainte. Et je voulais être respiré. On voulait me faire aller à West Point ou à Sanders ou à Saint-Cyr. Et j'ai pas voulu. On m'a fait faire des tests et je les ai loupés exprès. Il m'a dit, tu les as loupés exprès, tu iras quand même. Alors, bon, à la fin, ils ont vu que je voulais pas, ils m'ont pas forcé. Et j'ai voulu rester en Israël, mais il n'y avait pas de travail. Et puis j'étais jeune, il n'y avait pas de filles non plus. On croit que mais c'est des choses normales de la vie. Alors, comme on me payait le voyage de retour parce que j'avais été volontaire, ils nous payaient le voyage de retour. Je suis monté sur un bateau, et au moment où le bateau allait s'en aller, je suis redescendu. Parce que ça me faisait mal, après ce que j'avais vécu, de quitter cette terre où les gens disaient toujours, même au camp, il y a des gens avant de mourir, ils disaient l'an prochain, Jérusalem, l'an prochain, Jérusalem. Et puis, un mois après, je suis reparti, et je suis remonté sur le bateau, et je pleurais quand la terre s'éloignait. Et je suis arrivé en Italie. C'est quelle époque? À quel moment vous rentrez? Je rentre en fin 52. Donc ça fait à peu près 4 ans. Hein? Oui. Alors je suis resté à l'armée, j'ai fait les manœuvres, je suis retourné à l'armée après, parce que comme j'étais là-bas, on me reprenait à l'armée. Et donc vous rentrez à Paris ensuite. Hein? Je rentre, mais pas tout de suite, je rentre par l'Italie. Et j'ai fait toute l'Italie. Je ne regrette pas, c'était beau. J'avais pas beaucoup d'argent, mais avec les Italiens, on marchandait pour dormir, on marchandait pour manger. J'ai fait Messine, j'ai fait, comment dire, j'ai fait Bari, Brindisi, Naples, Rome, Milan, tout ça. D'ailleurs, je suis retourné avec ma femme exprès parce que c'était beau. Et puis je suis rentré à Paris, et puis j'ai recommencé à faire les marchés. Puis un jour, le 20 mars 53, j'ai rencontré ma femme dans un magasin et je suis tombé amoureux. Et c'est une femme formidable. Ça fait 51 ans. Elle avait été internée et puis c'était le destin qui m'a fait que je revienne pour rencontrer ma femme. Il a bien fait. Et on s'est mariés le 9 avril 54. Je l'ai rencontré le 20 mars 53. Il était 11h15, je me rappelle. Et puis notre fille est venue au monde en 57. Puis voilà, on a travaillé dur. On n'avait pas d'argent.
Mais on est tombé sur des gens qui avaient confiance, qui étaient gentils. Et après, j'ai abandonné les marchés. On a eu un magasin sur le boulevard d'Anlou, un petit magasin. Et puis, on avait un employé, et comme on ne voulait pas la mettre à la porte, on a payé tellement d'impôts qu'on l'a revendu. Puis après, on est parti à la retraite. Et puis voilà. Alors, dites-moi, là, ce qu'on vient de faire Et on a un ensemble. petit-fils qui est venu à Ouais. Auschwitz avec nous, à 13 ans. Et je fais des pèlerinages à Auschwitz, j'emmène les enfants avec Jovaïs Blatt, et puis Maxime Librati, puis d'autres, Sturze. Je vais en pèlerinage. J'ai même tapé un Fébit en revenant. Parce que j'avais l'opération et il y a beaucoup à marcher à Birkenau. Et c'est un devoir de mémoire. Et puis quand on va là-bas, ben, je suis plus près de mon père, de ma mère, de mon frère. J'ai ramassé des cendres, des pierres que j'embrasse tous les jours. Et puis voilà. Alors, quand vous arrivez à Paris en 1945, à qui vous racontez? Vous m'avez dit, Ben, les au gens fond, dans la les gens, rue, ils veulent pas croire. les gens, ou- les gens que je racontais, je marchais rue Notre-Dame-de-Nazareth, il y avait des gens qui avaient connu mes parents. Alors, je leur parlais, mais ils ne me demandaient pas si je... Il y en a qui ont peut-être eu plus de chance, mais ils me tapaient sur l'épaule, on me disait, tu vas te débrouiller. Il y en a qui gagnaient de l'argent, ils travaillaient, vous rentrez 9 mois après. Mais 9 mois après, les gens, ils s'en moquent un peu. Et la question aussi, alors à propos d'Israël, c'est, vous arrivez en Israël en 48, Ouais. et est-ce que en Israël, on s'inquiète de ce qui vous est arrivé pendant la Deuxième Guerre? Oui. À qui vous le racontez? Eh ben, les gens, il y en avait beaucoup d'ailleurs comme ça. Je le raconte, mais j'étais un homme libre. Ils le savaient, et la plupart, c'était des gens qui avaient été au ghetto, ou avaient subi des pogroms, ou avaient vu les camps de concentration et étaient sortis. Donc l'ambiance était différente, il y avait moins d'habitants, et les gens comprenaient. Je dis pas que c'était la panacée, mais ils m'ont dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu es chez toi. Pourquoi vous dites que c'était pas la panacée? Bah parce qu'il n'y avait pas tellement à manger. Et puis, vous savez, il y a des gens qui n'avaient pas souffert. Comme partout, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. Ils ne peuvent pas comprendre. Et puis les gens, il y en a qui ne voulaient plus entendre. Vous voyez, que le jour, un monsieur, il ne veut pas parler de son père. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des choses dans la vie. Et puis après, il y avait des gens qui arrivaient 10 000 personnes par jour. Ils se recasaient, ils les assimilaient. Moi, je pouvais, si j'étais retourné à l'armée, j'aurais pu très bien réussir. Mais je voulais pas. Peut-être que quand je me suis marié, je serais retourné avec ma femme, mais le destin fait des choses, arrive autrement. Je serais retourné à l'armée et je suis sûr que puisqu'on déjà on voulait je pouvais avoir. Mais enfin, il n'y avait pas tellement de travail en Israël à l'époque. Alors, là, On il y a donnait aussi- plutôt à des hommes mariés le travail. Il y a aussi une autre question que soulève votre propos sur ce qui se passe après. C'est à partir de quand vous avez été en contact avec des anciens déportés? Ah ben, j'étais en contact avec les anciens déportés à partir de 1954. Alors, il y avait des déportés qui avaient été déportés avec moi, on était amis. Il y en a un qui s'est suicidé, le pauvre. Bon, lui, il était formidable. Un autre qui est mort aussi, un autre que je vois moins maintenant parce qu'il est fatigué, il habite, il ne peut pas marcher. On s'est revus. Mais vous savez, la vie, comme m'a dit ma femme, c'est pas parce qu'un type a été déporté, s'il n'était pas tellement bien avant, il peut être mieux après, mais il peut être moins bien après. J'ai bien volé un morceau de pain quand on a déchargé le camion des SS et j'ai jeté le pain à un copain à moi. Bon, le pauvre, maintenant il n'est plus là, mais quand il a été malade à la fin, c'est ma femme et moi qui venions le voir. Mais pendant des années, il ne s'est pas occupé de moi, il était très bien, il avait très bien réussi, mais il n'a rien à faire de moi. Alors que donner un morceau de pain à quelqu'un dans un camp, un pain de SS que j'ai mis là-dedans, il est passé, je lui ai jeté le pain, si on m'avait attrapé, le SS me tuait tout de suite.
Eh ben, l'égoïsme des gens, s'ils étaient personnels égoïstes avant, ils sont restés comme ça. Puis ceux qui étaient bien avant, ben, ils sont restés bien. Mais vous savez, les situations et l'argent détruisent. L'argent est destructeur. Il y en a qui ont bien réussi, ben, ils ont bien réussi, et puis après, ils s'en foutent. Faut pas croire, les déportés, c'est des gens comme tout le monde, c'est des humains, ils ont souffert. Il y a un lien, mais après, il y a la politique aussi qui s'en mêle. Et quand vous avez des gens qui vous disent des choses sur des choses que vous avez vécues, par exemple pour Israël, quand Israël est devenu un pays, je ne veux pas faire de politique, mais les Arabes nous ont attaqués. Et nous, on leur disait, ben, ne partez pas, restez. Et c'est le mufti de Jérusalem qui était chez Hitler et qui avait fait fonder la Légion bosniaque à Croix-Gammée, qui avait un bureau à Berlin et qui disait à Hitler qu'on lui avait offert d'ailleurs un gilet pare-balles, ça faisait bien, tuer les enfants juifs parce qu'ils s'y grandissent, ils voudraient se venger. Donc, les Bosniaques étaient pour Hitler. Il y a plein, on peut dire que presque tous les Arabes musulmans étaient pour Hitler, parce qu'ils voulaient battre les Anglais. Ils étaient contre les Anglais. Et la plupart des gens ont leur propre vie et se moquent. Et nous, en 48, on n'a jamais, quand on était deux et qu'il y avait 100 Arabes, ils avaient peur. On n'a pas massacré les Arabes. On n'a pas battu les Arabes. Mais eux nous voulaient nous détruire. Et maintenant, quand ils vous racontent des choses, il y a des exactions comme dans toutes les armées du monde, mais il n'y en a pas beaucoup parce que quand un soldat israélien vole une montre dans une maison, il faut qu'il la rende, il fait 2 mois de prison. Et puis c'est très difficile pour moi de parler d'Israël parce qu'on va dire il a un parti pris. Mais je suis choqué énormément par des gens qui vous disent que les camps n'existaient pas et qu'on les laisse tranquilles. Et je suis choqué aussi parce que disent les musulmans, quand ils vous racontent, ils ne vous disent pas qu'à Gaza, il y a des bateaux de plaisance, il y a des belles maisons, et qu'ils touchent l'argent. Et je peux même vous dire qu'Arafat, il est mort du sida. C'est pour ça qu'ils disent que les produits israéliens, qui viennent souvent de produits palestiniens, il y a le sida. Et la politique, c'est pourri. La politique, ça consiste à faire des choses. Si moi, je suis politicien et je sais qu'on va vous faire du mal, eh ben, normalement, je devrais vous le dire, mais je ne vous le dis pas. C'est ça, la politique. Alors, il y a une autre question. Oui. Je voulais juste dire un mot, Oui. que les musulmans, on parle avec eux, il y a des gens bien partout, et eux-mêmes voudraient qu'il y ait la paix pour pouvoir vivre en tranquillité, travailler, manger, boire, et avoir des enfants. Et qu'en Israël, il y en a plein qui font soigner chez Hadassah, j'en ai vu et j'en ai parlé. Et la dernière fois que j'étais en Israël, il y en a 2 qui faisaient des travaux, on les photographiait tous les 2, ils viennent de Gaza tous les matins travailler, et moi je suis français, juif, et on est frères. Alors, j'ai deux questions Oui. encore, 2 dernières questions. La première, c'est dans les grandes dates où on a parlé de ce qui vous était arrivé dans le monde, dans les Oui. médias, dans la sphère politique, un peu partout. Dans les grandes dates, est-ce que vous retiendriez, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est les procès de Nuremberg? Est-ce que c'est l'arrestation et le jugement de Eichmann à Jérusalem en 1967? Est-ce que c'est un film comme Shoah de Lanzmann? Est-ce que c'est le débat sur le négationnisme? Il y a eu beaucoup d'événements où il a été question de ce qui vous était arrivé. Qu'est-ce qui vous a paru le plus important? Ce qui me marque, c'est tout me marque. Mais la victoire de 45, ça me marque. Le film Shoah, c'est un film grandiose parce qu'il montre exactement comment ça s'est passé. Le procès de Nuremberg, j'étais content, mais je m'aperçois que, bon, on a puni beaucoup de gens, mais c'était un peu escamoté. Vous m'avez demandé autre chose. Oui, parce que si on va dans l'histoire, il y a aussi eu des Ce procès qui me détruit, assez c'est récents. le négationnisme. C'est des gens qui n'auraient jamais donné une tribune, parce que ce qu'ils veulent, c'est une tribune. Ce qui me détruit, c'est de voir que des professeurs, Gollnisch ou Notin, font des cours et qu'on met du temps pour leur enlever. On sait très bien que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais on les laisse. Ce qui me détruit, qu'au nom de la démocratie, on laisse des gens défiler à Croix-Gammée sous prétexte des gens qui changent leur dénomination, mais qui restent toujours là, et on les laisse.
au nom de la démocratie, parce que la démocratie, comme a dit Churchill, c'est pas 100% magnifique, mais c'est le meilleur pour être libre. Mais des gens comme ça, on devrait les punir, ne pas laisser, ne pas donner de publicité, ne pas laisser, parce que ça peut faire des adeptes. Ce qui me fait du mal, c'est de voir des gens qui racontent, par exemple, les sages de Protocole de Sion. Ça me détruit, parce que c'est une histoire du temps des tsars en 1830, qui reprennent et qui passent une chaîne comme, bon, on peut faire de politique, mais on peut bien le dire, Almanar. On leur donne le droit, puis après on dit vous n'avez pas le droit, puis on sait très bien qu'ils vont parler en arabe et qu'ils vont dire à des jeunes, ben voilà, lui il fait ça et ça, c'est pas vrai, mais ça peut l'exciter. Et demain, il arrive à côté de... Bon, il y a une gosse, un ami à moi, qui a fait la Corée, qui a fait l'Indochine, qui a tout fait. Sa petite fille de 29 ans, il a 26 petits-enfants. Il a été à l'armée en Israël aussi. Il a été en Algérie, il a des décorations, on croirait un général russe. Bon, sa petite fille à l'école, un petit musulman noir, qui lui dit, il lui crache dessus, celle juive, parce que les parents ont raconté. Elle va le dire à la directrice lui dit, c'est pas grave, t'en verras d'autres. Il a été obligé de gueuler là-bas et de faire intervenir le ministre Fillon qui connaît, et à la directrice lui dire, c'est pas ça que vous auriez dû faire. Vous auriez dû demander au gosse qui recommence pas, c'est qu'il s'excuse, et faire un cours comme on faisait avant-guerre. Alors ça me détruit. Ça, parce que quand une chose est vraie, d'accord, mais quand une chose est un mensonge, et qu'on fait passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et qu'on autorise une chaîne qui va être captée dans toute l'Europe, et qu'on dit on va l'interdire, patati patata, moi ça me détruit. Ça me détruit parce que je vois que rien n'est changé. On garde les synagogues, mais j'ai rien à foutre qu'on garde une synagogue. D'abord, je ne suis pas croyant après ce qui s'est passé. Ma mère était très croyante, elle croyait toute la journée, elle priait. Mon père un peu. Mais moi, je suis athée parce que quand je vais mourir, je vais poser 2 questions à Dieu. J'ai demandé d'abord s'il existe, si c'est bien, et deuxièmement, pourquoi? Pourquoi il a laissé faire? Parce que quand on pense que les bébés, on jeté les bébés presque vivants dans le four crématoire, parce qu'ils n'étaient pas morts, on n'avait pas le temps. Et quand on pense à tout ce qui s'est passé, comment ça a pu se passer dans un pays comme l'Allemagne, qui était un pays très évolué, avec des écrivains extraordinaires, avec des romanciers, avec tout. C'est tout. Et même, je peux vous rappeler une chose, je peux revenir un peu en arrière, quand je travaillais encore à décharger les fabriques de limonade, il y avait le chauffeur qui m'a raconté qu'il a fait 3 mois de camp de concentration, parce que, à Buchenwald, un Allemand, parce que son fils s'est engagé pour le Führer, pour aller sur le front de Russie, il l'avait giflé. Le fils a été le dénoncé à la police, et le père a fait 3 mois de camp de concentration à Buchenwald. Il a été libéré, le fils est venu en permission, il a demandé pardon à son père, il est reparti en Russie, puis il est mort. Moi, quelques jours avant qu'on m'arrête, qui découvre ma photo du premier camp de concentration, voyant qui j'étais, je me suis trouvé à Weimar, devant la statue de Goethe, et la statue de Schiller, et je me disais, regarde, à l'école, tu as appris Schiller, tu as appris Goethe, tu étais là devant la statue, tu es juif, on ne sait pas qui tu es, et tu es à Weimar. À Weimar, qui était quand même quelque chose. Et quelques jours après, ils ont découvert qui j'étais. Mais j'étais là, je disais, c'est incroyable ce que je vis. Je suis devant la statue, j'étais dans les camps, je me suis évadé. Je suis dans la statue de Weimar, à Weimar, le berceau de la République, et je suis devant Schiller et Goethe. D'ailleurs, les gens ils me regardaient, ils disaient, il est siphonné celui-là. Alors, il y a une question que je ne juge pas indispensable de vous poser, mais je vais la formuler quand même. C'est parce qu'il me semble que dans tout ce que vous avez dit, on a repéré ça. C'est la présence de la déportation dans votre vie quotidienne. Elle est de plus en plus terrible et de plus en plus forte, surtout qu'on parle, qu'on nous sollicite, qu'on va dans les écoles, je dois aller dans une école, que les gosses nous écrivent, il y a des gosses qui m'ont écrit 85 lettres. J'ai répondu personnellement à 85 lettres avec ma femme, mais à chacun, suivant le ton de sa lettre. Un autre endroit, 65 lettres. J'étais au CDIC, il y avait des musulmans. Ils étaient tous très gentils. Un parrain qui m'a dit « Allah va punir les bons et les méchants ». Ma femme lui a demandé « Mais dites-moi ce que vous pensez ». Alors lui, il voulait qu'on soit punis, nous. Il y a des gens bien partout. Mais en majorité, je rencontre la fraternité. Mais ce qui est difficile, c'est que la plupart des gens ne veulent plus écouter ce qu'on raconte, parce qu'ils en ont marre. Parce que ça les embête. S'ils n'ont pas été déportés, ou si on de la famille déportée. Et puis il y en a qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre. Et d'autres qui m'ont dit, tu ne devrais plus penser à ça.
Est-ce que je ne peux pas? Ça fait partie intime de mon existence. Quand je vais à Auschwitz avec des jeunes et que je leur parle, Vous y êtes allé quand pour la première fois après? avec Joves Blatt, euh, j'ai été en 80 et quelques. J'ai déjà été 9 fois. Donc la première fois, c'était dans les années 80. Oui, mais mon copain Joves Blatt, il a été 70 fois. Là Mais aussi, là, la dernière fois que j'ai été, j'ai attrapé une phlébite, puis là, j'espère pouvoir retourner en mars, mais après, je pourrai plus retourner parce que je peux plus marcher. il y a une autre question et ça sera ma dernière, c'est qu'est-ce que vous avez dit à votre fille? Ben, ma fille, ça l'a Et- traumatisé, et mon petit-fils aussi. Il a d'ailleurs fait une rédaction là-dessus, extraordinaire. Et c'est très dur de vivre avec ça, parce que on en parle, on n'a pas pu parler pendant 50 ans. Et tout d'un coup, on en parle à cet été. On en parle et on en parle et on en parle. Et les historiens et des journalistes et des enfants et des gens. Alors, vous savez, ça détruit un peu, parce que ça, on aurait, on aurait dû, si on avait pu parler en 45 avec des psychologues comme on fait maintenant dans certains cas. Mais nous, on ne pouvait pas parler. Et les gens nous disaient, mais comment ça se fait que tu es revenu? Quand je vous ai raconté tout ce que j'ai raconté, c'est pour ça que j'insistais pour montrer les papiers et les affaires et tout. Parce que quand ils le voient, ils croient. Mais il y en a peut-être dans 20 ans, ils diront, oh, il est zinzin, il a folayé. Et tout ce que j'ai raconté est vrai. Et encore, il y a plein de choses que j'ai oubliées, que je ne peux pas raconter ou que ça ne me revient pas. Mais c'est invivable. Notre fille a appris ça un peu plus tard, parce qu'il ne parlait pas. Alors, quand est-ce que votre fille a appris, justement? Ma fille, elle l'a appris, elle avait 15 ans. Et c'était Et très elle- dur. Et elle est Je née peux en pas- 57, hein? Oui, elle avait 15 ans. Parce que fatalement, elle voit le numéro. Et mon petit-fils, il m'a dit, grand-père, il avait 3 ans et demi, qu'est-ce que c'est ça, le numéro? Je lui ai dit, c'est un secret, je te le dirai plus tard. Alors comme c'est un secret, il disait rien. Puis un jour, il a demandé moi-même à aller à Auschwitz, à Birkenau. Et il a été, d'ailleurs je vous ai montré la photo, et il s'est comporté comme un homme. Mais ça détruit en partie, si vous voulez, ça peut détruire ma femme en partie. Ça peut détruire ma fille en partie, parce qu'elle s'occupe beaucoup de ça. Elle trouve des endroits pour aller dans des écoles. Ça me détruit, ça détruit mon petit-fils, mon gendre moins. Parce qu'il ne comprend pas, il est canadien, il ne comprend pas. Il comprend sans comprendre. Mais les gens européens, puis nous, ça nous détruit parce que à chaque fois, ça nous fait souffrir. Et je vais vous dire une chose, c'est de plus en plus dur pour moi de parler. Parce que j'ai vieilli. Et parce que j'arrête pas. Mais je fais en quelques années ce que j'aurais dû faire en 60 ans. Votre fille, quand vous lui avez dit, quand elle avait 15 ans, c'est elle qui a voulu savoir? Oui, mais elle pleurait beaucoup. Puis elle a été déjà 3 fois à Auschwitz. Et comment elle a réagi lorsque vous lui avez raconté? Qu'est-ce que vous lui avez dit précisément? Ben, je ne pouvais pas tout lui raconter, mais je lui ai dit bon, que j'ai le nombre de camps que j'ai fait, les prisons, ce que j'ai fait. Mais on peut pas trop en parler non plus de la même manière. Et elle a raconté à mon petit-fils et à son mari, qui est venu 2 fois à Auschwitz. Mais vous avez des gens qui vont là-bas et qui comprennent rien. Ils vont là-bas comme s'ils faisaient du tourisme. Il y en a qui fument. Alors je leur dis, vous fumez pas parce que la fumée, ils devraient comprendre d'eux-mêmes. Il y en a qui vont là-bas sans comprendre. Il y en a qui vont là-bas et qui comprennent beaucoup de choses et qui changent leur façon de vivre. Et d'autres qui apprennent sans changer leur façon de vivre, mais qui comprennent, ils nous comprennent mieux. Tout à l'heure, Quand ils voient les cheveux, quand ils voient les chaussures, quand ils voient les vêtements, quand ils voient le Birkenau parle tout seul. Quand on est là-bas l'hiver et qu'il y a de la neige, on voit tout seul. tout à l'heure, il y a eu un moment qui me semble, pour ma part, extrêmement important dans ce que vous avez dit. C'est que lorsque vous voyez des gens entrer dans le métro ou entrer dans le bus, vous pensez au camp. Je n'aime pas le métro parce que les policiers se cachaient dans le coin pour nous sauter dessus, pour arrêter. Je n'aime pas voir les gosses défiler en rang parce que ça me rappelle les gosses à la sélection qui allaient donner leur main à leur mère ou à leur frère pour aller se faire gazer, soi-disant pour prendre une douche.
et pour aller se faire gazer. Et je vois aussi mon petit frère partir quand il m'a dit au revoir le jour de son anniversaire, le 19 août 42, pour s'en aller à part de Drancy, aller au four crématoire à Birkenau. Je supporte pas. Je ne supporte pas les odeurs. Je ne supporte pas les lumières bafardes. Je n'aime pas quand ma femme dit, par exemple, je mets un poulet au four. J'aime pas le mot four. Je n'aime pas le brouillard. Je n'aime pas des tas de choses. Je n'aime pas même manger du poulet. Je me force. Mais si je vois les cuisses de poulet, ça me fait penser au cadavre. Parce que le poulet, les cuisses, moi, ça me fait penser au cadavre. Je ne pourrais pas, je vous dis la vérité, il y a des petites mouches des fois qui viennent au monde à la maison parce qu'une mouche est venue, je la tue pas, je la laisse vivre. Bon, si j'ai tué une mouche, je regrette après. Si je tue une guêpe, je regrette. Et pourtant, c'est comme ça. Et je vais vous dire, ma femme et moi, quand on voit des chiens, ils s'approchent, le chien sait tout de suite si on l'aime ou on l'aime même pas. J'ai eu affaire à un pitbull, à mon plombier, il voulait me bouffer le chien. Je lui ai parlé, et c'est une chienne. Et ben maintenant, si on ne lui dit pas bonjour, elle pleure. C'est pour dire que les animaux sont moins dangereux que les humains. Le plus dangereux pour l'homme, c'est l'homme. C'est l'être humain. Je suis passé à côté d'un serpent qui avait avalé un lézard, j'avais la trouille. Peut-être que le serpent ne m'a rien fait parce qu'il était en train de digérer, alors qu'un être humain pourrait me faire. Je suis très méfiant des humains. Parce que les petites choses comme pour les grandes. Vous savez, l'argent est destructeur et les humains vous jugent. Quand je n'avais pas d'argent et que je venais dans un restaurant et que j'avais pas à manger, je prenais un plat avec de la sauce et du pain. Et je demandais un peu de pain, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas donner de pourboire beaucoup. Le garçon me jetait le pain. Mais quand, quelques années après, j'ai travaillé, que j'ai gagné un peu de sous, que je travaillais, que je gagnais un peu d'argent, il me respectait, il ne se rappelait pas de moi. Il me jetait plus le pain. Et je lui donnais le pourboire, je lui donnais le double. Et un jour, il m'a dit, excusez-moi, mais pourquoi vous me donnez le double des autres? Il dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Non. Quand je rentrais du camp, que je n'avais pas à manger, je vous demandais un plat en sauce avec beaucoup de pain, vous me jetiez le pain. Eh bien, moi, je vous jette l'argent. Je lui jetais l'argent. Il m'a dit, vous m'avez appris à vivre, j'aurais jamais cru que j'ai fait ça. C'est pour dire que les gens, et quand je rentrais dans un endroit, on me mettait près des cabinets, vous êtes tout seul, il n'y a pas de place. On vous regardait près le vêtement. C'est pas le vêtement qu'il faut voir, c'est le contenant, le contenu. C'est pas l'apparence. Et malgré tout, ça continue de plus en plus. Et ce qui me détruit, c'est surtout les négationnistes. Et pourquoi on leur a donné la parole? Et moi, je veux vous dire, j'ai déjà dit, je ne veux pas citer de nom, mais je me suis trouvé devant des gens qui racontent, qui sont mauvais, qui racontent des mensonges dans des grandes assemblées. Et les gens m'ont applaudi, on m'a dit, vous êtes venu pour faire applaudir? Non, je suis venu pour rétablir la vérité et pour dire ce que je pense. Alors il y avait des juifs et des non-juifs. C'était pour ça qu'on s'est vu aujourd'hui aussi. Oui, mais vous êtes très gentil, vous êtes très bien parce que vous êtes à la portée des gens. C'est difficile de trouver des gens comme vous à la portée qui écoutent, parce qu'on ne nous a pas écoutés. Et en plus, pourquoi j'insiste, montrer ma ceinture, montrer les choses des anciens combattants? Parce que si ça se trouve un jour, il y a un gars qui dira, c'est pas vrai. Ben, je l'ai enregistré à plusieurs endroits, mais il y a les preuves que ce que je raconte est vrai. Parce que quand je dis que je me suis évadé d'un camp, les gens, et pourtant c'est vrai. Quand je raconte certaines choses, certaines scènes, les gens, ils pensent que c'est pas vrai. Comme Monsieur Drucker, puisque là, je pense qu'on touche à la fin, je vous remercie d'avoir eu le courage, aussi bien physique que moral, de venir, et ainsi qu'à votre épouse qui est là. C'est mon devoir de mémoire de le dire pour plus tard, pour que ça se renouvelle pas. Mais je vais vous dire une chose. Si j'avais su qu'on allait couper, quand le policier est venu nous arrêter, il a coupé le gaz et l'électricité. Si j'avais su, j'aurais foutu le feu. Alors maintenant, si ça devait se reproduire, c'est fini ce temps-là. Je serais pareil. Je mettrais le feu. Je ferais tout exploser. Avec quoi, je ne sais pas, mais je le ferais. Mais je le dis pour que les gens le sachent. Et puis ensuite, je vais vous dire une chose. Ma patrie, c'est la France. Mais ma patrie, si vous voulez, dans ma tête, on m'a fait comprendre que je suis juif. On me le fait comprendre maintenant. En gardant les synagogues, je suis contre. On me le fait comprendre maintenant avec ce qui se passe en politique.
avec la chaîne El Manar, avec qu'on fasse de la politique, d'accord, mais on fait la politique trop d'un côté et pas assez des autres. Il faut être partial, indépendant. Alors je vais vous dire une chose. Ça me détruit de voir que on prend parti parce qu'on a la trouille. Parce qu'en vérité, si on veut parler des intégristes, les salafistes, tout ce qu'on veut, eux, ils veulent que vous ou moi, on se convertisse à leur truc à eux. Tout ce qu'on demande, c'est de vivre tranquille, en paix, avec tout le monde. Et le premier mot, c'est shalom, ça veut dire paix. Alors je sais très bien que les Israéliens, ils ont des avions, ils ont la bombe. S'il y avait eu des camps, ils les auraient détruits, ils les auraient bombardés. Alors que les Anglais, les Américains, ils passaient, ils ne voulaient pas nous détruire. Et je vous dis, il y a un haut fonctionnaire en Angleterre. Je lui ai demandé, il m'a dit, ben voilà, je peux te dire pourquoi, c'est pour ça. Merci, merci infiniment. Et encore, je n'ai pas cité les noms des journalistes que vous connaissez et des gens, médecins du monde ou médecins reporters sans frontières et tout, juifs ou non juifs, je les ai engueulés. D'ailleurs, leurs parents sont très malheureux. Même leur famille n'en parle plus. Parce que être de mauvaise foi comme ça, il faut le faire. Hein. Ils sont capables de dire qu'on se trouvait en haut de la Tour Eiffel, tous, et qu'on jouait aux billes au-dessus de l'antenne de télévision, alors qu'on est ici. Et ils mentent avec aplomb, parce qu'ils touchent de l'argent. Merci. Enfin, je ne veux plus rien dire, parce que je vais dire des bêtises. Merci. Merci infiniment. Ben, c'est normal. Alors, si je peux avoir